vous avoir et de vous savoir nombreux derrière vos écrans ce 30 avril 2022, 10e journée des travaux de la 71e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je salue mes collègues commissaires Mudford, Maria-Theresa, je veux Janet aussi, je vois l'honorable Marie-Louise, j'espère n'oublier aucun honorable. Et ceux que je n'aurais pas cités qui daignent bien me pardonner parce que je ne vois pas bien à l'écran qui est là, qui n'est pas là, parce que vos écrans sont bien évidemment fermés. Donc je salue tous les collègues commissaires qui sont connectés maintenant pour entamer cette journée. L'agenda d'aujourd'hui, c'est un agenda hyper chargé dans la mesure où nous sommes à la dernière journée de nos travaux. Tout de suite, nous allons commencer par le rapport. Je salue aussi le commissaire Derso qui vient d'ouvrir sa caméra parce que je ne voyais pas tout le monde. Nous allons pour l'agenda d'aujourd'hui continuer avec le rapport d'activité des membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, nous allons écouter le rapport de la rapporteure spéciale sur les prisons et les conditions de détention en Afrique. Nous allons également écouter le rapport du président du groupe de travail sur les populations indigènes, populations communautaires indigènes et les minorités en Afrique. Nous écouterons également le rapport de la rapporteure spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées internes, ainsi que les migrants en Afrique. Également le rapport du rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme. Je ferai également le rapport à ma qualité de président et membre du bureau de notre organe, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous travaillerons jusqu'à épuiser le sujet, parce que c'est le dernier jour, on n'a pas de choix. S'il faut aller jusqu'à minuit, c'est une façon de parler, nous irons jusqu'à minuit, parce qu'on doit épuiser notre agenda, vu que hier, pour des circonstances indépendantes de la volonté de tous les commissaires, nous n'avons pas pu poursuivre avec notre agenda. Sans plus tarder, je vais appeler Madame la rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique, de prendre la parole. Je signale tout de même que le respect du temps aujourd'hui va être vraiment de rigueur, vraiment de très grande rigueur. Nous n'avons pour ceci que 30 minutes, donc nous arrêterons à 30 si je veux dire. On a déjà consommé 7 minutes parce que nous nous sommes connectés pour la plupart des commissaires légèrement en retard. Je vais donner la parole à la rapporteure spéciale sur les prisons et les conditions de détention en Afrique. Je lui demanderai peut-être d'utiliser 10 à 15 minutes pour résumer son rapport et le reste, ça ira dans les débats parce qu'à 30, on doit basculer vers le panel. Donc, je reprends encore ce que je dis. Le respect du temps va être une notion que nous allons suffisamment utiliser aujourd'hui pour éviter d'avoir un agenda qui n'est pas fini et il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire aujourd'hui. Madame Maria-Theresa Manuela, Madame l'honorable commissaire Maria-Theresa Manuela, à vous la parole. Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixe-me só ligar o meu cronômetro para não ultrapassar o tempo. Bom dia, caros colegas. Bom dia a todos os presentes nesta sala virtual. Bom dia aos nossos intérpretes. Se houver representantes de Estados, das instituições nacionais de direitos humanos e das ONGs. Tanto apresento este relatório nos termos do regulamento interno da Comissão Africana e da Carta Africana e vai abranger a atividade que desenvolvi no período entre sessões, 69ª a 71ª. Vou fazê-lo nas minhas 4 qualidades como membro da Comissão, 5 como relatora especial para as prisões, como membro do Grupo de Trabalho das Comunicações, membro do Comitê do HIV e membro do Comitê da Prevenção da Tortura. Este relatório foi resumido para 3 secções. E então, vou de forma rápida, até porque ele está publicado,
dizer que participei em quase todas as reuniões estatutárias que ocorreram, exceto a reunião prevista para formação sobre as TIC, que não participei porque não havia interpretação. Noutras reuniões, participei da mesa redonda, que se realizou no dia 31 de março, e debatemos a questão relacionada com migrações e respeito pelos direitos humanos. Portanto, o desenvolvimento já ocorreu no relatório da senhora comissária Maia. O enfoque vai para as atividades empreendidas como relatora especial para as prisões, onde temos trabalhado no sentido de balancear os 25 anos de existência do mecanismo, bem como relançar a atividade com os nossos parceiros. Então, 31 de janeiro tive uma reunião de planificação e demos a conhecer aos nossos parceiros a nossa pretensão de trabalharmos na extensão que obtivemos da Comissão sobre o uso excessivo da força e produção do Manual de Formação para as Forças da Ordem e Segurança Públicas. Ali percebemos que as reuniões virtuais não têm sido muito boas, não têm sido muito produtivas, e então preferimos agendar reuniões físicas. Tudo isto dependendo dos valores do orçamento que estiver disponível. No dia 29 e 30, portanto, tivemos a reunião preparatória consultiva para a Conferência Continental sobre as prisões que estamos a planear para setembro deste ano, onde tivemos um total de 25 participantes para refletirmos sobre as instituições prisionais, as leis e o tratamento que é dispensado aos reclusos. No dia 19 de abril, ainda nesta mesma qualidade, participei no Fórum das ONGs, onde também aproveitei fazer um apelo às organizações não governamentais que trabalham para, portanto, questões relacionadas com prisioneiros para colaborarmos nesta atividade. Como membro do grupo de trabalho, tive 2 reuniões já devidamente escapelizadas pela senhora presidente do grupo de trabalho, portanto, nos dias 21 de fevereiro e 18 de abril. Como membro do comitê para o HIV, estive em Sali, onde tivemos a oportunidade de debater questões relacionadas com o impacto Covid-19 nas respostas do HIV em África, e a declaração de Sali é eloquente em relação aos resultados obtidos. No dia seguinte, portanto, 18 de março, virtualmente participei da atividade do Comitê para a Prevenção da Tortura em África, onde tratamos de questões relacionadas com o término dos documentos que se referem a situações de tortura e atos relacionados em África. O fulcro destas atividades já foram apresentadas pelo comissário Hatem, presidente deste comitê. Rapidamente sobre o que faço com os Estados-parte a que eu acompanho em relação à implementação dos direitos humanos. Portanto, são 5 Estados, como se sabe. Temos tido um contacto permanente com os pontos focais, para aqueles Estados com os quais temos pontos focais, porque com Moçambique perdemos novamente a comunicação. Hoje não conseguimos entrar em contato com o Estado moçambicano porque o diretor que estava junto do Ministério da Justiça, que era o nosso ponto de contacto, parece-me ter deixado de sê-lo a nível institucional de Moçambique, e então estamos à procura de um novo ponto focal. Cabo Verde, temos tido bons desenvolvimentos, contactos permanentes com a presidente da comissão. Nesta sessão tivemos a honra de conceder um estatuto de observador à coalizão,
e estamos a trabalhar para ver se também a Acrides, uma outra organização não governamental cabo-verdiana, também consegue o estatuto de observador pelo trabalho que desenvolvem e não apenas para aumentar números. Na Guiné-Bissau, tivemos uma paragem nas relações com o falecimento do senhor ministro da Justiça, mas com a indicação da nova titular já reatamos os contactos e temos estado a trabalhar no sentido de agendar atividades que possam ser úteis para os dois lados. Na Guiné Equatorial tivemos uma paragem grande, mas graças à intervenção do senhor presidente da comissão e que nos deu o contacto do senhor embaixador daquele país junto da União Africana, já retomamos os contactos e estamos já a tratar de dar resposta às questões de direitos humanos ao país. Mais concretamente, estamos preocupados com a falta, a ausência da Guiné Equatorial nas nossas atividades. Para este país foi endereçada uma carta de apelo e consta do local próprio. Moçambique, já falei. São Tomé e Príncipe também temos bons contactos, mas com todos eles estamos a preparar um seminário sobre as diretrizes para a apresentação de relatórios do Estado de parte, porque nenhum deles tem os relatórios, tanto está atualizado em relação aos relatórios. Temos tido alguma atividade com parceiros e que servem para divulgar tanto o trabalho da Comissão Africana como do mecanismo. Tivemos no dia 16 de março atividade sobre, portanto, o tema desafiando a criminalização da pobreza e a marginalização em África. Este tema está relacionado com os princípios sobre a descriminalização de pequenos delitos e levamos para este fórum internacional a experiência de África sobre a descriminalização de pequenos delitos e os resultados que temos obtido. O mesmo ainda tivemos outro fórum no dia 24 de março, desta vez para calcular o custo da exclusão, ligando o direito penal, exclusão política e igualdade socioeconômica. Ainda no dia 28 de abril, tivemos a honra de participar no primeiro painel sobre o acesso à prisão e à informação em África em tempo de Covid, e isto diz respeito às condições, aos direitos dos prisioneiros, e então tivemos também aqui uma pré-eleição onde convidei os Estados a tomar a pandemia como um paradigma para pensar em outras crises e criar respostas que não se baseiem exclusivamente na força, principalmente a nível das prisões. Temos tido alguma atividade com Estados africanos de língua oficial portuguesa, mais concretamente com a República de Angola, na formação de forças da ordem e segurança públicas, com a República de Moçambique, tanto para a mobilização de mulheres que pretendem e tomaram a dianteira na defesa dos direitos das mulheres em África, e também temos estado a contribuir para organizar a sociedade civil feminina que trabalha com os direitos da mulher, para as abordagens relativas à sua aproximação com a Comissão Africana, porque há muita atividade a ser feita nos PALOP, mas que, pelo facto de elas não estarem inscritas como observadoras a nível da Comissão Africana, não se conhece esta atividade. Rapidamente, recomendações, elas constam ali no relatório, apenas 2 ou 3. Estamos a dizer aos Estados-parte que o tema fulcral da ação do mecanismo este ano é o balanço dos 25 anos e nós vamos realizar um ato central que será o Seminário Continental sobre o estado das prisões no continente. Então estamos a convidar todos os parceiros regionais e internacionais que colaboram com o mecanismo para refletir sobre a implementação a nível do continente dos instrumentos que regem os direitos dos reclusos e a forma mais correta de melhorar as suas performances. Em relação à ação policial, estamos a dizer que continuamos a monitorar o comportamento das forças de ordem e das forças de aplicação da lei em relação aos vários desafios que são chamados. E tenho acompanhado com alguma satisfação a multiplicação de esforços por parte dos Estados e da sociedade civil para formar forças no sentido de serem os primeiros a respeitar e depois fazerem respeitar os direitos humanos dos cidadãos. Estamos a pedir que haja um equilíbrio
na tarefa que eles exercem, e este equilíbrio situa-se entre a manutenção da ordem e tranquilidade pública e o respeito pelos direitos humanos. Senhor Presidente, então, temos algumas recomendações para os Estados-partes, temos algumas recomendações para as organizações da sociedade civil e as instituições nacionais de direitos humanos, e temos também para os nossos parceiros, para as duas componentes que integram o mecanismo, para as prisões e para o policiamento e direitos humanos. No final de tudo, estamos a apelar que os nossos parceiros continuem a prestar-nos assistência financeira e técnica a fim de empreendermos atividades e obtermos resultados relevantes na área do policiamento dos direitos humanos e na área dos direitos dos prisioneiros. No final, gostaria mesmo de aproveitar esta oportunidade para manifestar a nossa profunda gratidão a todos os nossos parceiros, em particular a PCOF, ao Instituto de Direitos Humanos da Irlanda, às organizações da sociedade civil, à rede das instituições nacionais de direitos humanos e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que nos tem ajudado bastante para que possamos levar a cabo o nosso trabalho. E, finalmente, e de importância capital, gostaria de encorajar os Estados-parte a autorizarem missões de promoção, tanto da Comissão Africana como do mecanismo, porque nestas nossas missões de promoção apenas partilhamos experiências e convidamos os Estados a rever as suas políticas e os seus procedimentos em relação às prisões. Muito obrigada. É uma fórmula resumida do meu relatório, que são 12 páginas, que está ou vai ser atualizado no site da Comissão, e é tudo o que temos. Obrigada pela atenção que nos foi prestada. Merci, commissaire. Il reste 10 minutes pour cette première partie. Je voudrais passer la parole à ceux qui se sont inscrits. Je signale qu'il reste 10 minutes. Peut-être qu'on ne terminera pas la liste des intervenants. Premier intervenant sur le Burkina Faso. Est-ce qu'ils sont en ligne, Etoile? Et puis, nous avons le retour en anglais, je pense, sur le canal français. Arrangez également cette affaire. Nous avons le retour de l'interprétation en anglais sur le canal français. Etoile, dites-nous si le Burkina Faso est en ligne. Dans l'entretemps, je demande à Matt for Peace de se préparer. Si le Burkina Faso n'est pas en ligne, on a des contraintes de temps. Matt for Peace, est-ce que vous êtes là? Yes, they're online. Burkina Faso, they are online? Okay. Yes, can you hear me? Burkina is not online. We don't see them online. Ok. Matt for Peace, vous prenez la parole et je demande à International Service for Human Rights de s'apprêter. 1 minute, Matt for Peace. Directement la question, éviter les salutations et autres, ça nous fait perdre énormément du temps. I have the problem with the translation. I do not see the English and the Arabic one. So the floor is for Matt or it's with... Oui, je vois l'encadré sur Matt. Etoile, can you allow Matt for Peace to speak, please? Ok. Est-ce que International Service for Human Rights est là? En attendant, Matt for Peace, International Service for Human Rights. Okay. We don't see Salma. We don't see anyone by the name of Salma for international service. We don't see anyone. Ok. Est-ce que African Policing Civilian Oversight Forum, Luiz Edwards? Eles dizem que estão em linha. Eles dizem que estão em linha. We are here, no chat, Honorable Chairperson. Stéphanie. Il y a beaucoup de gens qui parlent au même moment. Je n'arriverai pas à bien gérer la situation. Luiz Edwards, vous prenez la parole. Pendant ce temps, Matt for Peace se prépare si ils arrivent à résoudre le problème technique.
Thank you, Honourable Chairperson. Thank you, Honourable Chairperson and Commissioners. We welcome efforts by the Special Rapporteur to highlight the challenges of conditions of detention in her upcoming study on the conditions of detention in Africa. And while APCOF is alarmed at the general state of prisons, we encourage the Special Rapporteur to also consider including the alarming conditions of detention in police custody and migration detention as part of this important study. In our written submission in response to Commissioner Manuela's report, we've outlined all the ways we believe that police custody and migration detention across the continent pose a significant risk to human rights. The Commission's Luanda guidelines provide a blueprint for rights-based custody and a benchmark against which the conditions could be assessed by the study. I thank you. Merci beaucoup, Apcof, pour votre synthèse, votre question rapide. Je vais demander à International Lawyers Org. Curtis Dabler, est-ce qu'il est là? International Lawyers Org. Internationallawyers.org thanks the Special Reporter on prisons for the report. We express our concern about the large number of allegations of torture taking place in Egyptian prisons. On 7 April 2022, the Freedom Initiative released a report documenting 660 cases of rape against male and female prisoners and their family members. We also note the growing number of allegations of denial of lawyer visits, family visits, medical attention, adequate medicines, food, and even clean drinking water in Egyptian prisons. Prisoners with chronic illnesses, such as Huda Abdul Momen, are denied medical care and even the right to defend themselves, as their lawyers are not allowed to visit them. There's an urgent necessity to investigate the conditions of prisons in Egypt. We request the Commission to consider visiting the prisons in Egypt and to cooperate with the subcommittee, the United Nations subcommittee, that is, on the Convention on Torture, on prisons to coordinate their visit to the prisons of Egypt. Thank you. Merci beaucoup, Curtis, pour la question. Je redemande encore si Matt for Peace peut maintenant prendre la parole. Matt for Peace. Matt for Peace Development and Human Rights Association. Yasmin. Yes, Matt is here. Yes. Thank you, Mr. President. The condition of African prisons. The condition of the African prisons still face a set of challenges, and this condition have led to overcrowding and abusive prison conditions, which may sometimes lead to the death of prisoners, in addition to the crisis of detention or disappearance. For example, in Eritrea, there are still no less than 13 Christians imposed after Eritrean security forces stormed their prayer in March 2021. More than 20 political human rights defenders have been in detention for more than 2 decades. Therefore, MAT makes the following recommendation to the committee. First, urging the Eritrean government to improve prison and detention conditions, especially in the light of the spread of the coronavirus pandemic and the lack of the vaccines too, by establishing a safe prison complex protected from all security, health, and psychological aspects, and also closing the secret prisoners that are filled with detainees. Also, we have one question for the Special Rapporteur on the present condition of detention in the policy in Africa. Dear Commissioner Maya Teresa, has the committee called on the Eritrean government to open an immediate investigation into the abuses suffered by detainees who have yet been released? And what is the extent of the Eritrean government response to call this investigation? Thank you. Merci. On me dit que l'International Service for Human Rights, ils sont en ligne. Je vous ai appelé 2 fois, je vous donne encore la parole. Est-ce que vous êtes là? 1 minute pour la question. International Service for Human Rights. Oui, bonjour, Monsieur le Président, nous sommes en ligne. Oui, vous avez 1 minute rapidement, directement à la question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. This is a joint statement of International Service for Human Rights and Committee for Jurists. We call on the Special Rapporteur to issue public statements concerning the violation of defense agencies and to request
to Egypt detention centers while ensuring that no reprisals against those who engage in the special rapporteur explained. Recently, many Egyptian detainees in hunger strike to the human treatment, detention conditions, and excessive solitary confinement. In Al-Katnata female prison, women detainees face torture and violence in custody, with impunity including vaginal snatches, sexual harassment, and also forced medical examination for transgender women. Despite the immense risk of COVID-19 outbreaks in Egypt, detention facilities have continued to arbitrarily arrest and detain thousands of persons in crowded detention facilities. COVID-19 still impacted detainees in the prison system, has imposed policies restricting the right to receive and imposing a violation of the right to judicial review. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphanie Wamba, pour votre speech au nom de ISHR. J'appelle encore pour la dernière fois, toutes les ONG sont intervenues. Il reste à savoir si le Burkina Faso est en ligne ou pas, avant de remettre la parole à la rapporteure spéciale sur les prisons. Est-ce que nous avons le Burkina Faso en ligne maintenant? Est-ce que No, est we là? don't see them online. OK, they are not online. Madame la rapporteure spéciale, vous avez 4 ONG. Je vous donne la parole pour répondre à leurs questions et faire vos observations finales pour 4 minutes, si ça peut aller pour vous. Vou tentar, Sr. Presidente. Devo agradecer a todos que colocaram as questões e aos comentários feitos. Começar pelo fim, pedir à Sra. Stephanie que nos envie a sua declaração por escrito, pois não se ouviu perfeitamente e não houve interpretação para a língua portuguesa. De resto, devo agradecer à APCOF, nossa companheira de trabalho, e sim, durante o trabalho que estamos fazendo sobre prisões, estamos a incluir e vamos incluir todos os outros locais de detenção e custódia e também a questão dos migrantes, porque nós sabemos que os centros de recolha de migrantes são verdadeiros centros de detenção. Também incluiremos e é este apelo que fazemos para que todos aqueles que possam de alguma forma contribuir para que este seminário continental seja um sucesso, comecemos a trabalhar hoje e agora para permitir um bom resultado em setembro. Ao Sr. Curtis, ouvi com atenção a sua declaração e obrigada por ter acolhido a nossa decisão de falarmos sobre prisões neste painel, nesta sessão. Estes dados que nos são enviados, Sr. Curtis, eu tenho dito sempre que é preferível, durante as interseções, enviarem-nos dados para podermos fazer cruzamento de informação, para podermos, então, colocar no nosso relatório com alguma confiança, porque o Sr. Curtis falou agora, mas eu depois preciso de cruzar esses dados com os dos países. Obrigada pela chamada de atenção para podermos juntar-nos ao Comitê da Cruz Vermelha, só que os países africanos não nos dão autorização para irmos fazer visitas às suas instituições. E nós respeitamos a independência dos países e não podemos aparecer sem que sejamos aceitos para trabalhar. Senhora Jasmine, as condições na Eritreia, nós temos acompanhado a situação na Eritreia e obrigada por ter nos lembrado mais uma vez. Há sim prisioneiros com mais de 2 décadas de detenção e nós sabemos as razões que têm sido discutidas ciclicamente com o Estado eritreu e não só aqui a nível da Comissão Africana, mas também a nível das Nações Unidas. Tomamos boa nota e vamos continuar a trabalhar juntos para que possamos alguma coisa fazer. Obrigada a todos e
O pedido que fazemos aos Estados é: deixem-nos visitar as prisões, deixem-nos fazer visitas de trabalho para podermos falar das boas e das não muito boas situações que a África merece, que a África tem juntos, e só assim poderemos melhorar. Obrigada, Sr. Presidente, espero ter respeitado o tempo. Je vous remercie beaucoup, Madame la rapporteure spéciale, Maria Teresa Manuela, pour la maîtrise avec laquelle vous avez présenté ce rapport et la façon avec laquelle vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées, et surtout la maîtrise du temps. Un très grand merci. Je crois que l'ensemble des commissaires sont fiers du rapport que vous avez présenté aujourd'hui, qui donne une situation générale sur les prisons, les conditions de détention et l'action policière en Afrique. Nous terminons donc avec ce point 6 de l'agenda. Nous passons maintenant au point 5, panel sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Ce panel, mesdames et messieurs les commissaires, porte sur le harcèlement judiciaire des défenseurs des droits de l'homme et d'atteinte à l'espace civique en Afrique. On a déjà organisé avec les défenseurs des droits de l'homme beaucoup de réflexions sur la restriction de l'espace civique en Afrique. Grosso modo, ce panel voudrait analyser la question du harcèlement judiciaire et de l'atteinte à l'espace civique en Afrique. Comme vous pouvez le deviner déjà, il y a plusieurs actions en justice basées sur des qualifications, sur des interprétations obscures des normes, tirées d'ailleurs pour la plupart du cas du code pénal. C'est l'instrument qui est utilisé par le pouvoir public pour décourager, pour entraver l'action des défenseurs judiciaires sur le continent africain. Il y a, on a pu le constater, tous les défenseurs des droits de l'homme sont unanimes à cet égard, l'utilisation abusive des lois pour pouvoir inquiéter les défenseurs des droits de l'homme. Souvent, les acteurs politiques, les acteurs privés n'hésitent pas à déposer des allégations ou des plaintes sans fondement sur base des infractions pénales fabriquées et montées de toutes pièces qui ne sont pas conformes au principe de l'égalité. Cela conduit parfois même à des arrestations arbitraires contre les défenseurs des droits de l'homme, à une utilisation excessive des procédures pénales, aboutissant parfois à des coûts juridiques très élevés. Cette utilisation abusive des instruments juridiques et des restrictions du pouvoir judiciaire déforce en tout cas le travail des défenseurs des droits de l'homme. Les États n'hésitent plus actuellement à assimiler le travail des défenseurs des droits de l'homme, on va en parler tout à l'heure, le travail qu'ils font comme étant des activités terroristes. Il n'est pas rare en Afrique centrale, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest aussi, que des défenseurs des droits de l'homme sont carrément assimilés à des terroristes. Quand on regarde le fossé qui existe entre le terrorisme et l'action des défenseurs des droits de l'homme qui exercent des activités pacifiques, des activités de développement, il y a lieu de se demander quel est l'avenir des défenseurs des droits de l'homme ici chez nous en Afrique. On n'hésite donc pas à nous qualifier, parce que nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme, on n'hésite pas à nous qualifier des agents à la solde des organisations étrangères. S'en mêlent également les multinationales. Nous aurons également un panel aujourd'hui sur le 20e anniversaire du groupe de travail sur les communautés populations autochtones. S'en mêlent les multinationales qui, comme vous le savez, occupent souvent les terres des communautés des populations autochtones. Et lorsque les défenseurs qui émanent de la catégorie des communautés autochtones se mettent à se défendre, on aboutit souvent à une tension avec les États. Une tension avec les États qui conduisent souvent à des évictions forcées. Tout à l'heure, on a parlé des Batois en République démocratique du Congo, des Batois qui se battent également pour leurs droits, le droit d'accès à leurs terres. Donc, de manière générale, les harcèlements, les intimidations, les agressions physiques et psychologiques, diffamation publique, stigmatisation, nuisent à l'image des défenseurs publics, considérés comme des fauteurs de troubles, des saboteurs, alors qu'il est connu. Ce n'est plus besoin de le démontrer, les défenseurs des droits de l'homme participent au développement. Il y a toute une doctrine sur l'action des défenseurs des droits de l'homme sur le développement des pays. L'effet pervers de cela, c'est que les défenseurs n'arrivent plus à bien travailler. Ils s'autocensurent eux-mêmes avant de faire leur travail. Et comme sanction, beaucoup perdent leur travail, beaucoup se découragent, beaucoup s'affaiblissent.
ultime sanction, c'est que beaucoup sont même poussés à l'exil forcé. Nous avons une étude que nous travaillons, comme vous le savez, une étude que vous avez déjà lue, tous les commissaires, et qui est actuellement sur notre site, les défenseurs des droits de l'homme en exil. Beaucoup sont partis en exil. Et il existe maintenant des mécanismes qui proviennent de la société civile, encore elle, qui nous appuie, qui appuie les défenseurs des droits de l'homme, ce qu'on appelle Ubuntu Hub Cities. Les Ubuntu Hub Cities, c'est une initiative de Defenders qui appuie les défenseurs des droits de l'homme qui sont en difficulté dans leur propre pays et qui sont obligés de se délocaliser. Le plus important, ce n'est pas de les délocaliser, c'est les aider à poursuivre leur travail. C'est pour cette raison que s'il n'y a pas une justice indépendante qui assure le contrepoids au niveau national, s'il n'y a pas un meilleur accès aux services juridiques dans un État, nous allons tous oublier le travail des défenseurs des droits de l'homme. Et comme j'ai coutume de le dire souvent, l'Afrique que nous voulons n'est pas celle que nous avons actuellement. Et celle que nous aurons demain dépend de ce que nous faisons maintenant, parce que nous sommes en train de construire l'Afrique de demain. Et je crois que le Kenya nous a rappelé hier, moi j'ai coutume aussi de dire tout est droit de l'homme dans un pays, et le Kenya hier, le représentant du Kenya nous a rappelé hier que nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme. C'est un délégué étatique qui parlait. Nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme. J'ai le plaisir, dans le cadre de ce panel, d'accueillir 3 défenseurs des droits de l'homme qu'on ne présente plus. Le premier, ça va être Hassan Chir, le président le directeur exécutif du réseau des défenseurs des droits de l'homme pour l'Est et la Corne de l'Afrique, East and Horn Africa, comme on le dit souvent, et président d'African Defenders. Il va un peu nous entretenir, dans le cadre de ce panel, sur le harcèlement judiciaire des défenseurs des droits de l'homme et l'initiative dont ils sont à la base, Ubuntu Hub Cities. Ubuntu Hub Cities. Il va nous entretenir sur ce mécanisme et sur le harcèlement judiciaire. Je voudrais, avec votre autorisation, lui remettre la parole et je lui donne pour ce faire 10 minutes maximum. J'espère qu'il va arriver à se résumer pour que dans 10 minutes, il dise l'essentiel de ce qu'il a à dire avant qu'on ne passe à une autre défenseuse des droits de l'homme qui est sur le plateau. Mon cher Hassan Chir, je vous donne la parole pour 10 minutes. Thank you, Honorable Chairperson. My dear brother, you are foremost human rights defender on your own right. Honorable commissioners, member states represented to this ordinary session, ladies and gentlemen. I have my neighbor who have some noisy dogs, which I have no control. So my apologies if you hear some background, but I'll try to raise my voice. As human rights defenders, we strive for the protection of human rights and fundamental freedom. We speak truth to power to illustrate the failures of some governments or state authorities to fulfill their obligations in protecting the human and people's rights. Honorable Chairperson, however, in most cases, their denunciations and for accountability or call to end the impunity are seen and met with confrontation, repression, physical attacks, and sometimes reprisal for engaging with the African Commission, especially special mechanisms. The various resolutions passed by this August House is sufficient evidence of the scope of attack against the human rights defenders. The current trend across the Africa continent is a manipulation of judicial system as a weapon of repression to suppress and silence human rights defenders. The misuse of legal system open doors to anarchism to assert their authority over democratic processes, limit civil society participation, and undermining the rule of law in democracy. As consequence, we note breakdown of democracy and the rule of law.
Honorable Chairperson, the judicial persecution of human rights defenders have as consequence an increased exposure to physical attack, leading often to forms of repression such as a threat, intimidation, surveillance, and physical violence. Allegations often aim to stigmatize human rights defenders in a public imagination as troublemakers, end of the quote, criminals, terrorists, and such labels create a perception that human rights defenders hinder the development of society and deserve persecution. And to deal with the criminals, this has led to attack of aggression and even assassination of human rights defenders. Furthermore, the strategy of criminalization aims to tarnish the reputation of human rights defenders and their organizations, thereby seeking to negate any support they may receive. In doing so, those actors are seeking to undermine the legitimacy and credibility of the NGOs or jeopardize access to important political spaces, as well as weakening the human rights movement, trigger psychological distress and family breakdown for the family, and cripple the financial and administrative operations of the NGOs through malicious allegations. Such practices have led human rights defenders to flee their country, as you have testified, sometimes render them in a state of vulnerability. Once in exile, many human rights defenders become stranded in a cycle of poverty that causes human rights defenders to end their activism as they struggle to survive without sustainable livelihood or financial support for their human rights work. Threats persist from their home government, and many face pervasive security risk while even they are in exile. Exile can be a traumatizing experience for many human rights defenders, and if authorities, government, continue to tighten their grip on fundamental freedom, the flow of activists fleeing their home countries will only increase. Through our protection work, as Honorable Chair have mentioned it, we recognize the unique challenges facing human rights defenders in exile and their need for additional support, coordination, and advocacy to address this gap. Over time, we have observed a mass exodus from various countries in Africa. In the quest to address the situation, defenders and African defenders have therefore established 7 cities, Africa Ubuntu Hub City initiatives, established a holistic African-based relocation and emergency support program. The main objective of the Ubuntu Hub Cities initiative is to ensure the safety, physical, and mental well-being of human rights defenders during the relocation period, while allowing them to continue their work. They are safe, but not silent. The 8th Ubuntu Hub City is going to be opened in Cape Verde soon to make it a Lusophone African defenders, a place where they can rest and respite, rejuvenate, and seek protection at home with their own lingua franca, Lusophony. Through local partnership, relocation also provides an opportunity for human rights defenders at risk to learn and share their experiences so that they can have a positive impact on the host community and return home with greater capacity to protect and promote human rights. I thank you for your attention, Honorable Chair, and commissioners, government representative, and other human rights defenders present here. And I'm looking forward interaction with you. Merci beaucoup, Sanjir, pour cette intervention ô combien capitale, où vous montrez clairement que la manipulation des systèmes judiciaires ainsi que la limitation du rôle de la société civile aboutira finalement à une conséquence catastrophique, ce sera la disparition
Yes, the chair seems to have gone offline. His connection doesn't seem to be stable. Monsieur le Président, vous n'êtes plus en ligne? Oui, je suis là. J'ai connu une petite coupure. Donc, j'étais en train de dire que je vais tout de suite passer la parole à Madame Namizata Sangaré, qui est la présidente du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle est en ligne? Est-elle? Yes, she's online. We can see her online. Si elle est en ligne, qu'elle daigne bien prendre la parole. Madame Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Elle va parler du rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la lutte contre le harcèlement judiciaire des défenseurs des droits de l'homme. Je vous donne 10 minutes, si vous êtes en ligne. Are they online, Étoile? Yes, we can see her online. She's online. Madame Namizata Sangaré. En attendant qu'elle intervienne, pour ne pas perdre du temps, je vais passer la parole à celle qui est déjà en ligne, Madame Maximilienne Ngombe, la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui va nous parler de l'indépendance judiciaire, état de droit et le respect de l'espace civique pour 10 minutes. Et Madame Namizata se prépare pour prendre la parole par la suite. Maximilienne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour aux commissaires, à tous les commissaires. Bonjour, Hassan. Après la prise de la parole de Hassan et du Président, je pense que tout est dit, mais je peux quand même dire des petites choses parce que le thème qui m'a été donné est un thème préoccupant, n'est-ce pas, sur le continent aujourd'hui. Alors, pour comprendre un peu, pour ne pas revenir sur ce que vous avez dit, mais pour comprendre un peu pourquoi nous sommes inquiets aujourd'hui sur, n'est-ce pas, la difficulté, le harcèlement judiciaire, nous devons peut-être faire des petites définitions de l'état de droit. Tout le monde sait qu'un état de droit, son concept s'oppose à la notion du pouvoir arbitraire. Et donc, il désigne, n'est-ce pas, trois piliers fondamentaux. La séparation des pouvoirs, que tout le monde sait, et cette séparation des pouvoirs s'appuie sur la hiérarchie des normes, la hiérarchie des normes qui est supérieure à tout autre, et cette hiérarchie des normes prend en compte la Constitution et les traités internationaux au niveau des pays. La séparation de pouvoir implique aussi qu'il faudrait, n'est-ce pas, prendre en compte la situation, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs doivent effectivement être indépendants pour permettre à ce que les défenseurs puissent travailler dans les bonnes conditions. Mais la séparation des pouvoirs effectifs contribue à éviter la concentration du pouvoir. Nous avons donc vu dans nos pays que ce soit la séparation de pouvoir pour le moment, que ce soit l'état de droit, nous sommes dans des difficultés lorsqu'il faut parler, n'est-ce pas, des défenseurs des droits de l'homme. Alors, l'espace civique, lui, c'est la liberté d'association, le droit de s'associer librement, de rejoindre ou de créer une organisation. Mais comme nous tous, nous le savons, ou nous le voyons très bien, et malgré, n'est-ce pas, les multiples résolutions, je vais dire, des Nations Unies et surtout de la Commission africaine et la dernière qui date de 2021 sur la nécessité de protéger l'espace civique et la liberté d'association de réunion, nous pouvons voir qu'il y a la dégradation, n'est-ce pas, de la société civile. Avec les conflits armés,
COVID-19, la lutte contre le terrorisme et les lois liberticides. Alors, dans ce contexte-là, le gouvernement utilise le harcèlement judiciaire. Mais il n'y a pas seulement le gouvernement, il y a aussi les entreprises, n'est-ce pas, multinationales. Et le harcèlement judiciaire est devenu un outil efficace et pernicieux, une nouvelle arme contre les défenseurs des droits humains pour les réduire au silence, comme vous l'avez déjà dit, et réduire aussi ceux qui ont, n'est-ce pas, ou des voix critiques. Avec des accusations, on peut le voir, aussi graves, entre guillemets, telles que déstabilisation des États, apologie du terrorisme, blanchiment d'argent, détournement des financiers étrangers, et j'en passe. Et on va voir que les autorités au plus haut niveau utilisent, n'est-ce pas, ce harcèlement judiciaire, n'est-ce pas, mettant en mal même la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas, au niveau basique. La conséquence, c'est que ce harcèlement judiciaire entraîne le découragement, l'exil forcé, la dissuasion des autres organisations à continuer activement les activités et même à recevoir, d'autres organisations recevoir les financements parce que ça va aussi dans ce qui est appelé, n'est-ce pas, l'humiliation au quotidien. Monsieur le Président, chers collègues, ce harcèlement judiciaire prend les proportions lorsqu'il s'agit des femmes défenseurs. Parce que depuis, je n'ai pas entendu parler des femmes défenseurs, parce que les femmes défenseurs sont d'abord vulnérables en tant que femmes, mais lorsqu'elles sont encore, n'est-ce pas, les défenseurs des droits humains, c'est encore plus que compliqué. Et c'est pour cela qu'il est important de mettre un accent particulier sur ces femmes défenseurs-là et d'indiquer qu'elles vivent au quotidien, n'est-ce pas, plus de difficultés et plus elles sont plus vulnérables que les autres. Je vais parler de façon globale sur toute l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, mais je suis sûre que même au niveau de l'Afrique du Nord et autres, nous tous, nous vivons les mêmes choses. Aujourd'hui, pratiquement les femmes défenseurs, aujourd'hui, n'ont pas leur propre mécanisme qui leur permettent, n'est-ce pas, d'être ensemble pour se soutenir et pour une solidarité. Il est peut-être normal que dans la situation actuelle où nous vivons au quotidien le harcèlement judiciaire et la dégradation de l'espace civique, qu'il y ait une réflexion sur comment protéger les femmes défenseurs dans ce nouveau paradigme qui vient de naître et qui est assez difficile. Je vais conclure, Monsieur le Président, par une petite recommandation. La première que je viens de donner, c'est une réflexion profonde peut-être au niveau de la Commission, en mettant en place, n'est-ce pas, cette étude-là approfondie. Et là, je voudrais interpeller la commissaire en charge des femmes, des droits des femmes, et effectivement, le rapporteur spécial en tant que rapporteur spécial sur les défenseurs de droits humains. La deuxième, parce qu'il faudrait quand même que, même si on a mis en place les Ubuntu Cities, que nous puissions rester chez nous, dans nos pays, pour continuer, comme vous l'avez dit, à travailler pour le développement, n'est-ce pas, de nos pays. Il n'est pas normal, ou même de nos continents, il n'est pas normal qu'on puisse aller en exil, même parce que nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, exercer notre travail au quotidien de promotion et de protection des droits de l'homme et de développement, et même de la paix et de la cohésion sociale. C'est pour cela qu'il est peut-être important, Monsieur le Président, en tant qu'une autre recommandation, de peut-être mettre en place au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples un groupe d'études ou de travail sur l'élaboration des principes et lignes directrices qui nécessitent de cesser le harcèlement, qui, n'est-ce pas, engage les États de cesser le harcèlement judiciaire sur les défenseurs des droits humains et peut-être amorcer, pourquoi pas,
des sanctions pas coercitives, mais des sanctions, n'est-ce pas, pour qu'ils viennent présenter, par exemple, au niveau de la commission, n'est-ce pas, l'évolution, n'est-ce pas, de comment ils ont appliqué ces principes et lignes directrices. Je pense que ce n'est que comme ça que nous allons sauver les défenseurs des droits de l'homme sur la catastrophe qui s'annonce, qui est le harcèlement judiciaire, la fermeture, la dégradation de l'espace civique et, n'est-ce pas, l'accaparement du pouvoir où on ne sait plus quel est le pouvoir exécutif, où est la limite avec le pouvoir judiciaire, où est la limite avec le pouvoir, le pouvoir législatif. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous vous remercions. L'essentiel de votre propos tourne autour de l'autre catégorie des défenseurs des droits de l'homme, que sont les femmes. Si les hommes sont déjà attaqués par ce harcèlement judiciaire sur leur travail, les femmes le sont encore doublement parce qu'elles sont déjà, par défaut, une catégorie de défenseurs des droits de l'homme beaucoup plus vulnérables. Mais à la réponse qu'apporte Hassan Shir ainsi que Defenders face à la migration forcée des défenseurs des droits de l'homme par l'institution de Ubuntu Hub Cities, dont, comme il le rappelle, une dernière module de Ubuntu Cities sera installé à Cabo Verde récemment. Vous dites que l'idéal, c'est de rester chez soi, continuer à faire ce travail, parce que comme nous le disons, en tout cas, perso, je le dis depuis 2017 que j'ai pris ce mécanisme, le travail de défense des droits de l'homme n'est jamais crime. C'est d'ailleurs une entreprise qui participe au développement des États. Alors, votre recommandation, elle est pertinente aussi. Si nous pouvons commencer à réfléchir sur les lignes directrices, sur le harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits de l'homme. C'est une idée, nous l'avons notée dans nos calepins. Nous allons y travailler. Je voudrais, et merci beaucoup Maximilienne Ngombe et à Hassan encore une fois de plus pour vos contributions par rapport à cette réflexion. Je voudrais revenir sur la liste de mes panélistes pour appeler encore une nouvelle fois Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Madame Namizata Sangaré, que je salue, maintenant elle est connectée. Elle va nous parler du rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la lutte contre le harcèlement judiciaire de ces derniers. Quel rôle jouent les institutions? On a écouté la société civile, mais il est intéressant d'écouter également les institutions nationales des droits de l'homme, les deux étant les piliers qui soutiennent l'action de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Madame, je vous accorde 10 minutes pour votre intervention. Vous avez la parole. Madame, pouvez-vous ouvrir votre micro? On ne vous entend pas. Vérifiez un peu votre micro. On vous entend, allez-y. Je vous salue, Monsieur le Président, et par la même occasion, je salue tous les autres. Cette question de la protection élargir l'espace civique et on n'arrive pas à bien vous entendre. Vous avez un problème de connexion visiblement.
Nous n'avons pas la voix qui arrive. Comme disent les interprètes, la voix est un peu robotisée et coupée. Est-ce qu'on peut vous apprêter une autre machine pour que vous puissiez faire votre intervention ou bien utiliser le téléphone directement si l'ordinateur n'arrive pas à restituer votre voix correctement? Vous m'entendez? Mais nous, on ne vous entend pas bien. C'est vraiment une voix robotisée et entrecoupée. Rapidement, est-ce que quelqu'un peut utiliser le téléphone et vous aide à intervenir? C'est important que vous nous disiez le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la lutte contre le harcèlement. Vous êtes encore là en ligne? Voilà, je vous vois encore en ligne, ok. Vous allez prendre la parole. Vous m'entendez? Ouais, là, on vous entend bien. D'accord. Je disais que, Monsieur le Président, merci de m'avoir associé à cette importante rencontre. Je profite de l'occasion pour saluer tous vos autres collègues. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Je disais également que, effectivement, cette question avait été inscrite à l'ordre du jour de la 13e conférence internationale de la Gannerie, qui est l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme du 10 au 12 octobre 2018 à Marrakech, où nous avons planché sur comment élargir l'espace civique et promouvoir et protéger les défenseurs des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les femmes, le rôle des institutions nationales des droits de l'homme. Donc, ce qui veut dire que cette préoccupation mondiale, nous en sommes effectivement conscients, surtout que le test auquel est adossé les institutions nationales des droits de l'homme, à savoir les principes de Paris, il est clairement écrit que les institutions nationales des droits de l'homme doivent avoir pour partenaires privilégiés les organisations de la société civile. Et nous sommes conscients effectivement que le harcèlement judiciaire est souvent déployé pour décourager et punir l'exercice des libertés publiques. Donc, les institutions ont un grand rôle à jouer dans la protection des défenseurs. Et donc, comme vous le savez, Monsieur le Président, pour ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire, et vous savez que la Côte d'Ivoire a été le premier pays à adopter une législation pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et je voulais saluer le grand rôle que vous avez joué dans l'adoption de cette législation qui aujourd'hui a vu la création d'un comité de protection des défenseurs des droits de l'homme, comité dans lequel siège la Commission nationale des droits de l'homme. Autre fait majeur pour le CNDH de la Côte d'Ivoire pour mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme contre ces faits, nous avons dans notre loi une forte présence de la société civile parce que nous nous sommes fortement impliqués dans la rédaction de notre loi. Donc, étant dans l'institution en charge des questions de droits de l'homme, ils pourront mieux, en tout cas, contribuer à la protection des défenseurs des autres catégories de droits. Vous avez également, au sein de l'institution, le représentant des médias. Vous savez que les médias ont pas mal de soucis et de plus en plus, les pays adoptent des législations contre la désinformation. Vous savez que là, tout de suite, c'est aux journalistes, on fait allusion. Donc, il y a au sein de l'institution un représentant des droits de l'homme dans
production. Autre action, nous avons créé des groupes thématiques à l'effet de bien protéger tous les défenseurs des droits de l'homme. Quand vous venez au CNDH, nous avons créé 13 groupes thématiques. Les défenseurs des droits de l'homme dans le domaine de la santé, les défenseurs des droits de l'homme dans le domaine de l'environnement, les défenseurs des droits de l'homme sur les questions générales des droits de l'homme. Donc, toutes ces questions sont adressées et tous ces groupes se réunissent au moins une fois par mois ici au CNDH pour faire des réunions et mener ensemble des plaidoyers solidaires à l'effet de permettre à ces personnes-là de bien exercer, de bien faire leur travail. Alors, pour nous, des conditions d'une meilleure protection des défenseurs des droits de l'homme également, nous souhaitons partager la bonne expérience de la Côte d'Ivoire, à savoir que tous les pays adoptent une législation pour protéger les défenseurs des droits de l'homme conformément à la résolution des Nations Unies. Et puis, avoir une attribution claire dans cette loi-là, comme c'est le cas du CNDH, mettre en place une bonne interaction avec le ministère de la Justice et tous les autres ministères techniques à l'effet de mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et donc, Monsieur le Président, vous êtes d'accord que, conformément au principe de Paris, il n'y a pas une entité mieux que les INDH pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Mais nous avons regardé un peu en Afrique. Effectivement, nous avons des défenseurs qui ont des soucis. Tout dernièrement, c'est nos collègues du Malawi. Ce cas a été traité par le réseau des institutions nationales des droits de l'homme sur le continent africain. Nous avons eu des cas au Cameroun. Moussa Bello, un jeune militant de Stand Up Cameroun qui avait été arrêté en 2020. Tout ça, c'est des cas que nous avons traités. Pour ce qui est du Togo, c'est des organisations de la société civile qui ont condamné énergiquement pour exiger la libération de certains défenseurs des droits de l'homme. Et pour tous ces cas, le réseau africain des institutions nationales des droits de l'homme s'est vraiment mobilisé en lien avec l'INDH du pays pour permettre la libération non seulement de ces défenseurs des droits de l'homme et pour stopper le harcèlement juridique contre ces institutions nationales des droits de l'homme. Mais nous pensons, Monsieur le Président, que la meilleure solution, c'est vraiment de se conformer à la résolution des Nations Unies, que chaque pays adopte ne serait-ce qu'une législation, un test, en tout cas pour protéger les défenseurs des droits de l'homme et qui sera leur cadre de référence pour éviter les couacs, parce qu'en réalité, les organisations de la société civile accompagnent l'État dans son rôle régalien de promotion et de protection des droits de l'homme. Alors, Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et me prêter à toutes les questions que vos collègues et tous ceux qui sont en ligne voudront bien me poser comme question. Oui. Madame la Présidente Namisata, merci beaucoup pour votre intervention. Vous nous avez fait gagner d'ailleurs 3 bonnes petites minutes, parce que ce panel, nous l'arrêterons dans 17 minutes. J'ai vraiment pris bonne note et j'ai beaucoup apprécié la confirmation que vous faites, le rôle des défenseurs des institutions nationales des droits de l'homme par rapport à la question du harcèlement judiciaire. Vous faites bien de le rappeler. J'étais à Ganri 13, 13e Ganri à Marrakech aussi. Je me rappelle très bien que ce thème avait aussi été développé là-bas. La meilleure solution que vous proposez, et je ne suis pas contre, c'est que, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, que chaque pays puisse se doter d'une loi y afférente. Et ce n'est qu'un rappel jusque-là. Il n'y a que votre pays qui avait été le premier à adopter cette loi. Il y a également le Mali et le Burkina Faso. Nous avons quelques échos qui commencent à nous arriver
Le Kenya s'est engagé il y a 2 jours à pousser aussi ce dossier aussi loin que possible. Maximilien est là pour savoir comment nous avons mené des efforts en Afrique centrale, dans son propre pays, ainsi qu'en République centrafricaine pour cela. Et je suis moi-même déjà en train de préparer une lettre type de plaidoyer à remettre à tous les défenseurs des droits de l'homme pour qu'ils continuent à les distribuer dans leur pays et sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Nous allons donc ouvrir la partie débat pour les 16 minutes qui restent parce que nous tenons à respecter aujourd'hui notre temps comme il se doit. Je vais donc demander à ceux qui se sont enregistrés de s'apprêter à prendre la parole sur ce panel. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir d'appeler d'abord la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme qui souhaite intervenir sur cette question des défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme Oui, Monsieur le Président. Je voudrais appeler M. El Hassan, le président. Oui, je suis là. Prendre la parole. Et compte tenu de contraintes du temps, je peux vous donner maximum 3 minutes. Restez dans les 3 minutes et dites l'essentiel de vos questions. Bonjour. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous remercie pour avoir organisé ce panel important qui, nous l'espérons, fera la lumière. C'est la souffrance des défenseurs des droits de l'homme et les dangers qui entourent leur travail. Les pays répressifs recourent à une nouvelle arme très dangereuse qui cible actuellement des militants et les défenseurs des droits de l'homme pour limiter leur activité et susciter des craintes et des représailles. Dans ce contexte, je voudrais attirer l'attention sur le rapport très important de Amnesty International concernant le scandale du programme israélien Pegasus. Et cette occasion, je vais saluer le travail technique, professionnel et minutieux effectué par Amnesty International pour dénoncer l'exposition des défenseurs des droits humains à l'espionnage à travers ce programme Pegasus utilisé par le Maroc contre les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme marocains et sahraouis. Ce rapport d'Amnesty International explique que l'État marocain fait du programme Pegasus une arme pour attaquer les militants sahraouis des droits de l'homme, surveiller leur vie privée et celle des membres de leur famille pour exercer une pression sur eux et lancer des campagnes de diffamation contre eux, voire attenter à leur vie. Aussi, concernant la situation des journalistes, je vais signaler aussi le rapport de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, OMCT et la FDH, Fédération internationale des droits de l'homme, qui a ce rapport qui a appelé les autorités marocaines à mettre un terme à toute forme d'harcèlement contre l'ensemble des défenseurs marocains des droits de l'homme afin qu'ils puissent exercer leur activité sans entrave ni peur de représailles. C'est le cas du journaliste Omar Radi et les militants de Hirak du Rif, Omad Stitou, et le journaliste Suleiman Ressouni. Aussi la situation des journalistes sahraouis Sabi Yahdid et Haddi Mohamed Lamine et le groupe des musiques des défenseurs des droits de l'homme. Dans ce cas aussi, j'aimerais bien signaler le rapport du rapporteur spécial des droits de l'homme, Marie-Laure, qui a évoqué aussi la situation de l'activiste sahraoui Sultana Khaya, qui a subi des harcèlements et de violences et de viols par les autorités marocaines suite aussi au travail des militants des droits de l'homme sahraouis qui se trouvent toujours dans les prisons avec des exercices inhumains de l'administration pénitentiaire du Maroc. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette question. Les panélistes vont répondre à ce que vous dites.
Nous vous remercions d'avoir participé à ce panel. Je vais maintenant passer la parole pour 3 minutes aussi à Matt for Peace. Matt for Peace, ils sont omniprésents à cette 71e session. Est-ce qu'ils sont en ligne? Etoile, do you have Matt for Peace online, please? We don't see anyone this time. We don't see anyone. Thank you. As we are running after time, we will not insist on that. Do you have article 19 online? Madame Jeanne-Irène Nguididi. Nguijo. Do you have article 19 online? Yes. Allô? Oui. Si vous êtes là, je vous donne 3 minutes maximum. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons, madame. Vous avez 3 minutes. OK, merci. Je suis vraiment honorée de pouvoir prendre part à cette session. Moi, je voulais particulièrement intervenir sur la question en relation avec la situation que nous notons aujourd'hui en Afrique de manière générale et en Afrique de l'Ouest en particulier, en relation avec les lois que nos États prennent et qui contribuent à limiter, à restreindre la liberté d'expression. On a pu noter depuis au moins une dizaine d'années aujourd'hui qu'au nom de la protection de la sécurité, au nom de la lutte contre la cybercriminalité, les États adoptent des lois qui empêchent les défenseurs des droits de l'homme de faire leur travail correctement. Les premiers panélistes qui ont parlé tout à l'heure de la protection des défenseurs des droits humains, de ces questions de harcèlement judiciaire, on a pu noter, pour prendre seulement le cas du Niger, le nombre de blogueurs qui ont été arrêtés, pour lesquels la justice a utilisé le prétexte de vouloir entraver la sécurité de l'État pour les mettre en prison et pour qu'après des investigations, on se rende compte que ces faits n'étaient pas du tout fondés. Ce sur quoi je veux aussi intervenir, c'est de dire que aujourd'hui, la société civile a des moyens de pouvoir continuer de travailler ensemble pour que nos États se rendent compte que promouvoir la liberté d'expression, offrir un accès ouvert aux citoyens, aux défenseurs des droits de l'homme de pouvoir s'exprimer, participe de la démocratie, participe de la paix, participe de la sécurité qu'ils cherchent à sauvegarder. Et dans le cadre d'un projet que nous mettons en place avec DPD, CIPESA et ProtègeQ, nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle l'Exota, qui essaye un peu d'analyser les législations qui entravent la liberté d'expression au nom de la lutte contre la désinformation. Et cette plateforme met en place un guide qui peut être utilisé par les acteurs de la société civile pour analyser les législations et pouvoir détecter, démontrer que ces dispositions entravent la liberté d'expression. Et je pense que c'est aussi un outil que nos gouvernements peuvent utiliser, notamment les parlementaires qui sont ceux qui adoptent les lois pour pouvoir vérifier et se rendre compte que est-ce que ce qu'on nous demande d'adopter respecte les droits humains. Je vous remercie. Merci. On a pris bonne note de votre importante contribution. Les panélistes ont bien noté et ils vont essayer de rencontrer. C'est sciemment que j'ai commencé par les organisations de la société civile avant de retourner dans ma propre maison, la Commission africaine, pour essayer de voir si les commissaires, qui sont eux-mêmes les premiers défenseurs des droits de l'homme d'ailleurs, comme les États le sont aussi, le Kenya nous a rappelé hier, les 11 membres de la Commission sont également des défenseurs des droits de l'homme et je suppose que librement, ils ont
des observations à faire sur ces thématiques du harcèlement judiciaire. Parce que même nous, les commissaires, on est souvent aussi de la part des États. Moi, j'ai déjà été intimidé par un État, hein, par 2 ou 3 États. J'ai déjà été intimidé pour mon travail de défenseur des droits de l'homme. Et je sais de quoi je parle. J'ai déjà été intimidé, harcelé, inquiété. Mais parce que c'est un sacerdoce, c'est quelque chose qu'on a choisi de faire. J'ai continué à faire mon travail en regardant l'horizon. Y a-t-il parmi nous, les commissaires, qui ont une observation à faire, une question à poser de manière tout à fait indépendante? Est-ce qu'il y a un commissaire qui souhaite prendre la parole? Y a-t-il un commissaire qui souhaite intervenir? OK. Et je ne vois pas de commissaire souhaitant intervenir sur ce sujet du harcèlement judiciaire. Et j'interviendrai moi-même à la fin si c'est possible, parce que moi, me considérant comme défenseur des droits de l'homme, je le suis en tout cas. Le harcèlement, je n'ai pas encore eu de harcèlement judiciaire, mais en tout cas, les harcèlements sous d'autres formes, moi, je les ai déjà eus et de manière tout à fait directe. Je n'ai pas eu peur, je continue à faire mon travail. Je vais me tourner du côté du secrétariat. Il y a le collègue Bruno, qui est juriste au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il souhaitait faire une courte intervention au sujet de cette question parce qu'il est également un défenseur des droits de l'homme. Bruno, vous êtes en ligne? Bruno Menzan. Oui, monsieur le Président. Oui, je vous donne 2 minutes. Si vous avez une contribution à faire sur cette question, vous avez la parole, Bruno. Merci, Monsieur le Président. C'est juste partager quelques préoccupations sur la base de mon expérience de travail sur la question de protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Et je voudrais relever trois éléments. D'abord, il faut que le travail de protection de ces personnes-là puisse intégrer la question de profilage. Comment faire en sorte que le profilage soit fait pour que le groupe de défenseurs des droits humains ne soit pas infiltré comme toute organisation par ce qu'on peut appeler des brebis galeuses qui ne sont là que dans l'intérêt d'avoir des opportunités. On parle de prise en charge, etc. Alors, les demandeurs d'asile, il y a un processus très méticuleux. Il faudrait que, aussi au niveau des instances et des parties prenantes qui protègent les défenseurs des droits de l'homme, ce profil-là qui décrédibilise en fait le combat des défenseurs des droits de l'homme. En second lieu, je voudrais intervenir sur la question du harcèlement judiciaire. Et c'est quoi au juste? Parce que c'est un concept un peu flou, pas dans son mode opératoire, mais quand on parle d'harcèlement judiciaire, beaucoup de gens le rejettent. Selon mon entendement, le harcèlement judiciaire est un système méticuleux mis en place par la force publique ou tout autre acteur qui fait en sorte que quelque action que vous faites en tant que défenseur des droits des hommes est passée au crible comparativement aux lois, au cadre juridique de l'endroit où vous vivez. Ce qui fait que vous n'êtes pas soumis au même standard que le citoyen ordinaire. Par exemple, si vous avez un accident de voiture dans la rue, on va commencer à vérifier tous les éléments et vous êtes déjà mis en cause alors même que vous avez peut-être raison. C'est-à-dire que les défenseurs des droits de l'homme doivent faire ce qu'on appelle avoir les mains blanches. Environnement, oui, je respecte la loi, etc., etc. Mais c'est un travail les standards sont trop élevés pour eux. Il faudrait qu'on les traite juste comme la mise en œuvre de la loi et ne pas être difficile et méticuleux à un son en perspective. Finalement, je voudrais parler de la question de... Bruno? Oui. Conclusion, parce qu'on est à la fin. Il est 10h30. Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président. La conclusion, c'est que tant au niveau des défenseurs des droits de l'homme que des États et des autres parties prenantes, il y a des responsabilités et il faudrait que déjà les défenseurs des droits de l'homme puissent vérifier de leur côté que leur propre responsabilité est mise à l'écart avant pour pouvoir faire bien leur travail. Bon,
En fait, voilà un peu ce que je voulais dire sur ces questions. Merci, Monsieur le Président, pour l'opportunité de la parole. Merci beaucoup, Bruno. J'ai bien noté votre intervention en 3 points et nous continuerons à échanger sur ça parce qu'on est ensemble dans la maison, mais je prends bonne note de vos observations qui sont très pertinentes, très humblement en tout cas dans mes analyses. Je vais essayer désormais de les intégrer. On est là pour prendre les idées. Les idées ne courent pas dans la rue, les idées, il faut les tirer des cerveaux de ceux qui connaissent les questions. Je vais me retourner vers les panélistes qui étaient là avec nous ce matin, les 3 panélistes. Vous avez entendu l'ensemble des questions, vous répondez de manière globale et vous faites, si possible, votre mot de la fin et à chacun, je donne 2 minutes pour pouvoir le faire. Je vais commencer suivant l'ordre de présentation des communications. Je vais commencer par Hassan Chir. Vous avez 2 minutes. Si vous voulez répondre à une des questions, faites-le librement, mais en tout cas, 1 minute pour les observations finales. 2 minutes plutôt. Honorable Chair, thank you for this important panel. Ubuntu hub cities have been conceived with the African high-level diplomatic representative from South Africa and African human rights defenders from Zimbabwe and myself, Arno Tesunga, in conversation in Sabatine Spa in Geneva with the aim of creating relocation close to home, culturally viable, and with 4 stakeholders, but not limited to be in place. The first one is a government. First of all, conducive environment for human rights defenders with regard to the basic civic rights, political rights, economic, social rights, and stability must be obtained in the country which qualifies to host Ubuntu hub city relocation. And the government and the city mayor where the relocation will take place, national human rights institutions, and human rights defenders coalition or regional networks. When those 4 comes together, then assessment is being made and then city is declared to be safe to relocate human rights defenders. As you correctly point out, we first of all limit a movement of human rights defenders from one country to another by making preventive intervention tools available for human rights defenders to make them stay where they are. But in the event they have to leave to get physical protection, emotional protection, then it must be within the continent so that that movement will not be painful. So the countries where now we are represented is Cote d'Ivoire, Abidjan, Ghana, Accra, which was the last one in West Africa, Cape Town, and Johannesburg and Pretoria and Kampala. Those are the cities where HRDs, according to language, and also Tunis, according to language and according to region, relocation takes place. I would like to point out that as Africans, as you correctly say that, we must take our destiny by our own hands. We must make our protection also by us. Good testament was Ethiopia, Malawi, Sudan, in the previous civilian government, where a large number of human rights defenders who were in exile, who we were protecting outside their countries, have returned to their countries and become important leaders of the new dispensations. So those are the conscious periods of society when they are in exile, they must get protection. Thank you. Thank you, Madame. Merci beaucoup, Hassan Chir. Nous vous remercions pour cette réponse que nous validons, Ubuntu Cities, comme réponse au harcèlement judiciaire. Et nous vous félicitons surtout par le fait que Ubuntu couvre maintenant de plus en plus toutes les langues des défenseurs des droits de l'homme et toutes les 6 régions. Il faut continuer avec ces efforts dont nous sommes réellement fiers. Je vais passer la parole à Madame
Maximilien Ngombe. 2 minutes pour conclure et répondre aux observations si possible. 2 minutes, 2. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne prendrai pas plus de 2 minutes parce que je pense que le président Hassan Cher a pratiquement conclu pour nous. Les préoccupations qui ont été enregistrées, nous les prenons nôtres et nous allons, n'est-ce pas, essayer de faire une note plus large et envoyer, n'est-ce pas, au niveau de la commission pour plus des faits. Je voudrais ajouter, Monsieur le Président, parce que tout à l'heure, j'ai noté ça, mais je n'ai pas pu le faire parce que je regardais le temps. Il y a les défenseurs LGBTI. Il faudrait, c'est aussi une catégorie de défenseurs aujourd'hui, notamment en Afrique centrale, qui sont très malmenés, et généralement au Cameroun, par rapport au harcèlement judiciaire. La réflexion sur le harcèlement judiciaire doit être globale. Ça, c'est ce que je pourrais conclure. Global avec tous les commissaires qui sont, n'est-ce pas, impliqués dans les mécanismes spéciaux, parce que c'est une menace pernicieuse sur le travail même, n'est-ce pas, y compris de la Commission africaine des droits de l'homme. Parce que de toutes les façons, le rapporteur spécial sur la liberté d'association, sur les femmes, sur les prisons, tout ce que cela comporte comme mécanisme, nous devons aujourd'hui, à mon sens, mutualiser nos efforts et, n'est-ce pas, y compris aussi les organisations internationales des défenseurs qui s'occupent des défenseurs spécifiquement. Donc, je pense que c'est une question qui est urgente, Monsieur le Président, et nous nous réitérons que la réflexion sur l'élaboration des lignes directrices nous semble quelque chose d'urgent, et nous encourageons la Commission africaine avec tous les mécanismes et le soutien aussi des grandes organisations internationales de nous soutenir et de vous soutenir, n'est-ce pas, dans notre recommandation pour que d'ici peut-être la 72e session, qu'il y ait déjà peut-être une ébauche ou bien une réflexion qui est mise en place. Voilà un peu, Monsieur le Président, ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci Maximilien, c'est très gentil avec cette conclusion que je valide également. Je vais maintenant passer la parole à Madame Namizata Sangaré qui va clôturer avec ses observations avant que nous mettions un point final. 2 minutes, Madame la Présidente. Vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, Monsieur le Président. Alors, je voudrais, une fois de plus, Monsieur le Président, vous remercier les honorables commissaires et dire que les intervenants, je les ai bien écoutés, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de contributions à part l'intervenant du Sahraoui. Sur cette intervention, nous allons travailler et vous faire parvenir nos observations. Alors, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais au passage saluer le travail de Africa Defender, qui fait beaucoup pour la protection des défenseurs en Afrique, également le réseau ouest africain, qui font du bon travail pour que, en tout cas, l'espace qui est dédié aux organisations de la société civile leur soit librement donné pour, en tout cas, faire leur travail. Alors, Monsieur le Président, je voudrais, en tant que INDH, encourager ici tous les États à reconnaître le rôle important des organisations de la société civile, à intégrer que les organisations de la société civile les accompagnent dans leur travail et donc, partant de ce fait, adopter une législation pour définir clairement ce que c'est qu'une société civile, une organisation de défense des droits de l'homme. Ensuite, adopter une législation pour, n'est-ce pas, leur protection spécifique et surtout la protection des femmes. Inviter les INDH, mes collègues INDH, à avoir une forte interaction avec les organisations de la société civile afin que les droits de tous ceux qui vivent sur notre continent
sur nos continents soient effectivement protégés et que les droits soient, la réalisation de ces droits-là soit une réalité. Donc, Monsieur le Président, c'était ça ma conclusion, tout en vous disant merci de nous avoir associés à cet important panel et vous dire que nous sommes toujours disponibles, nous sommes toujours à votre disposition, en tout cas à vous accompagner dans votre mandat, Monsieur le Président. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire pour que nous arrivons à ce niveau-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Je puis noter quand même quelque chose d'important, c'est que les États devaient intégrer, dans votre réponse que vous donnez, devaient intégrer le fait que les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de la société civile les accompagnent dans leur travail d'assurer le bien-être général pour les populations dont ils ont la charge. Comme je l'ai toujours dit, tout est droit de l'homme. Rien n'est contre les droits de l'homme. Nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme. Moi, pour conclure, ce que je vais dire pour terminer, c'est que nous avons pris bonne note des contributions de toutes les structures qui sont intervenues. El Hassan, le président de la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, qui nous demande d'attirer notre attention sur le rapport d'Amnesty International, le rapport de l'Observatoire des défenseurs des droits de l'homme, FIDH, OMCT, le rapport de Mary Lawyer sur la situation des droits de l'homme dans cette partie de l'Afrique, le rapporteur pays de République arabe sahraoui démocratique, comme je vous l'ai dit hier, a pris également bonne note de tous ces éléments. Au-delà de ce panel, il y a lieu de continuer à dialoguer, à développer le dialogue. C'est la clé pour beaucoup de solutions au niveau de l'Union africaine. En ce qui me concerne, j'ai remercié également l'article 19 et l'autre intervention que nous avions eue ici, celle de Bruno. Ce sont des éléments qui nous enrichissent, qui nous permettent de nous projeter dans le futur. Ce thème avait commencé par Gary 13. Nous l'analysons aujourd'hui, nous l'analyserons également dans le futur. Le mot de la fin, en ce qui me concerne, c'est que ce que je peux dire est qu'un défenseur des droits de l'homme qui n'a jamais été menacé, doit se dire qu'il fait bien son travail. Je répète bien mes mots, c'est porteur de beaucoup de significations. Un défenseur des droits de l'homme qui n'a jamais été menacé doit savoir qu'il fait bien son travail. Mais pour qui? La question, c'est de savoir pour qui. Si vous n'avez jamais été menacé dans ce que vous faites, c'est que vous faites très bien votre travail, mais vous le faites très bien pour qui? Si vous arrivez à répondre à la question de savoir pour qui vous faites bien ce travail, vous saurez vous situer si vous êtes un bon défenseur des droits de l'homme, défenseur de la cause commune, ou bien vous jouez un certain rôle de défendre les droits de certaines structures qui, normalement, devaient être interpellées dans le travail qu'ils font. Merci beaucoup. C'est avec ces mots que je déclare clos alors ce panel sur le harcèlement judiciaire des défenseurs des droits de l'homme. Selon le programme que nous avons, nous devons prendre un break de 15 minutes. Et puis nous allons rentrer pour prendre le panel sur le 20e anniversaire du groupe de travail sur les populations et les communautés indigènes ainsi que les minorités en Afrique. Donc, nous prenons un break de 15 minutes conformément à notre programme. Nous revenons ici à 58 pour démarrer avec le panel sur le 20e anniversaire du groupe de travail. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
Bonjour à tous. On peut répondre, cher honorable commissaire, est-ce que nous pouvons reprendre nos travaux? La seule façon pour moi de savoir que vous êtes là, c'est de voir vos caméras au moins allumées pour un court temps, pour que nous puissions. Nous allons maintenant ouvrir le point, continuer avec le point 5, après le panel sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Nous avons le panel de discussion, un panel de discussion d'échange sur la commémoration du 20e anniversaire du groupe de travail sur les populations et communautés indigènes et les minorités en Afrique. Et ce panel sera modéré par le commissaire Solomon Aele-Derso, président de ce groupe de travail, à qui je vais passer la parole. Il a l'habitude de la gestion rationnelle du temps. Nous avons 1 heure, il est 13 heures, enfin, il est 11 heures à Banjul. Je pense qu'à 12 heures, Monsieur le Président Derso, vous aurez terminé. À vous la parole. Vous avez la parole, Président Derso. Thank you very much, Chair. A very good morning or good afternoon to all of you, colleagues, members of the Commission, staff of the Secretariat, interpreters, distinguished representatives of states parties to the African Charter on Human and People's Rights, distinguished colleagues and friends in national human rights institutions, as well as civil society organizations. Greetings to all of you. And I would like also to thank members of this panel who have been engaged in the front lines of the protection and promotion of the rights of indigenous peoples and minorities in Africa and the world over. Today, we have the distinguished pleasure of hosting this important milestone in the journey of the African Commission on Human and People's Rights in advancing the rights of African people, particularly in ever expanding the scope of application and protection of the rights and freedoms enshrined in the African Charter to a wider group of people who, on account of historical, political, socioeconomic factors, have not been in a position to have access to and enjoy the protection that is envisaged under the African Charter on Human and People's Rights and related instruments within the African human rights system, and indeed broadly in international human rights law. Today, I have the privilege of presiding over this panel. I have assumed the responsibility of chairing over the working group on indigenous populations, communities in Africa and minorities since the end of last year. My journey with this subject started almost 20 years ago when I started my postgraduate studies in human rights. The first time that I encountered and engaged the subject was when I was doing my LLM degree. And in that context, one of the subjects that I dealt with was exactly this subject of indigenous peoples and minorities in Africa. And since then, I have been closely following the work, the subject of minorities and indigenous peoples in Africa. And one of the things that I have done in this journey was the publication of an edited volume, perhaps one of the first in that respect, of a book titled Perspectives on the Rights of Minorities and Indigenous Peoples in Africa, published by the Pretoria University Law Press in South Africa.
in 2010. I'm happy to share on the chart the edited volume here for purpose of reference. It is against this background that I have come to the African Commission and last year assumed responsibility in chairing this working group that has accomplished a great deal in advancing the cause of human rights, of particularly the most marginalized among us here on the African continent. Since a distinguished member of the working group, Dr. Malakutege, was unable to join us on account of a days in the family, I would take a few minutes from his time to highlight some of the contributions of the work of this working group to the African human rights system, as well as to international human rights, broadly speaking. As I do that, let me, in public, send my condolences and the condolences of the working group to Dr. Malaku on his loss, and also to his family. In terms of the contributions of the working group on indigenous populations, communities, and since recently minorities in Africa, some of the points that I would like to highlight are the following. First, normatively speaking, in terms of the application of the concept of indigenous peoples in the African context, one of the major advances that have been made in articulating, conceptualizing the concept of indigenous peoples as developed in international law, based on certain historical experiences of particularly the states in the world with settler colonialism, is basically to make a point through the publication in 2005 of the working group's study that the concept of indigenous peoples, although emerged out of a certain historical experience and therefore is attached historically to indigeneity in our context in Africa and potentially in other parts of the world, it has relevance and resonance, not necessarily on account of the term indigeneity, but on account of the set of experiences that a certain category of people and communities on our continent share and experience. And this has made it possible to imagine and indeed to work towards deploying this concept of indigenous peoples to advance the rights and interests of certain category of people who face extreme marginalization, who often are not considered in the policy imagination of many of our countries on account of our country's embrace of modernity, and thereby on the basis of this reception or embrace of modernity, treating this category of people as pre-modern, as therefore not belonging to the modern that we want it to be. And the kind of injustice that they experience, this recasting, reformulation of the concept of indigenous peoples to make it relevant to our context in Africa made it possible to recognize
the level and extent of discrimination, dispossession, and indeed marginalization of a political, a socioeconomic, and a cultural nature that they are condemned to endure. Of course, this didn't start yesterday. It started with the imposition of the colonial state, as it were, on the African continent, and with it, the concept of modernity. But it hasn't stopped. It actually continued to this day. And during the NGO forum, we had the pleasure of receiving a study done by Minority Rights Group on the kind of human rights violations that the Batwa in the DRC are going through as a result of the implementation of a certain form of conservation. That is the first contribution, that the reformulation of the concept of indigenous peoples as developed in international law and making it applicable to our condition and situation, and thereby enabling those people who suffer these discriminations and these marginalizations to now to start to articulate based on the language of indigenous peoples their rights and interests, and to seek redress and justice for the violations that they endure, for the dispossession that they suffer, and indeed for the threat of extinction that they continue to face as a result of their socioeconomic political marginalization. That is the first. The second contribution is in the realm of jurisprudence on the basis of this articulation. And in this respect, of course, the jurisprudence of the African Commission on Human and People's Rights on its own is worthy of note. And particularly, the first and the last legal opinion that was developed by the African Commission on Human and People's Rights relates to exactly this issue of indigenous peoples and its application in Africa. And this advisory opinion was developed in response to the major reservation that African countries adopted in 2006 on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. And it helped to break that deadlock that was created. And in that sense, one extremely important contribution, therefore, to African and international human rights law. And third, and finally from my side, it is the contribution for the creation of a platform and indeed a community of experts and practitioners for pursuing not only the challenge of addressing the resistance, the continuing resistance to the application of the concept, but also importantly, to give voice to these category of people on our continent. And it is therefore such an enormously important platform that this working group has presented for those particularly at a national level gate or find no platform to be heard, to have their voice aired and to be seen, because all of us would like to be seen, right? And it is part and parcel of our right as well to be recognized as human beings. And this is the kind of platform that the Working Group on Indigenous Peoples and Minorities presents. And it is in this context also that the Commission has taken a decision through Resolution 485, if I'm not mistaken, to extend the mandate of the Working Group
to cover all categories of people who, on account of their position, face discrimination and all other kinds of situations. And the essence of that, obviously, is to ensure that even when people may not be regarded or considered or consider themselves as indigenous peoples, that they still have the protection that they deserve and need through availing the protection of minority rights. And here again, there is an innovation that requires our engagement. With that, ladies and gentlemen, distinguished participants, I have the pleasure of welcoming our distinguished members of the panel. And here we have the first speaker would be Ms. Leslie Johnson, who is an expert member of WGIPM, who would be giving us analysis, taking stock of the work of the working group so far, its impact, achievements, and challenges. We are pleased to have you with us today as we mark this 20th anniversary, and I'm happy to give you the floor. You have 7 minutes, please. Do we have our first speaker? Honorable Chair. Yes. Of the WGIPM. Yep. Ms. Johnson sent in a recording which the IT unit will be playing shortly. Thank you very much. Thank you. Etwell, are we ready for this, or shall I proceed to the other speakers and we come back to that? Sorry, Commissioner Dessel, we do have the recording. I was having a little problem to access it, but we do have the recording. So, shall I proceed to another speaker in the meantime? No, it's fine. It's fine. Let me bring it up. Okay, thank you. Good day, everybody. It is my pleasure to form part of this session today, celebrating the 20th anniversary in the work of the working group. My name is Leslie Jansen. I'm from the Khoikhoi Indigenous community in South Africa. In sum, it can be concluded that Indigenous peoples and communities in Africa suffer from a number of particular human rights violations that are often of a collective nature, and that the African Charter is an important instrument for the promotion and protection of the rights of Indigenous peoples and communities, and that the preceding jurisprudence of the Commission opens a path for Indigenous people and communities to seek protection of their human rights. Finally, the term Indigenous peoples, though contested, is valuable in an African context as it offers the victims of particular human rights abuses an important avenue by which to improve their situation. At the 28th Ordinary Session in November 2000, the African Commission adopted the resolution on the rights of Indigenous populations and communities, which provided for the establishment of a working group of experts on the rights of Indigenous populations and communities in Africa. That mandate has been since extended to also include
in minorities in Africa. The mandate at the time was about examining the concept of indigenous populations, communities in Africa, studying the implications of the African Charter on human and people's rights, on the well-being of indigenous communities, considering appropriate recommendations for the monitoring and protection of the rights of indigenous populations and communities. The work of the mandate also includes raising funds for the working group activities with the support and cooperation of donors, institutions, and NGOs, of which we really want to acknowledge the role of IFGIA, supporting the mandate of the working group over these years. The mandate further includes gathering information from all relevant sources, such as government, civil society, indigenous populations, and their communities. It also includes undertaking country visits to study the human rights situation of indigenous populations, formulating recommendations and proposals on appropriate measures and activities to prevent and remedy violations of human rights and fundamental freedoms of indigenous populations. And then lastly, the mandate also involves submitting an activity report at every ordinary session of the African Commission. The working group of experts established at the time comprised 3 African commissioners, 3 experts from indigenous communities in Africa, and 1 independent expert on indigenous issues. The working group implemented its mandate by producing a report entitled Report of the African Commission's Working Group on Indigenous Populations. In November 2003, it was adopted by the African Commission, and its adoption called for wide dissemination of the report to the African member states and to policymakers in the international arena, and it continues to set an important standard and guidance around the issue of indigenous people in Africa. I'm very proud to say, over the years, the working group and the impact of the working group included not only using this report with various international institutions, national dialogues to help different actors understand what the issue in Africa involves, how we can problem solve, how we should look at addressing the human rights issues of the indigenous communities in Africa. Another key highlight of the work of the working group, including their work in ensuring that there's an advisory opinion to the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. That advisory opinion was an absolutely critical report setting out the issues within the African context. That was then a key milestone to assist the final adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. And then, of course, the absolutely seminal work of the working group, in my humble opinion, is that of our 2 judgments of 2 of Kenya's indigenous communities, that of the Ogig and the Enderoi, where seminal jurisprudence has been made by both the African Court and the African Commission, affirming these communities' land rights to their ancestral territories. And then over the years, there's been several resolutions that the working group was able to have successfully ensure that it's adopted at the Commission, affecting indigenous communities around their resource rights, around their land, around extractive industries, around community conservation, around their rights to sustainably manage, use, and conserve their natural resources. The working group has also been key in setting up very strategic dialogues over the years, such as the World Bank, such as the Inter-American Commission, all of these issues playing an absolutely vital role to helping to secure the rights of indigenous communities in the Africa region. The African Commission, through its expert report and resolutions, created important standard setting
on the promotion and protection of the rights of Indigenous peoples in the African context, it has fully recognized the existence of Indigenous peoples in Africa and the fact that the African Commission must address the human rights based on the African Charter. The African Commission recognizes that the issue of Indigenous peoples' rights appears to be a sensitive one for many African governments. It is therefore important to engage in dialogue such that issues can be thoroughly discussed and potential misunderstandings constructively debated and clarified. Ultimately, the Commission believes that both international, regional, and national human rights institutions, as well as governments, must have the aim of securing the rights of the most vulnerable, excluded, and deprived, and those who are experiencing systemic discrimination. The African Commission's working group was established to work with state parties, national human rights institutions, civil society organizations, international institutions, and other bodies that can inform and cooperate with it on the problems faced by Indigenous populations in the African context. The working group in its work is therefore very interested in continuing to establish fruitful and constructive dialogue with different stakeholders on the promotion and protection of Indigenous peoples' human rights. It is hoped that via our common effort, the critical human rights situation of Indigenous peoples and now also minorities will become widely recognized and that all stakeholders will support the cause of Indigenous people in many years to come. Thank you. Thank you very much to providing us a more in-depth and comprehensive presentation on how it started, the journey that it has taken so far. Would like now to invite I was reminded that Madam Hawe Haman, on account of problems of electricity, requested to intervene earlier. So I would like to give her the floor so that she wouldn't get disconnected, if that is okay. I'm around, sir. Yes, I'm please. there. Yeah. Okay. So Madam Rose and Professor Joshua, I think if that's okay. Thank you very much. Okay. You have the floor, please. Welcome. Thank you. Thank you, Chair. Chair of the Working Group on Indigenous Population and Communities, Honorable Commissioners, participants, expert members of the Working Group of Indigenous Population Communities of Africa. It's my pleasure to participate in the 20th anniversary of the Working Group on Indigenous Population Communities of the African Commission on Human and People's Rights. I am Hawe Haman. I'm from Cameroon. I am an expert member, Indigenous member of the Working Group on Indigenous Population Communities. I've been there since 2014, but I've been on this on the Working Group as an Indigenous leader since its creation, before and since its creation. I am also a commissioner for Cameroon, for the Cameroon Human Rights Commission. And my contribution will be, I will be talking about the contribution of Indigenous people in the Working Group on Indigenous Population Communities of the African Commission. I would like to say that the Indigenous people or leaders and elites of Africa contributed enormously to the work and achievements of the Working Group on Indigenous Population Communities of the African Commission on Human and People's Rights. They pushed and shifted the position of the African Commission on Human and People's Rights to take on board the debate on the concept of Indigenous peoples in Africa, the concept and the existence of these people. Just to say that
indigenous leaders from Africa were already very active at the global level of the indigenous movement. And they were participating already at the level of Geneva in the working group on indigenous population, the UN of the United Nations. So they knew what they were talking about when they started participating in the sessions, in all the sessions of the African Commission on Human and People's Rights, and informing the African Commission on their situation, on the plight of their communities, who were discriminated upon, who were relegated, who were dominated, who were pushed out of their territories, dispossessed of their lands, and the destruction of their livelihood systems, cultures, identities, on the lack of participation in decision-making and lack of access to education and health. This led the African Commission to start debating on the concept of indigenous people within the African Commission on Human and People's Rights. And this led to the passing of the resolution in the 29th session of the African Commission in Cotonou, and the creation of a working group, which was to study the concept in Africa and advise the Commission. And the working group consisted of 7 members, of whom 3 were indigenous experts already. So they were already in the working group, which was to carry out a study on this question. And the working group had also 3 commissioners and 1 independent expert. We have to also acknowledge that the indigenous, the International Work Group for Indigenous Affairs was the sole funding agency for the work of the working group on indigenous population communities. And they were present at the beginning of the work of the working group. So they held a lot of consultations at different levels and at different countries, in different countries, and drafted this report, which was enriched in Nairobi in 2003. And I happened also to be on one of the members who participated in the consultation to enrich and validate the report of the working group of indigenous population communities of the African Commission. After that consultation meeting, which was in Nairobi, I think the report was finally concluded and presented to the African Commission. It was validated in 2003 by the African Commission, and they decided to keep the working group on indigenous population communities. And they had a mandate, which was very precise. So they continued, the same members were continued, but they continued working with indigenous leaders and elites in Africa, in countries where you found the indigenous groups that claimed they were indigenous people or who self-identified as indigenous people. The work of the working group, one of its main activities was sensitization, to sensitize, to vulgarize also the report of the African Commission Working Group on Indigenous Population. They, as the indigenous leaders in their different countries, I'd like to remind you, if you could conclude, please, the 7 minutes that you have. Just to conclude. So I just want to say indigenous leaders in their different countries supported the work of the working group through mobilizing indigenous people. When you have any workshop or any conference in their different countries, they supported also the working group in carrying out studies. They also supported, the working group also made documentaries, some films, and all of this was supported by indigenous people in their different countries.
Just to say also, the working group also appointed focal points, focal people in the different countries who inform them. And the information on the human rights situation of indigenous people informed the African Commission to make decisions, to write urgent appeals, letters to the different governments on the human rights situation of indigenous people in their different countries. Just to say that indigenous people also participated regularly in the sessions of the African Commission, and also the working group had also on their agenda during their sessions to call indigenous people and allow them to talk about the situation of their human rights in their different countries. And all of this informed the African Commission on Human and People's Rights. Thank you, sir. Thank you so much. It is really a great pleasure to listen to you and indeed to have you as part of this working group and contribute richly to the work of the African Commission on Human and People's Rights. I would like indeed to congratulate you on having been part and parcel of this incredible journey of the working group. Thank you very much once again for your interventions, which demonstrates once again the importance of your voice and the voice of the indigenous communities in Africa. Let me quickly move to the next speaker, and that would be sorry for having difficulty to pronounce your name. It's Genevieve Rose, the representative of EUGIA, which, as Madam Howe mentioned, was the institution of long-time partner of the working group that provided it with the oxygen for the working group to breathe and deliver on its mandate. So it's a pleasure to welcome you to this panel, and you have 7 minutes, please. Thank you very much. Thank you very much, honorable commissioners. We are also very happy to be invited today to talk in the panel. Of course, I've made a PowerPoint presentation. I don't know if it will be shared by the technician, or should I share it myself? I think in the interest of time, if you quickly share it on your side, if you have it there, I think that would be good. I can do that. Can you see it? Yes, we can see it. Perfect. Many things have been said already, but I think I wanted just to give the contribution of IFGIA around these activities and how the African Commission and the working group has been so important and key partners for IFGIA and for indigenous peoples in Africa, in the indigenous movement in the whole Africa. Like it was said before, already in 1999, there was some discussion with the African Commission, which actually led to the creation of the working group. And I want to highlight that the working group was the first of its kind. For the African Commission, it was the first time they put in place a working group with expert members. And that since there's been so many other teams that have been inspired, and also so many other working groups which have been established. Well, this report has been mentioned by the two presentations before. It's a groundbreaking report. The report of the African Commission on indigenous population, how it bring up the concept, but this has been referred so widely by academics and by the working group with advocacy. It's been published together. The African Commission and IFGIA have made a lot of publication together, and that publication is one of them, both in English and French. And there was a summary version of it also that has been translated in Arabic, Portuguese, Ma, Tamashek, Kirundi, and Fulfulde. And I want to say also that all the report I mentioned there can be found on the African Commission website if people are interested to consult them. I wanted to say also that the working group has been meeting regularly. IFGIA have had the chance to be a member of the working group for many years. Now we have stepped down, but there's been many
working group meeting where it was possible to evaluate the activity and strategize about the future, and also to meet with indigenous people themselves and hear about their violations and, you know, take decision on how this could be addressed by the African Commission. And I wanted to say that there's been 11 resolutions made by the African Commission, which are relevant to indigenous people, a number of urgent appeals, communication, so many things. The working group has conducted 14 country visits, and each of these country visits have had a report published. There's been many of them also have had follow-up visits where the report were discussed as well, and the recommendation of the reports were discussed. There's been a lot of sensitization seminars that we have done together, one for East Africa, in Cameroon and Congo, one for East Africa, one for Central Africa, and then one from East Africa. There's also been with the AU and in North Africa as well. The advisory opinion, like Leslie mentioned, was a key document, and also all the work that was done around this, where a working group member met with the African representative in New York and discussed about the UN Declaration on Rights of Indigenous People. And I think we really think that if there was not from the working group, then African state would have not voted in favor of the UN Declaration. So that was really a huge lobby work done there. A video film has been produced that was mentioned by Howie. There's been a lot of research and thematic studies, together with the Pretoria University, more specific studies on extractive industries, and there's been launching seminars on these thematic studies where the recommendation was discussed at country level. There's been an engagement with the UN, usually with the Inter-American Commission, with the World Bank, like it was mentioned. There's been training. The working group is organizing every year a training at the Pretoria University on Indigenous people's rights. They have done manual, and they are also discussing possibility maybe to have also training in the French part of Africa. Well, what has been mentioned also before, litigation has been so important. IFGIA and MRG have also been key partners in these, in ensuring that indigenous peoples could participate in the session, bring their case. And it has been so fantastic to see how strong the African Commission have taken this case, both in their ruling on the Adderalls, but also in taking the case themselves up to the African court and defending the side of indigenous peoples. That was such a great achievement. So that was just to show in some images. I guess I can just stop to share here. And I just wanted to say again that IFGIA is been partners since the beginning, and has been always very, very happy to work together with the working group. We've been impressed by whole thing that could be done together. And we really hope that we can continue again for at least another 20 years. Congratulations with the anniversary. Thank you very much. We once again wish also to congratulate IFGIA for the partnership with the working group and the achievement that have been registered through that partnership. Without further ado, may I now invite the last speaker, who would be Professor Joshua Castellino, representative of Minority Rights Group, another distinguished institution with observer status with the African Commission on Human and People's Rights. Professor Castellino will be speaking towards effective protection of the rights of minorities in Africa in the context of the expanded mandate of the working group, which is also one of the landmark in the journey of this working group in ever expanding the scope of protection of the rights of marginalized groups in Africa. Professor Castellino, you have the floor, please. 7 minutes. Thank you very much. Thank you, Commissioner Derso, and thank you for your leadership and intellectual drive
towards making many of these activities happen. I want to pay testimony also and offer my condolences to Dr. Melaku, another very sterling activist, and it's real pity that we can't hear him today, but I hope that this death in the family will bring his family close together as they come to terms with it. Colleagues, it's really congratulations from our side for this journey, which has been tracked so very clearly by Ms. Jansen, Ms. Hamambuba, and of course, Ms. Rose. It's been really incredible because if you think about it in historical terms, in 1994, Erika Irene Diaz, then Special Rapporteur, sent around a questionnaire to African states and other states. And of course, many African states said, we don't have any indigenous peoples. To go from that to essentially being a leader in articulating indigenous people's rights, including through case law, of course, the Ogiek and the Enderoy community, but including then through the country visits is really a sterling achievement. And the role in which you have played as commissioners really is to be commended. And the support of IFGEA on this one has to be noted, has been done. Creating that kind of sterling partnership to promote the rights of marginalized indigenous peoples is really an achievement that, colleagues, goes well beyond Africa and really has impacted global indigenous people's rights. And you have shown the ability to really demonstrate leadership on these issues to make sure that no African goes without access to their human rights. I want to speak today, though, about the expansion of the mandate and really challenge you once again to provide that visionary drive towards articulating minority rights as part of the wider vision of upholding the African Charter. I have a brief presentation, but I want to essentially say to you 3 points, really. One is I want to reflect to you on the context. And this is a context really of colonization on states and peoples and identities. Lines drawn on maps by Europeans effectively have decided what is African identity. And this has been something that, of course, has been endorsed with good reason by the heads of African governments in 1963 through the Cairo Resolution. But what it has actually done is created identities, some of which fit some of the communities that live within them and some of which don't fit. Your steps towards trying to rectify indigenous people's rights have been material in ensuring communities that were left behind get recognized. And the next step really would be now to think about how that can be extended to minorities who are all around Africa who still suffer access questions. Of course, the other reality across the continent is a historical movement of people across boundaries. So you often have communities that are from one part of Africa who live as minorities in another part of Africa, who if you do not design the kind of mechanisms that can address these issues, will continue to be left behind. And so that's another challenge that exists. Systemic marginalization has been seen across the board, across the world. It has led the United Nations to articulate the leave no one behind principle, making sure that communities who are far from sites of power can access the basic health, education, promotion rights that they desperately need. And I think this is also a pragmatic question. For too long, our communities all over the world have relied on a very small segment of the talent at their disposal. For a start, women often didn't have equal access, so that was 50% of the population who was not allowed to participate in the same way in which men were. But even the 50% of men, it was often just the majority community or those who had access to power who could participate. So colleagues, that is like saying that we are going to tackle the big challenges of the world with only a small percentage of the human talent at our behest. We have to change that. And I think the steps that you're taking as a commission in upholding these rights are really quite impactful in trying to address systemic marginalization. Finally, just on the context, leading African jurists throughout time, people like Lagesi, Mensa Brown, Wangari Maathai have really made these very strong arguments about ensuring that Africans all across the continent can gain the benefits and the fruits of the African Charter. The next step forward really will be on trying to understand what that means for minorities. So I want to turn to the opportunity that is really before you. And that's the second part of what I want to say to you. And really to say to you that there is an opportunity at the moment for really adding value by rethinking this notion of how minorities might be able to fit within the mechanism that you've already created. I congratulate you on your vision in deciding to extend that mandate and really encourage you to avail of this opportunity, I guess, first of all, because that will mean significant progress towards the leave no one behind principle. That will ensure
that the future of Africa, which we talk about Africa as the continent of the future, I think it's the continent of the present. But if we can think about that in terms of unleashing the talent that exists in marginalized communities, that will really bring serious impact onto the future of every single state that's represented at the African Union. Supporting the mandate, supporting the efforts to mediate between ethnic, religious, and linguistic diversity on the continent in ways that respect rights and are conducted peacefully. And I think this is a key point. Minority rights across the world are in trouble. Growing populism has meant that scapegoat politics has become the norm. And we see this especially even in Western European countries and in Asian countries, where arguments are made trying to scapegoat one community to build an artificial majority to win elections. Trying to focus on minorities at a time like this will really be crucial in trying to understand questions not just of human rights, but also questions of the rule of law. And I think the third opportunity is to support efforts to build fully inclusive societies that unite and celebrate all the segments of the rich diversity that exists within the boundaries of every African state. And this, I would suggest to you, would become a bulwark against the divisive politics that we see in other parts of the world, where narrow identities are being used to fragment societies. And that fragmentation might win elections in the short term, but in the long term, it destroys societies and it destroys the rule of law and weakens democracies. So that's the real opportunity, I think, before you as commissioners, and you have shown the leadership to be able to start from quite a difficult position in developing Indigenous people's rights. And I think that's the same point at which we are today with minority rights. So to conclude then, maybe 4 suggestions on steps forward. I think first of all, there are question marks always about who is a minority. And I think getting greater clarity on that, not just from a conceptual perspective, but from a practical perspective in terms of each of the 5 regions of Africa would be very, very useful. That will create the kind of space that will promote dialogue between marginalized communities and states on this question. Secondly, I would... If you quickly list them without it. Of course. The second point, then, Commissioner Durso, is the gathering and documentation and publicizing of the rights violations, which you already do through your mechanism. I think a third one would be understanding what is required in law to overcome the marginalization. And finally, to understand how the ongoing development may really mitigate against climate change. So it's a historic opportunity. You have shown the leadership before. The report that has been talked about really broke new ground on Indigenous people's rights. And I plead with you to break similar ground on minority issues. And I thank you once again for the opportunity. Thank you very much, Professor Castellino, for your kind intervention. We very much appreciate your presence, as well as we look forward to continuing with our partnership. This is the moment for me to open the floor for interventions from members of the Commission, from participants. We have a time pressure, so we may not be able to entertain long interventions, but it would be good to hear the voice of some people as this marks the 20th anniversary. Anyone who would like to take the floor? I don't see anyone from members of the Commission. Okay, Commissioner Maya, Vice Chair of the Commission. Good to see you and welcome. Please take the floor. Thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des participants et notamment remercier les panélistes pour cet excellent panel sur une question, je dirais, très sensible au regard des États africains. Merci notamment pour toutes les informations sur lesquelles vous nous avez édifiés. Alors, je voudrais juste poser une question à partir d'un constat qui a été fait, à partir du moment où il y a de nombreux problèmes qui sont rencontrés par les populations autochtones en Afrique, en tant que groupe marginalisé, exclu, vulnérable, etc. Et également en analysant le travail accompli par le groupe de travail, je me pose la question de savoir, je vous la pose, est-ce que vous n'envisagez pas, dans le cadre de votre travail, la rédaction de lignes directrices ou de principes directeurs
autour de la question des populations autochtones en Afrique, c'est-à-dire des lignes directrices qui serviraient d'orientation à l'endroit des États de manière à protéger, encore une fois, ces populations marginalisées. Bon, c'est la question que je me pose parce qu'il me semble que c'est un groupe, notamment ce sont des populations, ce sont des peuples autochtones qui méritent qu'on puisse puiser un peu plus dans la protection de leurs droits. On sait très bien qu'au niveau des Nations Unies, il n'y a que la déclaration sur les populations autochtones qui date de 2007. Au niveau de la communauté internationale, les États ne sont pas encore préparés pour s'investir dans une convention relative aux droits des peuples autochtones, de même en ce qui concerne les minorités, mis à part la déclaration de 1992 des Nations Unies. Sur cette question encore, les États sont frileux et ne veulent pas aborder de manière objective la question des minorités. Vous le savez très bien, au niveau des Nations Unies, il y a le fameux forum des minorités qui se tient tous les ans. Il y a le groupe également au niveau du Conseil des droits de l'homme qui travaille sur les populations autochtones. Donc, est-ce que l'Afrique et la Commission africaine ne pourraient pas prendre les devants en prenant en considération ces populations et en s'instruisant en tant que leader dans la protection des populations autochtones, comme je l'ai dit, par notamment des lignes directrices, des principes directeurs, peut-être même déjà une observation générale sur la question. Merci beaucoup. Merci au commissaire Derso et aux panélistes. Thank you so much, Madam Vice Chair, for that excellent contribution, asking the working group on taking its work to the next level, drawing on very rich work that it had already accomplished. Thank you very much. That is very well noted. It would be on the agenda of the working group, certainly. Any other member of the Commission who would like to take the floor? Is there any request from participants, Edwin? I only see one hand up. Can we give the floor to that participant, please? We've given them access. Thank you. Okay, I see another member of the working group on the floor. Bonjour. Welcome. You have the floor, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais juste, je suis Belkacem Lounès, membre du groupe de travail, membre expert du groupe de travail sur les populations autochtones en Afrique. Je suis membre depuis 2016. Je voudrais juste dire que le groupe de travail est une chance pour les peuples autochtones en Afrique, car comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, ce sont des peuples qui sont violentés, qui sont déplacés, qui sont tués, emprisonnés, spoliés. Ce sont les peuples les plus vulnérables, les groupes les plus vulnérables aujourd'hui, ou parmi les plus vulnérables de la planète. Aujourd'hui, les interventions ont été très riches et très intéressantes, mais je trouve que nous n'avons pas beaucoup parlé des défis qui concernent ce groupe de travail, parce qu'il a été soutenu jusqu'à présent par une ONG, IVGIA, et aujourd'hui, sa mission, ses compétences ont été élargies aux minorités. Je lance aujourd'hui un appel à la Commission africaine, mais aussi à l'ensemble de l'Union africaine, pour qu'on dégage plus de moyens pour ce groupe de travail, parce que, comme je l'ai dit, s'il a été porté par IVGIA, eh bien, si IVGIA se retire du groupe de travail, il faut nécessairement à la fois combler le manque, mais aussi trouver de nouvelles ressources, surtout eu égard à la fois aux besoins de protection et de promotion des droits des peuples autochtones, mais également aux besoins nouveaux liés à l'élargissement des compétences du groupe de travail aux minorités. Je vous remercie.
Thank you very much, Mr. Lawrence, for that intervention and also the appeal for the wider African Union and indeed the wider African public for expanding support to this working group, including in the context of its expanded mandate. Let me give finally a final round of 1 minute each to members of the panel, their final words as we wrap up this 20 years anniversary of the working group. I don't know if Madam Howie is with us. Maybe she was disconnected. I don't see her here with us. So let me. She's offline. Sorry? She's offline. Offline. Okay. I think she got disconnected. So let me give the floor to Madam Rose and then Professor Joshua. With that, we will conclude. Thank you very much. Again, I just want to, in 1 minute, say that it's been a fantastic journey this last 20 years, and so much has been achieved. And that's been very great to be also close to this development and see how things develop so good. But I also want to highlight that, like Lunes said, there's a lot of challenge ahead, also for Indigenous people in Africa, for minorities. I mean, there's still a lot of challenge and of problems, and they're facing so many violations still. So the work of the working group is still very, very important. And we really hope that it will continue to be active and continue the good work. Thank you. Thank you so much. Professor Castellino. Thank you, Commissioner D'Urso. I echo those comments and also the call that this is the 30th anniversary of the United Nations Declaration on the Rights of Minorities, and it desperately needs a continent or states to breathe life into minorities. I think Africa is that continent because you have a commitment to make sure that the fruits of the Charter are available to all, and you have the vision, and you have the drive, and you have the track record with the incredible work that you have done on Indigenous peoples. We look forward as Minority Rights Group to supporting all the efforts, and we look forward to ensuring a world in which no individual's accident of birth will determine their access to rights. Thank you very much. Thank you very much to all members of this panel, Madam Howie, who is an expert member of this working group, and herself a distinguished Indigenous leader for the voice that she has given and for sharing her experience of accompanying this working group as an Indigenous person, and then as an expert member of this working group. I wish to thank Eugia, yourself, Madam Roth, for excellent partnership and contribution for this working group, as well as to you, Professor Castellino. I would like to express my gratitude, deep gratitude and respect to all members of the working group, current and previous, for an incredible contribution to the work of the African Commission on Human and People's Rights. We, members of this working group, currently recognize that our work is not yet finalized. We are at the very beginning of the journey. And I fully agree with the sentiments that have been expressed, that Indigenous peoples continue to endure incredibly excessive levels of violence on account of, and this violence actually, of an intersectional nature because of their historic and continuing marginalization. And, it causes incredible level of suffering for the communities, including women and children. And ultimately, the dignity that underpins human rights is not extended to these categories of people, and that is an enormous hole in our human rights protection system, and we need to fill in that gap. And it is therefore an occasion not only to celebrate and take note of the achievements that have been made, but also an occasion to express a commitment to take this
progress even to a higher level. And with that, I once again thank you all the members of the panel, members of the Commission, and all participants for your kind attention for this panel. And I look forward to your continued support and collaboration in this process. Chair, I give the floor back to you with appreciation. Thank you. Merci beaucoup pour ce panel important que vous venez de diriger, honorable commissaire Derso, sur la commémoration du 20e anniversaire du groupe de travail sur les populations et les communautés autochtones ainsi que les minorités en Afrique. Et je tiens également à féliciter tous les panélistes et ceux qui ont voulu prendre de leur temps pour interagir avec les panélistes. Je clôt ainsi ce point et nous allons retourner au point 6 sur les rapports d'activité des membres de la Commission africaine des droits de l'homme. Je vais que les gens ferment les micros, ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît. Je vais de ce pas passer la parole au président du groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les droits de l'homme en Afrique, pour qu'il présente ce rapport. Ensuite, je le donnerai, on va suivre la liste telle qu'elle est là, mais nous commencerons par celui du président du groupe de travail sur les industries extractives. Commissaire Derso, ça va pour vous? Vous pouvez le faire maintenant? Yes, I can do that, Chair. Merci beaucoup. Thank you very much once again, Chair. I would be presenting this intersection activity report relating to the activities undertaken by the Working Group on Extractive Industries, Environment and Human Rights Violations in Africa for the reporting period. And my presentation would cover activities undertaken as a member of the Commission. I think in that context, I wouldn't really wish to delve into that because I have accompanied the various activities of the Commission on which various members of the Commission have spoken. So in the interest of time, since the report is already presented, the only thing that I wish to say in this respect is the fact that we had a panel during the last session of ordinary session of the Commission at the end of the year, during which we launched the background study on the operations of the extractive industry sector in Africa and its impact on the realization of human and people's rights under the African Charter on Human and People's Rights. This was one of the assignment entrusted to the working group at the time of its establishment, and I'm pleased that we have delivered on this mandate of the working group on extractive industries and launched the study in last session. The rest of the activities are those relating to participation in the sessions of the Commission since the end of the year in 2021, as well as participation as a member of the delegation of the African Commission on Human and People's Rights in the African Union Summit as resident commissioner of the African Commission on Human and People's Rights as the summit was held in Addis. The next area of my report covers activities undertaken as chairperson of the working group on extractive industries and human rights. And here, I think I have already mentioned the launch of the background study, which actually lays down the foundation for taking the work of the working group to the next level in addressing many challenges and human rights issues arising in the extractive industry sector, including those relating to the environmental violations leading to the despoilation of the environment, those relating to
affecting vulnerable groups, including women, the issue of the labor market using children in the extractive industry sector, a very serious problem that we have there. The issue of dispossession of land of marginalized communities, the issue also of human rights defenders that the chairperson mentioned earlier on. This sector has become one of the sectors where human rights defenders face very serious intimidation and assault. So it is in this context that this study also helps us to address institutional, legal, and policy issues relating to major challenges arising that this industry gives rise to, including, for example, illicit financial flows, which actually bleeds the very limited resources of the country to the tune of $90 billion annually. And you may recall, colleagues, members of the Commission and participants, this issue has been highlighted as one of the challenges facing, for example, Kenya in its country report during the past couple of days. I would like also to give a summary of some of the activities undertaken in my capacity as the focal point on transitional justice in Africa. I think I wish to indicate, there are some resolutions and statements that have been adopted in this context. But one activity that I participated in was the conference that the UN Human Rights Commission on South Sudan convened in Nairobi, Kenya at the end of the year on 13 and 15 December 2021 in my capacity as country rapporteur of South Sudan, but also as the focal point on transitional justice in Africa. And this brought together some 70 participants who, after 2 days of deliberations, adopted resolutions to sustain momentum on the implementation of transitional justice in South Sudan as a prerequisite for consolidating peace and delivering justice in South Sudan. We, as the African Commission on Human and People's Rights, are interested in a specific role in the South Sudan peace agreement to support the transitional justice process in South Sudan. It is in this context that I took part in this process. On 7 April 2022, in my capacity as the focal point for transitional justice, I also issued a statement on the 28th commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. I think it's worth mentioning that this, although a commemorative statement, it also highlights the challenge that we are facing today, including in terms of xenophobia, religious radicalism and extremism, violent nationalism, and division, incitement of hatred and violence and division based on ethnicity, religion, language, which is creating sources of tension and instability as well as violence in various parts of the continent. So this statement draws attention to that. Furthermore, within the framework of the ongoing 71st ordinary session, as you all recall, on 25th of April, I also convened a panel on this 28th commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, highlighting, as we did through that panel, the continuing importance of this commemoration and why this commemoration indeed forms part and parcel of the mandate of the African Commission on Human and People's Rights, and why it contributes to the execution of the mandate of the African Commission on Human and People's Rights. The next area, Chair, would be activities undertaken in my capacity as focal point on conflict and human rights. As you have mentioned earlier during the previous days, we convened a meeting of experts on 18 February 2022 in order to facilitate the implementation of Resolution 447/2020 on upholding human rights during situations of emergency and in other exceptional circumstances, which tasked us to deliver guidelines on adhering to human and people's rights standards
in such context. And the meeting discussed the progress in developing the terms of reference, the baseline study, and preparation of the draft guidelines. And we would like to recognize in this context the support that we have received from African Policing Oversight Forum, which serves as the technical partner in our effort to the implementation of this specific resolution. Similarly, on the same day, we also convened a meeting made up of those participating in that meeting on resolution 467/2020 on the need for silencing the guns in Africa based on human and people's rights, which also specifically requested for the development of a general comment on Article 23 of the African Charter on the right to peace in Africa as African Commission's contribution to the flagship project of the African Union under Agenda 2063 on silencing the guns in Africa. This set the basis for identifying experts, but also technical support, particularly through Amnesty International. And I look forward to further work in order to deliver on this mandate. The convening this serves to map out concretely the process for the development of the general comment, including identifying technical partner for the drafting, the various expert contributions, timeframes, and terms of reference for the technical support to develop this guideline. I would like to thank the experts present and also the two institutions, APCOF and Amnesty International. Then, in terms of activities relating to Resolution 473 on artificial intelligence, robotics, and other new and emerging technologies in Africa, I wish to indicate that on 30 March 2022, the first experts consultation on the implementation of this resolution was held, and the meeting brought together experts who discussed the nature and content of the assignment that the resolution laid down, as well as reflected on an approach for the development of the required study, including the scope and contents of the baseline research. And this was convened within the framework of the annual work plan of the Commission and the annual work plan specifically under my responsibility. And this has set us rolling in order to start the process for delivering on this assignment of new technologies and human rights. As all of you know, not only in Africa, but also the world over, the issue of human rights arriving in the context of new technologies is increasingly becoming a major source of policy debate, but also concern for the human rights community worldwide. And it is indeed very deserving that the African Commission has initiated this study as well. I also participated as a member of the working group on communications on 18 April 2022 for the work of this specific working group, and the chairperson of the working group, of course, would cover this, the details of the activities undertaken in that respect. And activities undertaken as country rapporteur, I'd like to indicate that as I was exiting my responsibilities as country rapporteur of Tanzania, I initiated a letter of appreciation to Tanzania, particularly on one important aspect of the intervention of this commission on human rights in Tanzania. And this relates to, if you recall, the exclusion of pregnant girls and teenage mothers from school. And it has been one of the major issues that we have been raising again and again. And we were happy with the announcement of the government of Tanzania of receding this decision of excluding pregnant girls and teenage mothers from attending school on account of their status of pregnancy and motherhood, which is discriminatory. And we actually demanded and requested Tanzania to take compensatory measures in order to enable these girls and teenage mothers who have lost a lot of time as a result of their exclusion from participating in school. Since I think 2017, if I'm not mistaken, and that's a long time to be lost for a child.
On 8 April 2022, as the country rapporteur for the Republic of South Africa, I issued a press statement regarding reports of systematic attacks targeting nationals of other African countries living in South Africa in the context of the campaign called Operation Dudula. And we have highlighted in particular, with regret, the tragic killing of Elvis Nayati, a 43-year-old Zimbabwean man, with a family man, a father of 4, and a resident of Diepsloot in South Africa, who was gruesomely burned to death after his attackers poured a flammable liquid and set fire on his body. And we have requested, as we did previously, for prompt investigations to be opened on this incident, and those who perpetrated this heinous crime are held accountable. And indeed, further measures are made in order to ensure that no one would take matters into their own hands outside of the law and attack anyone on account of their status, irrespective of their status. Everyone under the African Charter deserves to be protected. Lastly, as the country rapporteur for the Republic of Kenya, I have had the privilege of engaging with the Secretariat's legal team, support in preparation of the review of the combined 12 and 13 periodic report of Kenya, which was considered during the course of this session the day before and yesterday. I also engaged the Kenya National Commission on Human Rights, which is the constitutionally mandated National Human Rights Institute of Kenya, in preparation for this review of the Kenya periodic report. Chair, I would conclude with the following. With respect to the mandate of the Working Group on Extractive Industries, Environment and Human Rights, the working group remains concerned about the human rights protection vacuum in the extractive industry sector, as highlighted in our background study, that makes the perpetration of violations and the disregard of the human and people's rights possible. And this vacuum needs to be addressed as in the manner outlined, first in the background study, second in our guidelines on Article 21 and 24 of the Charter, and indeed Resolutions 367 of the African Commission on Human and People's Rights. On recommendations with respect to this, we call on states parties to the African Charter to use and implement the state reporting guidelines and principles on Article 21 and 24 of the Charter, call on states to comply with Resolution 67 relating to upholding the African Charter with respect to the extractive industries sector, also called the Niamey Declaration, request the states to authorize the undertaking of advocacy mission by the Working Group on Extractive Industries, invites national human rights institutions, civil society organizations, NANRI, to use the state reporting guidelines and principles on Articles 21 and 24 of the Charter, Resolutions 367, and most importantly, and the latest one, the Commission's background study, in their advocacy, research, teaching activities for ensuring compliance with human rights in the extractive industries sector, and we avail ourselves to collaborate with them in this respect. We also request the EU Commission institutions, including the Department of Trade and Industry, the Secretariat of the African Free Trade Area, to enhance close working relationship with the working group with a view to enhance leveraging each other's comparative advantage for addressing issues of common interest, including, not least of all, addressing the scourge of illicit financial flows, which has human rights dimensions, including the human rights dimensions of trade and investments in Africa and in the implementation of the African Union mining vision. On my role as focal point on conflict and human rights, I wish to observe with alarm that the number of conflicts and territories on the continent affected by conflicts have continued to rise, with all its attendant violations on human and people's rights, the death and displacement of peoples on the continent. It's unfortunate that we continue to witness the number of conflicts has increased during the past year, and the geographic spread of violence had also expanded.
And this is a very worrying trend. It's also of major concern for the African Commission that Africa has experienced the highest number of military coups since the turn of the century in a period of less than 1 year between April 2021 and April 2022. And we should be seized with these developments and initiate relevant measures as we have agreed under the leadership of the chairperson in order to respond to these issues, including as recommended in my activity report to the African Commission to advise and submit a memorandum of outlining the human rights measures that should be incorporated in the outcome of the upcoming extraordinary summit of the African Union scheduled to take place in Malabo, Equatorial Guinea on 28 May 2022. In the interest of time, I would also like to skip and speak to the issues of transitional justice. I would like to welcome the finalization and publication of the report of the Truth, Reconciliation and Reparations Commission of the Gambia and call on the government of the Gambia to take necessary measures for the implementation of the recommendations of the report. I also welcome the launch by the government of South Sudan of public consultations for the establishment of the Truth, Reconciliation and Healing Commission, one of the transitional justice mechanisms envisaged under Chapter 5 of the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan, and urge the government to guarantee respect for human rights as a necessary condition for the successful conclusion of this critical consultation, which also facilitates the consolidation of peace, the implementation of this peace agreement, which is necessary for ending insecurity in South Sudan. With respect to the countries for which I am a rapporteur, I call on South Africa to report on its follow-up to the recommendations of the African Commission's report on its promotion mission to the country in 2018, to invite South Africa to also submit its periodic report, which has been due for some time now. I welcome the ongoing review of laws in South Africa relating to the use of force by security personnel and encourage that the review ensures that the use of force is strictly regulated with clear guidelines and fully comply with the requirements of the principles of precaution, necessity, proportionality, and last resort, only for protecting life and physical security of people, as well as, of course, strategic infrastructure. Also reiterate the concern expressed about police brutality and excessive use of force and the resultant culture of impunity in the police in Kenya, and call on Kenya to extend its full cooperation with respect to the implementation of Resolution 445 of the African Commission on Human and People's Rights. And I would like to welcome the presentation of the report by Kenya once again and look forward to follow up within this framework. Wish to reiterate and urge the implementation of the Commission's decision on the Indoro's case, as we have said earlier on, call on Nigeria to address the insecurity prevalent in various parts of the country, including the crisis of recurrent incidents of abductions, and take measures to prevent the recurrence of the tragic loss of lives and destruction from the recent attacks by gunmen on a train, for example, and call on Nigeria also to submit its periodic report. With that, Chair, I wish to thank all members of the Commission who have provided me with their support during the course of this intercession period, as well as staff of the Secretariat, particularly my colleague Abiola, for the excellent support that she has provided me in respect of this mandate. I wish to thank all of you for the kind attention, for your kind attention. Thank you very much. Commissaire Dersol, la Commission vous remercie pour ce rapport et vous félicite pour son contenu et la qualité, bien évidemment, de la présentation. Mais je signale que pour ce point, à ce stade, nous n'avions qu'une heure, et que nous allons aller très vite pour ce qui concerne les questions, parce qu'on doit se partager les heures, sinon on risque de terminer très tard aujourd'hui. Le Burkina Faso est-il en ligne pour les interactions?
Étoile, est-ce que nous avons le Burkina Faso qui s'est enregistré pour faire Burkina Faso? Are they online? No, we don't see them. Thank you very much. Je pense que Matt Forfis est prête pour faire son intervention ici. Est-ce qu'ils sont là? Matt Forfis? Yes, I'm here. Étoile, ils sont là? Oui, je vous donne maximum 2 minutes. Maximum. Parce qu'on a des contraintes de temps qui sont sérieuses. Okay. Maximum. Mr. President, thank you for giving Matt Forfis the floor. We want to highlight that there are at least 4 mass executions have been documented since October 2021, and most of them about mining sites, especially in Central African Republic. And I will go forward the recommendations because of the time. Matt stresses the importance of invoking Articles 21 and 24 of the African Charter relating to extractive industries, human rights, and the environment to guarantee the rights of African peoples and prevent violations in connection with mining and extractive industries. And also we call for the attention of the working group on extractive industries to draw the attention of the Central African government to the importance of requiring the negotiation and guaranteeing of extractive industries license in accordance with internationally accepted rules and standards based on transparency and the human and people's rights. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup à Matt Forfis pour cette question. Est-ce que International Alliance Org sont en ligne? Curtis. International Lawyers Org. Yes, we are here. Yes, 2 minutes. 2 minutes. International Lawyers welcomes the report of the Working Group on Extractive Industries, Environment, and Human Rights. We again note that a study on climate change and human and people's rights in Africa was initially mandated by the Commission in 2009 in Resolution 153, again referred to in Resolution 271 in 2014, and in Resolution 342 of 2016, the Working Group on Economic and Social Rights, in collaboration with the Working Group on Extractive Industries, Environment, and Human Rights Violations, was asked to carry out the study. One reason for this study was the lack of any reference to human and people's rights in instruments relating to climate change, despite the fact that climate change is perhaps the greatest threat to human and people's rights in Africa. Since 2009, the situation has not improved. There is now a reference to human rights in the Paris Agreement adopted in 2015, but it is in the preamble and therefore contains no legal obligations. Recently, the UN Human Rights Council has mandated a special reporter on human rights and climate change, but he is a person from one of the worst polluting countries in the world, and he has no background in human rights, much less than people's rights. In this context, we urge the Commission to carry out the study, and we ask them to please report on what progress has made towards carrying out the study at each session. Thank you. Merci beaucoup, Curtis. Je appelle maintenant Defenders. Flora Stevens. Merci beaucoup. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, State Delegates represented, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of Defenders and African Defenders, we welcome the report of the Chairperson of the Working Group on Extractive Industries, Environment and Human Rights Violations in Africa. Recent data shows that 59% of HRDs killed in 2021 across the world worked on land, environmental, and indigenous rights, while environmental HRDs act as a first line of defense against the destruction of biodiversity, endangered ecosystems, and traditional livelihoods in Africa. Attacks against environmental defenders are rife and occur often with complete impunity.
We condemn the many challenges faced by African environmental defenders, including vilification, harassment, threats, police brutality, unfair trials, arbitrary arrests, enforced disappearance, and even worse, some pay the ultimate price for their activism. Among recent cases, on 12 January 2022, 6 armed men entered violently in the home of Congolese environmental lawyer Timothée Mbuya in Lubumbashi. He is also facing a defamation lawsuit after publishing a report alleging encroachment of a protected area by one of the DRC's largest agribusiness players. These attacks are yet again a testimony of the plight of African environmental HRDs who are faced with a wide array of risks as they fight for justice and accountability for the communities affected by mining, logging, and other extractive industries. We call on this Commission to take bold actions to ensure the effective implementation of the recommendations laid out in the working group's recent background study on the operations of the extractive industry sector in Africa and its impacts on the realization of human and people's rights under the African Charter on Human and People's Rights. Specifically, we urge this Commission to continue to use the various mechanisms, including communications processes, review of state reports, missions, resolutions, and the other mechanisms at its disposal to promote human rights in the extractive industries and address violations that occur. Recalling the state reporting guidelines on the contents of the rights and obligations under Articles 21 and 24 of the African Charter. Merci. We also... Le temps, s'il vous plaît. Nous allons demander à International Service for Human Rights pour 2 minutes aussi. Est-ce que International Service for Human Rights est en ligne, Etienne? Oui. D'accord. Vous avez 2 minutes, Madame Mialou, Jace. Merci, honorable président. Merci, honorable commissaire, de m'accorder cette opportunité de faire ma déclaration. L'économie congolaise repose principalement sur le pétrole qui représente 90% des exportations. Les ressources extractives de la République du Congo auraient pu être une source de développement si l'exploitation en état était redevable et efficiente. L'exploitation des ressources extractives au Congo est associée à l'instabilité politique et économique, l'endettement massif et excessif du Congo, les conflits sociaux, les violations des droits humains et la pauvreté contrastent avec les revenus générés par cette exploitation. Pour améliorer ce contexte, la République du Congo met en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives depuis 2007, dans le but d'accroître la transparence et la responsabilité dans le secteur extractif, y compris le bois, à travers la divulgation des revenus de l'extraction. Pays conforme aux exigences de l'ITIE depuis 2013, le Congo doit se soumettre à une ultime validation en juillet 2022. À cette date, le Congo devra être en mesure d'appliquer les exigences non accomplies de la norme ITIE, comme par exemple la divulgation complète des contrats commerciaux, notamment ceux signés avec la Chine et les traders. En effet, ces 2 accords réunis privent le Congo des ressources financières importantes, en particulier dans le remboursement d'une dette considérée comme odieuse vis-à-vis de ses partenaires. Ces revenus auraient pu servir à financer la lutte contre la pauvreté et les besoins sociaux des populations. Bien que l'ITIE assure un accès à l'information par les citoyens. Je pense que vous avez dépassé votre temps. Il ne faut pas tout lire. Je suis désolé. Posez la question directement. Ou bien c'est une... les recommandations que nous faisons, c'est on veut que le groupe de travail sur les industries extractives puisse alerter et interpeller le gouvernement afin qu'il mette en œuvre en toute urgence les 9 mesures correctives liées aux exigences non accomplies de la norme ITIE pour prévenir la suspension à l'ITIE. Ceci implique également la divulgation de la propriété effective ou bénéficiaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Mialou Jace. Monsieur le Président, ce sont là les ONG qui se sont enregistrés pour votre rapport. Je voudrais, permettez-moi, de revenir encore, savoir si le Burkina Faso est en ligne ou pas, parce que c'était aussi enregistré. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas fait signe. Actuel, est-ce que le Burkina Faso est en ligne ou pas? Parce qu'après ça, on ne reviendra plus. Actuel? No, we don't see Burkina Faso. We don't see them. Thank you very much. Monsieur le Président, vous pouvez répondre à ces ONG et faire vos observations finales pour qu'on passe à l'autre rapport.
Yes, I would like to thank all the four NGOs that have responded to this activity report with appreciation. We take note of the submission made by Matt with respect to the mass execution that took place in the Central African Republic in the context of the operation of extractive industries. And also the reference made to the Commission's guidelines and principles on Articles 21 and 24 of the Charter. Indeed, we fully agree with you the importance of these guidelines, including not only for development of effective regulations, but also for monitoring the actions and activities of extractive industries, as it relates, as the last speaker mentioned, in the context of the Congo, with respect, for example, to the disclosure of ownership of the local partners of extractive industries, so that there is accountability in that respect. I also wish to welcome internationallawyers.org contribution and observation. As we have discussed this in previous sessions, internationallawyers.org took responsibility for facilitating the undertaking of this study, but was unable to deliver on its part of the bargain. And what that led us to is basically now to look for and find support, both financial and technical, in order to execute this mandate. And I'm happy to report today that we have now in the final stages of concluding a support mechanism for us to fully undertake this exercise. And in the next intersession period, that is one of the areas of our engagement to work on that assignment from the Commission relating to climate change. So this is by way of update in that respect. Indeed, this is an area of significant importance on account of the fact that many people are actually already, basically living the consequences of climate change. And it is of high importance in that respect. Defenders, I wish to thank you for your observations relating to the plight of environmental defenders and the statistics that you shared with us. Also, the incident relating to Timothy in the DRC. I would like to observe to make two concluding points, Chair. The first one is the need for paying particular attention to the situation of environmental rights defenders. And I wish in this respect to indicate that our working group would like to work with defenders as well as the Commission's special rapporteur on human rights defenders, yourself, Chair, so that we pay particular attention to this issue. Second and final conclusion from my side, Chair, in the light of the submissions made by the interveners, is the need for our working group receiving support for implementing one of its outstanding areas of work, which is the development of a device for tracking human rights violations happening in the extractive industry sector. This instrument or mechanism is so critical for the full execution of our mandate, and we look forward to the support that we get in this respect. With that, I would like to give back the floor to you, Chair, and wish to thank all of you for your kind attention. Monsieur le Président du groupe de travail sur les industries extractives, la Commission vous remercie pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce rapport de qualité que vous avez présenté, mais aussi pour les interactions, la manière dont vous avez pris en charge les interactions avec ces ONG qui ont pu lire ce rapport et ont pu, n'est-ce pas, venir participer à la présentation de votre rapport. Merci beaucoup et voilà, nous allons
passer à l'autre rapport. Normalement, suivant le décorum que nous avions déjà adopté, il était prévu que le président d'ERSO continue avec le rapport sur le groupe de travail sur les populations indigènes. Mais étant donné, me dit-il, qu'il venait d'animer un panel sur le 20e anniversaire et qu'il a un rapport maintenant, il aimerait souffler un tout petit peu pour qu'il puisse revenir par la suite présenter ce rapport. Mais je lui demanderai alors dans ce cas-là de s'apprêter. Je vais présenter le rapport sur les défenseurs des droits de l'homme et puis on passera au troisième rapport de Madame la rapporteure spéciale sur les réfugiés. Après, je présenterai le rapport du président et puis on reviendra à la fin sur les populations indigènes. Mais ce que j'aimerais dire au commissaire qui reste donc à moi-même, nous avons 2 heures de plus. 2 heures de plus pour faire tous ces rapports. Ça signifie, d'après moi, il reste 4 rapports. Si nous avons 2 heures de plus, parce que l'autre heure qui va rester, nous allons analyser l'agenda en session privée. L'agenda de notre session privée, aujourd'hui étant le dernier jour de la session publique. S'il reste 4 rapports, 2 rapports que je vais présenter, un rapport du commissaire d'ERSO et un rapport de Madame la commissaire sous les défenseurs d'asile, les 4 rapports, 2 heures, c'est 120 minutes. Si je les divise les 120 en 4 rapports, ça signifie que chacun de nous a droit à 30 minutes. En ce qui concerne la présentation et les questions, c'est mathématique. Il nous reste 2 heures, il y a 4 rapports, chacun de nous a droit à 30 minutes et pas plus. Présentation et questions. Moi-même, je veux faire un effort pour que mon rapport que je veux présenter tout de suite, ainsi que les questions, couvre 30 minutes. Sinon, nous irons en dépassement et les interprètes risquent de ne pas être d'accord avec nous. Normalement, le temps nous imparti jusque-là, il doit s'achever dans 15 minutes, le temps qui nous était imparti pour aujourd'hui. Donc, on a 3 heures de plus pour terminer ce rapport. J'insiste beaucoup. 2 heures pour les rapports, 1 heure pour l'agenda. 2 heures, c'est 120 minutes. 120 minutes, si nous le divisons en 4 rapports, nous aurons droit chacun à 30 minutes par rapport. Je commence avec le rapport sur les défenseurs, c'est 30 minutes. Ensuite, madame, sur la rapporteure spéciale sur l'asile, ça sera 30 minutes. Et ainsi de suite jusqu'à la fin parce qu'on est au-delà du temps. Merci beaucoup de comprendre ces contraintes mathématiques qui nous poussent à être un peu rigoureux nous-mêmes avec le temps. Ainsi donc, je vais moi-même commencer. Je note le temps par où je commence. Je commence à 46, donc je vais terminer à 15 minutes de l'heure qui suit pour être tout à fait exact. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant, à cette 71e session ordinaire de la Commission africaine, vous présenter le rapport d'intercession au titre de rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme. Vous savez déjà que ce rapport, nous le présentons conformément aux articles 25, 3 et 64 de notre règlement intérieur. Il a 3 parties comme d'habitude. Je rendrai compte dans la première partie de mes activités organisées comme membre de toutes les commissions, sous-commissions, mécanismes spéciaux que nous avons au niveau de la commission. Ensuite, nous le ferons le rapport en tant que rapporteur spécial et dans la 3e partie, nous allons analyser la situation des défenseurs des droits de l'homme sur le continent. En ce qui concerne d'abord des activités comme membre de la commission, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Pendant les travaux de la 70e session ordinaire de la commission, le comité de résolution s'était réuni et comme d'habitude, j'ai pris part aux travaux de cette commission de résolution. Tout est dans le rapport qui vous a été soumis, donc vous savez le lire. Ensuite, j'ai pris part au titre de membre de la commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme en République fédérale démocratique d'Éthiopie pour la province du Tigré. Et à cet égard, j'ai réalisé pas mal de choses. J'ai contribué à coordonner, bien évidemment, les différentes activités entreprises depuis le 31 mai avec différents acteurs, ce compris les autorités éthiopiennes, sans oublier le travail de coordination que nous faisons en interne au niveau de la commission elle-même. Alors, à ce titre, j'ai conduit une délégation
j'ai eu des échanges virtuels ainsi qu'en présentiel avec des acteurs suivants de la République fédérale d'Éthiopie, une délégation qui était conduite, comme vous le savez, par le vice-premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères lui-même, la Commission nationale des droits de l'homme, des témoins et des victimes avec qui nous avons échangé et pour lequel le travail est toujours en cours. On n'est pas là pour révéler les éléments de l'enquête, mais je dis simplement de manière globale que le travail sur la commission d'enquête, parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont posées, il se poursuit. Un rapport détaillé, les conclusions et les recommandations sera issu et il sera produit parce qu'il est attendu. Deuxième partie de notre rapport, nous voulons vous rendre compte des activités que nous avions menées comme rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et à ce titre, nous avions organisé nous-mêmes en tant qu'animateurs de ce mécanisme une consultation régionale sur la restauration de l'espace civique pour une meilleure protection des droits de l'homme en Afrique et ça s'était déroulé du 8 au 10 décembre, rappelez-vous, c'était à Dakar au Sénégal. Nous allons d'ailleurs faire une autre consultation de ces acteurs avec les institutions nationales des droits de l'homme, parce que là, c'était avec la société civile, mais nous entendons faire la même chose, un remake avec les institutions nationales des droits de l'homme. C'est d'ailleurs ici l'occasion pour moi de remercier le bailleur de fonds qui a disponibilisé le fonds pour que ces activités puissent avoir lieu. Vous connaissez de qui je parle bien évidemment de l'Union européenne. S'agissant du dialogue sur la situation des droits de l'homme au Soudan, une activité qui s'était déroulée le 22 février 2022, nous y avons bien évidemment pris part. Je n'irai pas dans les détails par rapport à ce dialogue. Vous savez qu'au Soudan, la situation n'est pas bonne en matière de droits de l'homme, mais il n'est pas le seul pays d'ailleurs. Alors, j'ai contribué et continué à travailler sur l'élaboration en cours de l'étude sur les défenseurs des droits de l'homme en exil. Cette étude, si tout va bien, nous entendons le publier pour la session physique qui va arriver. Nous sommes en train de le finaliser. Il est encore sur le site, mais en dehors du fait que le fichier soit sur le site, nous travaillons déjà l'autre fichier à côté pour qu'il soit prêt et que lorsque nous aurons notre session, cette fois-ci en présentiel, à Banjul en fin d'année, octobre-novembre 2022, que cette étude puisse être lancée avec le concours de notre partenaire dans ce domaine, Defenders, avec qui nous avons eu un panel cet avant-midi sur le harcèlement judiciaire des DDH. Je suis en train pour l'instant, une autre activité que je mène, mais là j'ai travaillé tout seul, c'est la mise à jour de tous les instruments de plaidoyer en faveur des défenseurs des droits de l'homme. D'abord, je souhaite mettre à jour le compendium sur la protection, le compendium du droit de la protection des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Vous connaissez ce petit fascicule que j'avais publié au début de mon mandat. Il faut maintenant le mettre à jour avec les nouveaux textes qui n'y avaient pas été incorporés à l'époque et de nouvelles lois qui peuvent apporter quelque chose en plus. Je suis en train de finaliser ce travail pour être lancé à la prochaine session également. De même, j'avais été mandaté pour faire une déclaration de l'Union africaine sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Je suis en train d'y travailler, ainsi que j'y ai réfléchi, un modèle type de correspondance, un modèle type d'épître ou de lettre qui pourrait servir aux défenseurs des droits de l'homme chaque fois qu'ils doivent faire le plaidoyer auprès des institutions nationales ou de tous les autres partenaires sur la question de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, qui pour l'instant n'est disponible que dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Je pensais qu'il faut un modèle type de lettre qui pourrait itinérer auprès de tous les gouvernements à cet égard. Pour les activités de protection, au cours de la période en examen, nous avons reçu des plaintes, mais nous avons formulé 3 lettres d'appel d'urgence au Cameroun, en République démocratique du Congo et au Malawi, au cours de la période sous examen. Le mécanisme a reçu de la réponse de quelques États concernant ces appels d'urgence. Nous remercions ces États qui interagissent souvent avec les mécanismes, pas seulement le nôtre, mais aussi les autres mécanismes des autres collègues. Je voudrais vous terminer par la partie 3, analyse de la situation des défenseurs des droits de l'homme. Vous connaissez cet élément. Pour ceux qui ont coutume de suivre le forum des ING maintenant et le forum des ONG,
vous savez, la situation des droits de l'homme sur le continent. Et nous-mêmes, nous avons un point 3 sur la situation des droits de l'homme sur le continent. Ainsi, nous pouvons mentionner qu'au Madagascar, pour quelques pays, par exemple au Madagascar, des efforts du gouvernement, nous notons des efforts du gouvernement en vue de doter le pays d'une législation visant la protection des défenseurs des droits humains. Nous saluons cet élément et prochainement, je l'avais déjà dit, avec l'aide de notre partenaire, l'Organisation internationale de la francophonie, je pourrais me rendre prochainement, je ne sais pas si on dit au ou à Madagascar, mais peu importe, je pourrais me rendre dans ce pays pour pousser encore ces dossiers un peu plus loin. En Côte d'Ivoire, l'arrêté interministériel portant création d'un mécanisme de protection a été mis en place et vous avez suivi les félicitations que nous avions obtenues de la part de la Commission nationale des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire parce que nous avions travaillé pour que cela soit mis en place, même si par ailleurs les organisations de la société civile sont en train de regretter qu'ils ne font pas partie de ce mécanisme. Nous allons ensemble encore travailler avec eux pour voir comment nous allons parfaire ce mécanisme, parce que c'est le seul mécanisme modèle que nous avons au niveau de l'Afrique. Donc, nous tenons à ce que ce mécanisme qui a pris corps au niveau de la Côte d'Ivoire soit l'un des meilleurs possibles qui soit. Au Mali, il y a beaucoup d'atteintes sur la liberté de presse, d'expression, restriction de l'espace civique qui ont été soulevées. Vous connaissez ce qui s'est passé dernièrement avec RFI et France 24. Nous faisons un état de cette situation au paragraphe 29 de notre rapport. Au Niger, il y a encore quelques préoccupations aussi. Également, l'adoption d'un décret qui encadre l'activité des ONG, conditionnant notamment la conduite de projets à l'approbation de l'État et l'instauration des régimes d'autorisation préalable, ce qui est un recul parce que vous savez qu'en cette matière, nous ne voulons plus d'autorisation préalable, nous sommes déjà dans le régime d'information. Nous allons garder un œil sur le Niger et voir comment on pourrait initier un dialogue et continuer à échanger avec les autorités. En RDC, nous avions envoyé une lettre d'appel urgent sur quelques défenseurs des droits de l'homme, ceux de la Lucha. Nous attendons encore les réponses, sans doute elles seront formulées et viendront ici aussi en RDC. Le principe, ça restera toujours le dialogue avec les autorités nationales, parce que sans dialogue, nous ne pensons pas qu'aucun pays d'Afrique ne pourrait avancer dans le domaine des droits de l'homme. Et nous avons été institués comme mécanisme spécial, justement pour initier ces dialogues. Pour la question des libertés de réunion et de manifestation en Afrique, plusieurs préoccupations dans des pays comme le Burundi, le Soudan, la RDC, vous allez le voir dans le rapport, ainsi que les questions liées aux représailles. Ça demeure fortement présent, on l'a dit encore ce matin, les représailles, le harcèlement judiciaire, ça prend différentes formes, hein. C'est le harcèlement systématique, en ce compris le harcèlement judiciaire, et je voudrais ici réitérer sur le fait qu'un défenseur des droits de l'homme qui n'a jamais été harcelé, qui ne subit pas de représailles, sans doute parce qu'il est en train de bien faire son travail, mais il doit se demander toujours qui il est en train de satisfaire et pourquoi ces choses ne lui arrivent pas, ne fût-ce que de simples menaces. Parce que c'est le lot quotidien de tous les défenseurs. Mais ce que nous demandons au gouvernement, c'est plutôt de laisser les défenseurs des droits de l'homme faire leur travail, de ne pas les harceler, de ne pas, en tout cas, avoir des attitudes de représailles contre les défenseurs des droits de l'homme, qui sont les agents du développement. Vous le verrez dans notre rapport, le paragraphe 39, 40, 41. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que nous pouvons conclure de ce rapport? Nous voudrons simplement demander que les États, n'est-ce pas, puissent adopter des lois sous la protection des défenseurs des droits de l'homme. Vous avez vu encore le panel de ces jours, il a été destiné à démontrer cette question-là, que les lois, ça reste l'unique et la seule solution, parce que sans les lois, sans cet encadrement, il est impossible aux défenseurs des droits de l'homme de continuer à travailler librement et en toute indépendance. L'Union africaine devrait reconnaître le rôle essentiel des défenseurs des droits de l'homme sur le continent, parce que nous sommes tous les défenseurs des droits de l'homme. Le Kenya nous l'a rappelé hier et nous l'avons toujours dit par le passé. Nous sommes tous les défenseurs des droits de l'homme. Les institutions nationales des droits de l'homme, maintenant qu'elles ont une plateforme, le forum des ONG, il faut consolider ce forum en marge, en prélude de nos sessions, et nous promettons ici, nous prenons l'engagement, ce sont les agendas qui ont été difficiles d'être toujours avec eux. Maintenant que nous allons avoir une session en présentiel,
j'ai déjà informé les RINAD que nous allons avoir des réunions avec eux. En tout cas, le bureau va avoir des réunions avec eux pour permettre à ce que nous préparions très bien le retour des droits de l'homme sur le continent par cette session physique que nous aurons en fin d'année, octobre-novembre. C'est la même chose que je souhaite dire aux organisations de la société civile, de ne ménager aucun effort, de continuer à travailler comme par le passé. Les dernières grandes messes des droits de l'homme sont celles de 2017-2018. Après, nous avons tous chuté. Maintenant qu'on va reprendre avec nos travaux en présentiel, il faudrait également, avec le steering committee que dirige Anna Foster, nous puissions nous mettre ensemble avec RINAD pour que nous préparions très bien le retour des sessions en présentiel parce que nous en avons besoin. Le recul des droits de l'homme sur le continent africain, c'est quelque chose qui devient maintenant évident. Les droits ont craqué, les systèmes se sont affaiblis à cause du Covid. Maintenant que le Covid semble de plus en plus reculer, il faudrait qu'on reprenne avec ces bonnes habitudes et qu'on s'engage à avoir une session qui sera efficace parce que les défenseurs des droits de l'homme en ont besoin. Je voudrais demander également aux leaders religieux et traditionnels ainsi qu'aux médias de ne pas laisser de côté la question des droits de l'homme dans le travail qu'ils sont en train de faire, qu'ils continuent à soutenir les défenseurs des droits de l'homme et pas ricocher cette institution qui est la seule plateforme qui permet aux défenseurs des droits de l'homme de s'exprimer sur le continent. Et aux partenaires techniques et financiers qui se connaissent. Tout à l'heure, j'avais cité l'Union européenne, mais il y a d'autres partenaires qui nous soutiennent, qui sont dans la société civile, qui sont des bailleurs de fonds de la société civile, qui sont des organisations internationales ou intergouvernementales, de ne ménager aucun effort pour continuer à travailler avec nous, parce que sans le travail de la défense des droits de l'homme, les instruments que nous avons, ça devient des textes sans vie, ça devient des textes sans vivacité, sans vie, sans sève. Et tout le système des droits de l'homme, de la défense des droits de l'homme, s'en ressentira si les partenaires techniques et financiers n'arrivent pas à nous soutenir pour que nous allions de l'avant. Voilà, avec les contraintes du temps qui sont les nôtres, les petits efforts que j'ai faits pour résumer ce rapport de près d'une quinzaine de pages en 15 minutes. Ça ne relève pas de l'exploit, mais c'est la volonté simplement de faire les choses dans l'ordre et rapidement parce qu'il n'y a que 15 minutes. Je voudrais maintenant utiliser l'autre moitié de la trentaine de minutes que je me suis imparti pour pouvoir interagir avec les organisations de la société civile. Et à cet égard, je voudrais, en ce qui concerne le rapport de Special Rapporteur of Human Rights Defenders and Focal Point on Reprisals in Africa, appeler le Burkina Faso s'ils sont là, parce que je vois qu'ils étaient inscrits sur la liste. Étoile, do you have Burkina Faso online or not? We don't see Burkina Faso. We don't see anyone. Thank you very much. Je voudrais appeler Matt for Peace Development and Human Rights Association. Marianne Sala, si elle est là, parce que le temps est en train de filer. Matt for Peace. They are online. We've given them access. Thank you very much. Matt for Peace, rapidement, parce qu'il y a un autre rapport qui attend. Matt. I believe Est-ce que Matt for Peace est là? They are not available. They are not taking the mic. D'accord. If they are not available, I will call them again. Ben, il faut qu'on reste dans la limite de temps qui est la mienne. S'il y a encore du temps, je les rappellerai. Alors, je passe la parole maintenant à International Service for Human Rights. Adélaïde et Tonkame. Je vois que c'est Stéphanie. Oui, Monsieur le Président, c'est Stéphanie qui lira. Très bien. Pour 2 minutes, Stéphanie. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Depuis 2021, les 3 pays ayant adopté des lois nationales de protection des défenseurs ont mis sur pied des mécanismes de protection, le dernier en date étant la Côte d'Ivoire. Nous regrettons cependant que le mécanisme en Côte d'Ivoire, contrairement au Mali et au Burkina Faso, n'implique pas la société civile. Il demeure important de rappeler que pour être efficace, le mécanisme se doit de collaborer étroitement avec les défenseurs. Monsieur le rapporteur, suite à votre appel à contribution en 2019, International Service for Human Rights avait soumis un Vous êtes coupée, madame. Pardon.
je disais tantôt, je m'excuse, Monsieur le rapporteur, suite à votre appel à contribution en 2019, International Service for Human Rights avait soumis un rapport qui présentait un schéma inquiétant d'intimidation et de représailles dans plusieurs pays africains. Nous espérons vivement que le premier rapport du point focal sera présenté lors de la prochaine session de la Commission. Enfin, Monsieur le Président, plusieurs États continuent d'entreprendre la démarche de renforcer la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs au niveau national en adoptant une loi visant à promouvoir et protéger les droits des défenseurs. Nous appelons le rapporteur à continuer d'apporter son support et à accompagner la société civile dans ce sens, ainsi que les États pour l'adoption des lois et politiques en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Stéphanie Wamba, au nom de International Service for Human Rights. Child, do you have Amnesty International? I'm here, Honorable Chairperson. Yes, you have 2 minutes, Mr. Biegon. Thank you, Honorable Chairperson. We welcome this opportunity to address the African Commission. Chairperson, almost a year ago, Amnesty International revealed how Pegasus spyware, produced by cyber surveillance company NSO Group, has been systematically used to facilitate human rights violations around the world on a massive scale. Amnesty International Security Lab conducted forensic confirmations of the targeting and infections on the phones of scores of journalists, human rights defenders, and others around the world. In the African continent, the Pegasus project revealed that Togo, Rwanda, and Morocco were potential clients of NSO Group. Amnesty International and others have documented multiple instances of the unlawful targeted surveillance of journalists and civil society in all 3 countries. Aside from the NSO Group spyware, in 2021, we published on technology transfers from Israel of surveillance equipment to South Sudan, which was coupled with state-run physical surveillance and an atmosphere of fear and intimidation among a civil society in the country. In 2021, Amnesty International also uncovered a separate targeted digital attack against a human rights defender in Togo. These examples we mentioned are only a tip of the iceberg and are not exhaustive. Due to the secrecy of the industry and state practice, there are likely to be numerous other instances of state deploying these tools in the African continent. Honorable Chairperson, in this context, Amnesty International calls on the African Commission to urge state parties to the African Charter to publicly support and implement an immediate moratorium on the export, sale, transfer, and use of surveillance technology until robust human rights safeguards are in place. Thank you, Honorable Chairperson, for this opportunity. Oui, Jafet, merci beaucoup pour votre question. J'ai pris bonne note et je vais y répondre. Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Thank you, Honorable Chairperson. Yes, we have 2 minutes. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, State Delegates, Zimbabwe Lawyers for Human Rights presents this statement on the situation of human rights defenders in Zimbabwe, which has continued to deteriorate since the ordinary session held in November 2021. We have provided legal service to more than 68 human rights defenders who have either been arrested, detained, or subjected to other forms of targeting. As Zimbabwe prepares for general elections in 2023, ZLHR is deeply concerned with an alarming rise in cases of political violence and police brutality. On 10 March 2022, a political activist and a member of the CCC party, Godfrey Karembera, was brutally assaulted whilst in police custody, indicating a worrying return of the use of violence and torture by state security agents in the pre-election period. Since November 2021, ZLHR has represented human rights defenders subjected to arbitrary arrests and malicious prosecutions for making statements critical of the government, including under repressive provisions of the criminal law code, such as insulting the president, subverting constitutional government, and making false statements prejudicial to the state in violation of their rights to freedom of expression. On the 3rd of December 2021, Zimbabwe enacted the Data Protection Act, which established the Cyber Security and Monitoring Center housed in the House of the President, in the Office of the President. This body has
powers to issue interception of communications warrants, enabling executive to monitor and intercept communications of targeted persons. The bill also introduces fake news and incitement provisions that will result in self-censorship and infringe on the freedom of expression. Peaceful protests and assemblies are being criminalized. Nous avons pris bonne note. On a des contraintes de temps, hein, comme je vous ai dit 2 minutes, mais j'ai cru prendre l'essentiel de votre propos. Defenders, Jean-Trix Barassa. Actually, do you have defenders online, please? Present. Yes. Thank you, 2 minutes. Chairperson. 2 minutes, not more. Okay. Thank you, Chairperson. We welcome your reports on human rights defenders, and we wish to reiterate that there has been an increasing attacks and violations of HRD's rights across the continent. In just less than 4 months in 2022, we have recorded 80 instances of human rights violations against HRDs, including journalists and artists. These violations include violations against the freedom of the association, peaceful assembly, and online and offline expression. We wish to agree with the Special Rapporteur that the protection of HRDs in Africa can only be done through legislation, and we wish to urge this commission to call upon states to follow the actions of Côte d'Ivoire, Burkina Faso, and Mali in adopting laws that protect HRDs and ensure there is effective implementation of these laws. I thank you. Merci beaucoup, Jean-Trix Barassa. Je voudrais remercier les 4 ONG qui ont interagi avec nous. Il nous reste 5 minutes. Dans ma réponse, ce que je veux vous dire et que je promets. Nous aussi, nous sommes inscrits, malheureusement. Sur la liste, madame, vous n'êtes pas là, mais je peux vous donner alors 2 minutes. Mais allez tout droit au but, pas de félicitations. Tout de suite, madame. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voudrais simplement dire que dans votre intervention, on a bien noté tout ce que vous avez fait, mais ce que vous n'avez pas pu noter, c'est que vous menez quand même un plaidoyer depuis pour l'adoption des lois au niveau de l'Afrique centrale. Je note aussi que l'Afrique centrale n'est pas tellement prise en compte dans les interventions des uns des autres. Est-ce que, Monsieur le Président, c'est pour dire que nous, en Afrique centrale, nous n'avons pas besoin de toute cette protection de tout le monde qui parle, parce qu'on parle de Zimbabwe, de tout ce monde-là, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons, le rédac peut compter, comme d'habitude, sur vous pour que le plaidoyer que vous avez commencé au niveau de l'Afrique centrale pour l'adoption des lois, en RDC, au Cameroun, en RCA, que cette adoption-là soit effective qu'on a vu par ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Maximilienne Ngombe. Dans mon intervention, lorsque je parlais, j'ai bien dit, nous sommes en train de faire un plaidoyer que nous avons mené. Je pense avoir cité la République centrafricaine, je pense avoir cité la RDC aussi, parmi les pays dans lesquels nous avons déjà mené un plaidoyer. Ce travail mérite de continuer. Nous accordons la même attention à tous les défenseurs de droits de l'homme, à ceux compris ceux de l'Afrique centrale. Il n'y a pas de problème par rapport à cela, mais merci quand même pour votre interpellation par rapport à cette zone géographique au sein de laquelle vous exercez un leadership en matière du droit de la défense des défenseurs des droits de l'homme. Nous prenons à notre compte cette remarque. Je voudrais dire à tout le monde, à toutes les ONG qui sont intervenues, que vous avez soumis par écrit vos allégations. Nous allons les exploiter en dehors de la session. Nous resterons en contact avec vous et nous pourrons y apporter d'autres formes de réponses beaucoup plus pratiques ensemble avec vous. Je vais récupérer les déclarations des defenders, les déclarations de Maximilian Gomben qu'il venait de faire tout à l'heure, les déclarations d'Amnesty International, d'International Service for Human Rights et de Mat for Peace. Et ensemble, nous allons apporter d'autres formes de réponses qui ne sont pas des réponses verbales à la va-vite, mais des réponses qui sont concrètes et vivantes pendant cette intercession. Deuxième élément, je voudrais quand même répondre à SHR. Nous avons eu vent de ce que ce mécanisme a été mis en place et que la société civile
ne faisait pas partie de ce mécanisme. Nous allons dialoguer avec le gouvernement, encore une fois de plus, dialoguer avec la Commission nationale des droits de l'homme. Vous avez vu Madame Misata Sangaré, la présidente de l'INDH, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, elle était là. Nous pouvons continuer à dialoguer pour qu'ils voient comment intégrer la société civile dans ce mécanisme de mise en œuvre de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Comme j'ai eu à le dire, c'est le premier pays à se doter de cette loi. Il faudrait que, comme c'est un pays modèle, tout ce qui se fait là-bas soit être le modèle qui va être reproduit ailleurs. On ne peut pas avoir un modèle qui n'intègre pas la société civile. Comment nous allons vendre le modèle aux autres si la société civile n'est pas dedans? Votre interpellation est tout à fait valable. Vous avez bien fait de nous interpeller du rapport sur les représailles. Estelle est en train d'y travailler. Nous allons le finaliser pour que nous puissions le présenter parce qu'on est également un point focal sur le représailles. Nous allons le présenter en l'état où il se trouve, même s'il ne comporte pas tous les éléments et qui convient. Alors, pour le reste, pour l'instrument Pegasus, nous avons pris bonne note du fait que c'est le Big Brother, comme on dit, avec les yeux et les oreilles qui regardent et qui voient partout. Nous allons utiliser votre note, nous allons lire, nous allons approfondir, nous allons étudier pour voir comment cet outil ne mérite pas d'être utilisé chez nous en Afrique parce que c'est un outil de surveillance. Il faudrait le suspendre dans tous les cas. En tout cas en interdire ou en tout cas en limiter l'usage chez nous ici en Afrique. Pour le Zimbabwe, nous avons pris note de la situation des activistes. Les élections arrivent, c'est un sujet de préoccupation. Nous allons relire toutes ces notes de manière tout à fait responsable et nous prendrons des mesures en tant que mécanisme sur les défenseurs des droits de l'homme ensemble avec vous. Si c'est de l'aide d'appel urgent, nous allons le faire ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait 30 minutes que nous avions eu ce rapport. On a des contraintes de temps. Je vous remercie tous d'avoir interagi à cet exercice. Je voudrais maintenant appeler Madame la rapporteure. Madame la rapporteure sur les demandeurs d'asile, les personnes déplacées et les migrants à prendre la parole et nous lui accordons 30 minutes, tout compris. Madame la rapporteure spéciale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je m'en vais à mon tour présenter mon rapport d'activité d'intercession qui comprendra 6 points. Tout d'abord, en ma qualité de vice-présidente de la Commission, en ma qualité de commissaire membre de la Commission, membre également du groupe de travail sur la peine de mort, exécution extrajudiciaire et comité de prévention pour la torture. Un deuxième segment concernera ma qualité de rapporteur spécial sur les réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées et migrants en Afrique, également mes activités de protection. Ensuite, un chapitre également sur l'analyse de la situation des droits de l'homme en ce qui concerne les pays que je supervise, également une analyse de la situation des réfugiés, déplacés internes et migrants en Afrique, et enfin des recommandations. Alors, tout d'abord, les activités réalisées en qualité de vice-présidente de la Commission, très rapidement. Vous l'avez peut-être rappelé, vous allez le rappeler, c'est la participation aux réunions des organes délibérants de l'Union africaine en janvier et février 2022 à Addis Abeba, en Éthiopie. À ce titre, il est important de souligner également la rencontre avec les autorités éthiopiennes sur la question du Tigré. De même, au cours de ces réunions, nous avons eu la possibilité d'avoir une réunion avec ce que je pourrais appeler la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Alors, séance de travail également avec le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour l'Afrique de l'Est en date du 7 février. Donc, en marge des différentes réunions, nous avons eu une séance de travail avec le représentant régional du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est, en la personne de M. Marcel Akbovo. Cette rencontre a eu essentiellement pour but de faire le point sur l'évaluation de la feuille de route d'Addis Abeba et également de nous projeter sur de nouveaux projets en voie de réalisation.
En ma qualité toujours de vice-présidente, suite à l'institutionnalisation mensuelle des réunions du bureau avec la secrétaire exécutive, nous avons pris part aux 3 réunions du bureau de la commission afin de discuter des activités de la commission ainsi que d'autres questions requérant l'orientation du bureau en date du 7 janvier, 22 février et 20 avril. Participation à l'ouverture solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour africaine en date du 28 février 2022. J'ai eu l'honneur de représenter la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de cette cérémonie célébrée sous le thème « La Cour africaine et l'Afrique que nous voulons », et ce, à la demande du président. J'ai prononcé un discours dans lequel j'ai rappelé l'importance du travail des 2 organes ainsi que leur collaboration et complémentarité dans l'exercice du mandat de protection des droits de l'homme et des peuples au profit des populations africaines. Activités réalisées en qualité de commissaire, membre de la commission. Alors, tout d'abord, participation à la réunion du comité sur l'établissement des lignes directrices au rapport parallèle que doivent présenter les INDH et les organisations de la société civile en date du 20 décembre 2021, toujours en format virtuel. Donc, il s'agit de la 2e réunion du comité de rédaction avec la présence de la commissaire Maria Teresa Manuela et le groupe d'experts du Centre des droits de l'homme de l'Université de Pretoria. L'objectif était d'examiner le projet de ligne directrice sur les rapports parallèles devant être soumis respectivement par les INDH et les ONG. Atelier de formation sur le protocole de Maputo à Alger, Algérie en date du 8 janvier, était donc une activité organisée pour un consortium d'ONG algériennes et par le Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la famille. Cet atelier a permis notamment aux participants de prendre connaissance du contenu du protocole de Maputo et des modalités de son incorporation dans la législation algérienne. Alors, retraite sur la planification annuelle du travail basé sur les résultats 2022, ça a été déjà repris par les honorables commissaires. Participation également à la réunion sur l'éthique en date du 15 février. Enfin, également, première célébration de la Journée internationale des femmes juges, 10 mars 2022 à Alger. La Journée internationale des femmes juges a été instaurée par la résolution 75-274 de l'Assemblée générale des Nations unies et elle a fait du 10 mars une journée dédiée au corps féminin de la magistrature pour une meilleure représentation des femmes dans le système judiciaire dont elle avait été historiquement exclue dans le passé en vue d'un système judiciaire plus transparent, plus inclusif et plus représentatif des personnes dont il affecte la vie. C'est donc à l'occasion de la cérémonie de cette première journée internationale des femmes que j'ai été invitée en ma qualité de vice-présidente et de commissaire de la Commission africaine, au cours de laquelle j'ai été honorée par le ministre algérien de la Justice, en ma qualité, surtout de professeur à l'École supérieure de la magistrature depuis pratiquement 2 décennies, ayant contribué à la formation de plusieurs magistrats de l'école en ce qui concerne la formation sur les droits de l'homme. Alors, j'ai participé également en ma qualité de vice-présidente et de commissaire au colloque international sur le consentement des États aux juridictions internationales en date du 21 et 22 mars à la Sorbonne au Sénégal. C'est à l'invitation de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et en partenariat avec le bureau régional sur l'état de droit de la Fondation Konrad Adenauer que j'ai été conviée avec le président de la commission à prendre part à ce colloque au cours duquel nous avons fait une présentation sur les suites réservées aux recommandations de la Commission africaine. Cette rencontre fut l'occasion d'entamer une réflexion sur l'état de l'expression du consentement des États africains aux juridictions internationales et régionales. Alors, nous avons également participé à une réunion sur la commission d'enquête du Tigré en date du 22 janvier 2022. Au cours de cette session de la commission d'enquête, nous avons surtout pris part aux auditions de témoins et de victimes ayant demandé à être entendus par la dite commission. Participation également à la 70e session ordinaire, 23 février et 9 mars. Participation également à la 35e session extraordinaire, 4 avril 2022. Activités réalisées en qualité de commissaire et membre du groupe de travail de la commission. Alors, pour ce qui est des activités en ma qualité de membre du groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires sommaires arbitraires et les disparitions forcées en Afrique, Monsieur le commissaire Sow, président du groupe de travail, a eu déjà à
indiqué la réunion virtuelle du groupe de travail, la réunion avec les partenaires du groupe de travail et également le deuxième atelier de validation des lignes directrices. Donc, je ne reviendrai pas sur ces activités. En qualité de membre du comité de prévention pour la torture, le commissaire Saïm a également évoqué la réunion du comité de rédaction des procédures standardisées opérationnelles en date du 17 et 18 décembre et également la première réunion annuelle du CPTA. Par contre, je voudrais évoquer ici ma participation et l'indisponibilité du commissaire Hatem, donc participation au lancement du rapport de redresse et l'initiative de la Convention contre la torture en date du 1er avril 2022, toujours en format virtuel. L'événement avait pour intitulé « Vers la prévention et l'éradication de la torture en Afrique ». Et cet événement nous a permis effectivement d'assister au lancement d'un rapport sur les standards contre la torture en Afrique en mettant en évidence les bonnes pratiques existantes et les dispositions législatives et réglementaires pour lutter contre la torture en prenant pour exemple 8 États d'Afrique de tradition juridique de common law. À l'invitation des deux partenaires, notre participation a consisté à intervenir afin de présenter des remarques en conclusion de l'événement et d'accompagner celle-ci de quelques recommandations susceptibles de faire avancer la protection contre la torture et les autres mauvais traitements. Activités de protection. Alors, pour ces activités de protection et dans la mise en œuvre de mon mandat, en ma qualité de commissaire en charge de la situation des droits de l'homme en République islamique de Mauritanie, j'ai envoyé une note verbale sollicitant l'autorisation de mener une mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission qui ont été faites à cet État dans le cadre de son rapport périodique et aussi celle de la mission de promotion en date du mois de décembre 2016. En ma qualité de rapporteur spécial, j'ai publié les communiqués de presse suivants. Communiqué de presse sur les meurtres des personnes déplacées internes dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, un communiqué de presse également sur la situation des demandeurs d'asile et des migrants en Tunisie. J'ai également envoyé des lettres de félicitations aux États suivants. Tout d'abord au Kenya pour la promulgation de la nouvelle loi sur les réfugiés et l'asile, au Sénégal pour l'adoption de la loi portant statut des réfugiés et des apatrides, et enfin à la République fédérale d'Éthiopie pour avoir entrepris le rapatriement de ses ressortissants en situation précaire en Arabie saoudite. Activité menée en tant que rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, personnes déplacées internes et migrants en Afrique. Tout d'abord, première réunion du consortium d'experts pour l'étude des réponses africaines à la question des migrants et de la protection des migrants en Afrique et le développement des principes directeurs africains sur les droits de l'homme de tous les migrants, en date du 27 novembre. Cette réunion a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'étude sur les réponses africaines à la question des migrants et à la protection de ces derniers en Afrique, et de même que l'élaboration des principes directeurs africains sur les droits de l'homme de tous les migrants en Afrique. Au cours de cette réunion, il a été discuté des objectifs escomptés, du développement d'un plan de recherche et de rédaction de l'étude, ainsi que des principes directeurs, afin de pouvoir finaliser le projet dans les temps impartis et aussi poursuivre le plaidoyer pour l'inclusion des principes directeurs dans les législations africaines. Cette activité est financée par l'Union européenne dans le cadre du projet de soutien Union européenne AGA pour les années 2021-2023. Seconde réunion de ce même consortium en date du 14 février, la deuxième réunion du consortium a porté sur la méthodologie à utiliser en vue de faire avancer la mise en œuvre du projet et à la lumière de plusieurs interventions des experts membres du consortium lors de la présente réunion, une note conceptuelle révisée avait été proposée. Il avait été également discuté du plan de rédaction et des experts en charge de mener à bien cette étape ont été identifiés. Il leur a été demandé de proposer un plan pour l'étude qui serait discuté lors des réunions ultérieures. Concernant les principes directeurs, il a été proposé de s'inspirer de ceux développés dans la région de l'Amérique latine par la Commission interaméricaine, mais en tenant compte du contexte et des spécificités africaines. Ces deux réunions principales ont été suivies de diverses réunions en comité restreint avec les personnes chargées de la rédaction de l'étude. Rencontre avec le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés pour la région MENA, c'est-à-dire Méditerranée et également Moyen-Orient, 27 février 2022 à Alger. Donc, à l'invitation du représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés,
délégation d'Alger, nous avons rencontré le représentant du HCR pour la région MENA qui était en visite en Algérie. Au cours de cette entrevue, nous avons discuté de la question des réfugiés et demandeurs d'asile et également des déplacés internes concernant l'Afrique et la région MENA et également de quelques questions d'intérêt commun. Webinaire sur les disparitions des migrants organisé par le Comité international de la Croix-Rouge à partir de Genève, mais tenu en format virtuel en date du 9 mars 2022. Nous avons pris part à ce webinaire organisé par le CICR de Genève portant sur la thématique « Prévenir et résoudre les cas des migrants disparus, répondre aux besoins de leurs familles à travers le Pacte mondial sur la migration ». Ce dialogue en ligne sur les migrants disparus a vu la participation d'intervenants qui ont tenté d'apporter des réponses à un certain nombre d'interrogations sur le phénomène des migrants disparus lors de leur parcours migratoire sur des espaces terrestres ou maritimes, tout en rappelant l'objectif numéro 8 du Pacte mondial sur la migration qui consacre l'exigence de sauver des vies et de mettre en place une action internationale pour retrouver les migrants disparus. Nous avons fait un état des lieux de la situation en Afrique et mis en évidence l'adoption par la Commission africaine de la résolution 486/21 sur les migrants et réfugiés en Afrique et leurs migrants et réfugiés disparus en Afrique et les conséquences sur leurs familles. Ce dialogue doit permettre de renforcer les discussions qui auront lieu lors du Forum d'examen des migrations internationales qui se tiendra en mai 2022 à New York et de s'assurer que la prochaine résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui sera adoptée accordera une priorité à la question des migrants disparus. Première réunion du groupe d'experts sur la protection des personnes déplacées internes, 14 mars 2022, virtuellement. Cette réunion s'est tenue à l'initiative de la rapporteure spéciale des Nations unies sur les déplacés internes, Madame Cecilia Jiménez, et elle a connu la participation d'anciens rapporteurs spéciaux et d'experts. Nous avons rejoint le groupe consultatif du groupe d'experts sur la protection des personnes déplacées qui a été établi conjointement au niveau global par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le cluster de protection globale. L'objectif de ce groupe est de fournir aux équipes pays et équipes humanitaires pays des informations de haut niveau sur la protection des personnes déplacées et des conseils sur les réponses internationales et parvenir à soutenir les politiques nationales de gestion du déplacement interne. Cette réunion, qui se veut pérenne, afin de créer un cadre de réflexion sur la thématique des déplacements internes forcés des populations qui prennent de plus en plus le pas sur des déplacements traditionnels, c'est-à-dire d'un pays à un autre, et qui font peser sur les États concernés une lourde charge, notamment avec la question du changement climatique qui cause de plus en plus de déplacements des populations à l'interne. Table ronde sur la migration et les droits de l'homme en Afrique en date du 31 mars, en format virtuel également. Organisé en collaboration avec l'Institut danois pour les droits de l'homme, avec mon mandat et celui de la rapporteure spéciale sur les prisons, les conditions de détention et l'action policière en Afrique, avec la commissaire Maria Teresa Manuela. Cette table ronde fait suite à celle organisée en novembre 2021 dans le cadre de la préparation d'une étude sur la migration et les droits de l'homme en Afrique. Cette étude est la suite de l'étude pilote conduite sur le Niger en vertu de la résolution 404 sur la nécessité d'entreprendre une étude sur les violations des droits de l'homme à l'encontre des migrants et qui portait sur les violations des droits de l'homme des migrants en Afrique de l'Ouest qui passent par le Niger pour se rendre en Afrique du Nord, voire en Europe. Adoptée et officiellement lancée par la Commission lors de la 65e session ordinaire tenue en 2019. C'est dans cette optique que les tables rondes ont été organisées respectivement pour les sous-régions ouest et nord de l'Afrique et une autre pour les régions d'Afrique centrale, occidentale et septentrionale. Elles avaient pour but essentiel de dégager des thématiques pertinentes pour une meilleure orientation de l'étude globale. Cependant, un constat négatif s'impose et se dégage. Il concerne la faible participation des États aux deux tables rondes. État de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique. La Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées a connu deux nouvelles ratifications. Il s'agit tout d'abord de la République démocratique du Congo et de la République fédérale d'Éthiopie. Nous présentons nos félicitations à ces deux pays pour avoir déposé leur instrument de ratification auprès de l'Union africaine. En ce qui concerne la cartographie des États, partie à la Convention de Kampala, à ce jour, il n'y a
que 33 pays qui ont ratifié la Convention de Kampala. Nous avons 11 pays qui ont seulement pris le soin de signer la Convention de Kampala et 11 pays qui ne l'ont toujours ni signée ni ratifiée. Nous tenons à souligner qu'à ce jour, seule la République du Cameroun a présenté son rapport initial au titre de l'article 14.4 de la Convention de Kampala. Analyse de la situation des droits de l'homme par rapport aux pays que je supervise, c'est-à-dire la Libye, la République islamique de Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Tunisie. La situation en Libye demeure toujours volatile avec la polarisation politique. Néanmoins, quelques points positifs peuvent être relevés, à savoir des développements positifs dans le dialogue entre Libyens, la diminution également du nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la Libye entre la fin de l'année 2021 et le mois de mars 2022. La situation des droits de l'homme demeure quand même préoccupante. Tout d'abord, par l'existence d'incidents de violence liés aux élections et d'attaques fondées sur l'affiliation politique. Un grand nombre encore de migrants et de réfugiés tentent de traverser la mer Méditerranée et sont renvoyés en Libye et continuent de ce fait d'être détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes avec une aide humanitaire restreinte. La disparition également de nombreuses personnes, tandis que d'autres sont placées dans des situations d'extrême vulnérabilité, dans des endroits reculés du désert du Sahara, sans nourriture, sans eau, sans sécurité et soins médicaux suffisants. L'augmentation également des discours de haine, de la diffamation et des menaces, ainsi que de l'incitation à la violence et des actes de violence contre des militants, des journalistes, des acteurs politiques, y compris des femmes. Le secrétaire général des Nations Unies a soumis le 17 janvier 2022 son rapport en application des résolutions du Conseil de sécurité qui porte sur les faits nouveaux qui se sont produits en Libye dans les domaines politiques et économiques et sur le plan de la sécurité. On y trouve également un aperçu de la situation humanitaire et des droits humains dans le pays, ainsi que les activités menées par la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANU. Le Conseil des droits de l'homme également des Nations Unies a tenu le 30 mars 2022 son dialogue avec la mission indépendante d'établissement des faits sur la Libye, lors duquel le président de cette mission a présenté un rapport et a notamment indiqué que la mission a réussi à effectuer sa toute première visite à Benghazi et espère pouvoir se rendre bientôt dans le sud de la Libye. Quant au rapport de la mission d'enquête, il indique que des preuves crédibles et fiables portent sur de nombreuses violations et abus des droits de l'homme, notamment des violations du droit international humanitaire, des crimes internationaux commis en Libye depuis 2016. La mission a continué à concentrer ses enquêtes sur les violations les plus graves du droit international humanitaire. Nous encourageons à ce titre le dialogue libyen pour la paix et la stabilité et nous recommandons aux autorités libyennes de s'assurer que les droits garantis dans la charte africaine soient respectés pour toutes les personnes présentes sur son territoire sans exception. Nous rappelons également que la Commission africaine est toujours dans l'attente de la facilitation d'une visite dans l'État de Libye. Nous demandons également à l'Union africaine de redoubler son assistance à la Libye pour le retour à la paix et à la stabilité durable. En ce qui concerne la Mauritanie, quelques points positifs à savoir. Tout d'abord, la justice mauritanienne a en effet accepté, pour des raisons de santé, de relâcher sous contrôle judiciaire l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, tombé en disgrâce et incarcéré depuis plusieurs mois dans un dossier de corruption présumé. C'est ce qui a été annoncé par le ministère de la Justice. L'organisation également, en mars 2022, d'un forum sur l'esclavage sous le thème « Faire de la lutte contre l'esclavage un combat commun et consensuel dans le cadre du G5 Sahel ». Cet atelier a été organisé à l'initiative des ONG des pays membres du G5 Sahel, qui comprend donc 5 États, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Nous comptons également parmi les points positifs la légalisation de l'initiative pour la résurgence de la lutte anti-esclavagiste, l'IRA, la principale ONG anti-esclavagiste mauritanienne, début janvier, par les autorités mauritaniennes, après des années de bannissement par des régimes successifs. Malgré un arsenal juridique abouti sur la thématique de l'esclavage, son application effective par la justice peine encore. Nous réitérons notre demande d'autorisation en vue d'effectuer une visite pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations du dernier rapport périodique présenté par la Mauritanie en 2017, ainsi que celle de la mission de promotion en 2016. Et nous encourageons les autorités mauritaniennes à poursuivre les efforts entrepris en vue d'assurer une synergie entre les textes et la réalité et mettre un terme à l'esclavage et ses séquelles en Mauritanie. Pour le Niger, les points positifs sont les suivants. Tout d'abord, l'instauration d'un dialogue
entre les autorités publiques et la société civile pour trouver des voies et moyens de consolider la cohésion sociale face au terrorisme, la mise en place d'une politique d'inclusion des réfugiés par l'aide vitale apportée à des milliers de personnes évacuées de Libye par le biais du mécanisme de transit d'urgence et par l'accueil des migrants bloqués en attente de retourner chez eux. Les points négatifs demeurent liés à la situation sécuritaire qui demeure préoccupante du fait des attaques terroristes incessantes qui causent des grands déplacements de population, l'absence de protection effective des camps de déplacés, tout cela en ayant un impact considérable sur la situation humanitaire. Il y a également diverses allégations qui portent sur des disparitions forcées qui auraient été commises par des agents des forces de défense et de sécurité dans le contexte du conflit, la détention de certaines personnes en garde à vue ou en détention provisoire dans des lieux secrets. Nous recommandons au Niger de s'assurer que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient pleinement conformes aux principes et directives sur les droits de l'homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et il s'agit ici effectivement de l'étude qui a été entreprise par la Commission africaine et de garantir le droit de toutes les victimes de disparitions forcées à la justice, à la vérité et à la réparation. Nous demandons également à l'Union africaine d'assister le Niger en ce qui concerne la situation humanitaire particulièrement gravissime avec la menace de la famine et lui apporter un appui dans la gestion des flux de migrants dont le Niger constitue un des axes de migration principal. En ce qui concerne le Sénégal, la situation des droits de l'homme au Sénégal a été assez stable durant cette intercession avec un grand point positif qui est l'adoption du projet de loi sur les réfugiés et les apatrides pour lequel nous leur avons adressé une lettre de félicitations qui apporte des améliorations à la situation des apatrides. Cependant, quelques points négatifs subsistent, à savoir tout d'abord la nécessité de réviser le code de la famille qui contient toujours des textes violents concernant les droits des femmes et des filles, malgré la ratification du protocole de Maputo. Par ailleurs, malgré l'existence d'une loi adoptée en 2005 pour lutter contre la mendicité forcée et la traite des enfants et d'un projet de loi de 2018 visant à moderniser l'enseignement coranique, des centaines de milliers d'élèves et d'enfants d'écoles coraniques ont continué d'être contraints à mendier pour assurer leur subsistance. À ce titre, nous encourageons le Sénégal à poursuivre les efforts dans la protection des réfugiés et des apatrides et de prendre des mesures nécessaires pour une mise en œuvre rapide de la nouvelle loi, notamment en accélérant le processus de délivrance des documents d'identité au profit des apatrides. En ce qui concerne la Tunisie fait face à une instabilité institutionnelle qui a un impact certain sur la jouissance des droits de l'homme. Ainsi, quelques points négatifs peuvent être relevés. Tout d'abord, une détérioration graduelle de la situation des droits humains avec l'arrestation de 2 opposants, notamment le député Noureddin Peri, des nouvelles restrictions à l'égard des organisations de la société civile, notamment 13 organisations tunisiennes et internationales de défense des droits humains, la dissolution du Parlement tunisien par le président en date du 30 mars 2022, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, mais son remplacement par un autre CSM provisoire créé par un décret-loi, et enfin, la situation des demandeurs d'asile et des migrants de plus en plus précaires. Nous demandons donc aux autorités tunisiennes de s'assurer que les droits garantis par la Charte soient protégés et respectés pour tous les Tunisiens et toutes les personnes vivant et travaillant sur le territoire tunisien. Analyse de la situation des demandeurs d'asile, des personnes déplacées, des migrants durant la période d'intercession. Très rapidement, je voudrais rappeler que la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées internes et des migrants requiert encore beaucoup d'attention. Il y a eu certaines avancées qui sont à relever. Il s'agit notamment de l'adoption d'une loi sur les réfugiés et les apatrides par le Sénégal, le rapatriement des ressortissants éthiopiens par la République fédérale d'Éthiopie qui vivaient dans des situations qui nuisaient justement à leur dignité humaine. Également, d'autres mesures ont été adoptées pour certains États, mais qui laissent craindre une dégradation progressive des droits des demandeurs d'asile, à savoir tout d'abord l'accord conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda qui prévoit que les migrants ou demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni soient envoyés vers le Rwanda. Cet accord a fait des émules. Ainsi, au Danemark, le Parlement a adopté en juin 2021 un projet de loi permettant d'envoyer des migrants et demandant l'asile dans un pays hors Europe faisant office de sous-traitant. Le texte ne s'est pas encore traduit par un accord, mais d'une certaine manière, nous sommes très perplexes par rapport à cette opération de sous-traitance migratoire.
Les conséquences de la pandémie du Covid-19 se sont encore fait sentir auprès des réfugiés, demandeurs d'asile, migrants et apatrides qui doivent payer le prix fort des restrictions budgétaires dues à la lutte contre la pandémie. À ceci s'ajoutent les conséquences néfastes de la hausse des prix qui a un impact plus que désastreux sur les populations vulnérables. Et il y a encore de plus en plus de stigmatisation des personnes déplacées qui sont souvent considérées ou traitées uniquement comme des bénéficiaires d'une assistance. Madame la vice-présidente, oui. Il vous reste 2 minutes. Oui, alors pour les réfugiés, il y a également le fait qu'il y ait encore, durant cette intercession, une forte augmentation du coût des denrées alimentaires et du carburant, ainsi que l'accroissement des déplacements causés dus au conflit et à la crise climatique, notamment les inondations et les sécheresses qui deviennent de plus en plus fréquentes et a un impact sévère sur de nombreux pays. C'est le cas de l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan. Alors, sur recommandation du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, la clause de cessation du statut de réfugié des ressortissants ivoiriens prendra effet à partir du 30 juin 2022. Le HCR a recommandé aux États qui accueillent des réfugiés ivoiriens de lever leur statut de réfugié et de faciliter leur rapatriement volontaire, leur réintégration et l'acquisition de la résidence permanente ou la naturalisation. En ce qui concerne également les déplacés ou les réfugiés, je salue avec beaucoup de fierté la conférence qui vient de se tenir au Cameroun, conférence ministérielle régionale sur les solutions dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine, qui a permis également d'aboutir à une déclaration et également à la mise en œuvre d'un mécanisme régional pour les déplacés dans la région. En ce qui concerne également le nombre de réfugiés dans les pays du Sahel, il y a une forte augmentation, notamment en ce qui concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je salue également le retour de plus de 4000 réfugiés du Niger vers justement l'État du Nigeria en ce qui concerne l'État du Borno. En ce qui concerne les déplacés internes, alors à ce niveau également, le nombre ne cesse d'augmenter, que ce soit au Niger, au Burkina Faso, au Mali ou encore au Congo. En ce qui concerne les migrants, la préoccupation principale concerne notamment le cas des migrants en Afrique du Sud qui ont été victimes notamment d'exactions, avec notamment les mouvements du Dula, 2 mouvements qui effectivement ont démontré leur façon notamment d'accorder un crédit à ce que j'appellerais aux étrangers qui vivent en Afrique du Sud et qui demandent notamment à ce que, à tort ou à travers, que les étrangers sont la cause de nombreuses difficultés dans le pays. La situation également incertaine des migrants et des demandeurs d'asile en Tunisie. Et enfin, l'augmentation du trafic humain et des disparitions forcées liées à la migration. Dernier point, en ce qui concerne la migration, l'apatridie, nous recommandons encore une fois aux différents États qui accueillent des apatrides de faire en sorte qu'ils puissent procéder à l'éradication de l'apatridie. Très rapidement, Monsieur le Président, je termine. Et également de s'engager, d'appliquer les engagements qu'ils ont pris lors du segment de haut niveau à Genève en 2019. Pour terminer, il y a effectivement des recommandations qui sont adressées à l'endroit des États parties, à l'endroit également de tous les États membres de l'Union africaine, à l'endroit du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, de la société civile et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Tous ces éléments sont intégrés dans mon rapport. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Malheureusement, avec les contraintes du temps que nous avons, je vais devoir m'excuser auprès du Burkina Faso, de Mat for Peace et d'International Lawyers Org qui voulaient interagir avec vous, mais dans la limite de 30 minutes, vous avez pris toutes les 30 minutes, si bien que je suis dans l'impossibilité de leur accorder la parole. Ce qui va être fait, c'est que je passerai la parole maintenant au commissaire Solomon Ayere-Derso. Si ces ONG sont encore là à la fin, je leur accorderai la parole avec le Burkina Faso parce qu'on est dans l'impossibilité de trouver des autres minutes ailleurs. Désolé. Monsieur le commissaire Solomon Ayere-Derso, vous pouvez faire le rapport sur les groupes de travail sur les populations indigènes et les minorités en Afrique. Vous avez la parole, nous avons 30 minutes pour ça. Et après, je terminerai par le rapport du président de la commission pour qu'on passe maintenant à l'autre point à l'ordre du jour. Vous avez la parole, commissaire. 30 minutes, merci. Thank you very much, Chair, once again. Yes, I will try to summarize. This is
the intercession activity report of the Working Group on Indigenous Populations, Communities, and Minorities in Africa. It is my inaugural activity report. I am still in the process of settling down and fully understand how this working group operates, and in the process also get with speed on with the work that we need to accomplish, as discussed earlier during the panel discussion. This would cover the activities are undertaken in respect of the this working group. And during the 69th ordinary session of the Commission, on account of the resignation of the former chairperson, I was entrusted with the responsibility to chair this working group, which I have accepted with a great sense of appreciation, to work with Commissioner Marie-Louise Abomo, the vice chairperson of this working group, to whom I would like to apologize for not looking at the agenda fully earlier on when we had the panel discussion. At the end, she was supposed to make concluding remarks. Following the assumption of responsibilities at the beginning of the year within the framework of the Commission's working arrangement, we convened a meeting on the 7th of April 2022 for purpose of planning the activities of the working group on indigenous populations, communities, and minorities in Africa, to formally meet with the expert members, and also to plan the activities of the working group for 2022, as well as those relating to the preparations that need to be made for 2023 in the context of the Commission submission of budget proposals to the African Union for 2023. Accordingly, the working group developed and adopted its work plans for 2022 and 2023, which regrettably limited our activities per year on account of, among other things, the austerity measures that have been imposed as far as contributions to the budget of the African Commission on Human and People's Rights is concerned in the context of the COVID-19 pandemic and the financial constraints experienced on the continent. We started work within the framework of this plan, and the first thing that we did was also following up on the expanded mandate of the working group within the framework of resolution 455/2020. And in that respect, as a follow-up to that, we had an engagement with Minority Rights Group, whose main mandate is to advocate for the rights of minorities. And as an NGO with observer status, we discussed on ways and means of also working together, particularly for this expanded mandate of the Commission. Similarly, and in pursuance of Resolution 403, the new Bureau of the Working Group received on 2 February 2022 a brief from the technical partners leading the drafting of the study on the need for, on the situation of Africa's sacred natural sites and territories. I wish to take the opportunity to inform this gathering that we now have a first draft of this study, which would be presented for stakeholders consultations in the near future after the working group considers it further. A joint letter of urgent appeal to the government of the United Republic of Tanzania. On February 2022, together with the Commissioner responsible for the promotion and protection of human rights in the United Republic of Tanzania, Honorable Commissioner Kirisha Tapsisono, I transmitted a joint letter of urgent appeal to the President of Tanzania regarding the impending evictions of the Maasai indigenous people from a 1,500 square area in their ancestral land, located in the Loliondo division of
Ngorongoro District, Arusha region, and east of the Serengeti National Park. And this is a major development which attracted a great deal of attention, understandably, in the media and among civil society organizations, as such a displacement would lead to violations of serious human rights, as we have seen in other instances. So the later indicated that such evictions would be a violation of, among others, Article 5, 12, 14, 16, 18, and 21 of the African Charter, as the Commission established in its jurisprudence, and also within the framework of resolution on the right to adequate housing and protection from forced evictions, as well as principles and guidelines on the implementation of economic, social, and cultural rights in the African Charter. And we have urged in this respect the Republic of Tanzania to halt any plans intended to evict the affected Maasai community in the Loliondo division of Ngorongoro District, Arusha region, ensure that the land tenure security of 8 villages in this protected area are secured, their status as legally registered villages, and if also affirmed, and ensure that there will be no further attempts of forced evictions. During the intercession period as well, participated in the panel discussion on the impact of fortress conservation during the NGO forum ahead of the 71st session of the Commission. This was in the context of the invitation extended to me for engaging a particular panel, which involved the launching of a study by Minority Rights Group on the impact of fortress conservation, particularly in the DRC, on the Batwa, which highlighted really a very concerning level of incidents of human rights violations in the DRC. It is titled "To Purge the Forest by Force," which documented the various violations that the Batwa in the Eastern DRC have been subjected to in the context of the implementation of fortress conservation. And the panel discussion highlighted how this practice is not limited to Eastern DRC, that other practice, its implementation in other parts of the continent, also subjects particularly forest-dwelling indigenous communities to a very serious threat of not only their displacement, but also the extinction of their livelihoods as well as way of life. A brief overview of the situation of indigenous communities and minorities in Africa. In South Africa, in January 2022, the court entertained a case by the indigenous Khoi and San group against the construction of a new African Amazon head office in an area considered sacred site in the outskirts of Cape Town. The allocated area, which currently hosts a restaurant and a golf course, is intended to be developed into a 70,000 square complex for Amazon and other businesses. The construction plan was approved in 2021, and the property owners claim to have duly consulted the indigenous community before commencing development of the site. Although there remains strong protest to the execution of the project, other groups have nevertheless offered their approval after being promised a museum and media center to be operated by indigenous people. The entertainment of such a case by the courts thus represents a laudable step in enhancing and recognizing indigenous rights. However, should these communities lose the lawsuit, this will reflect a devastating blow to the enforcement of indigenous rights vis-à-vis business and economic development. At least in the course of the lawsuit, the plan wouldn't continue, understandably. On another note, the working group also welcomes the commendable move by the South African High Court in Makhanda on 7th February 2022, when it dismissed an application by the oil giant Shell to appeal the court's earlier decision, issued on 28 December 2021, to suspend seismic surveys intended to be conducted by the Company of the Wild Coast of Eastern Cape.
The 28th December decision had marked an outstanding victory after the first court application by human rights organizations to interdict seismic blasting had failed earlier on 23 December 2021 for lack of sufficient proof that the survey will cause irreparable harm to the surrounding communities and the environment. The wild coast of Eastern Cape is home to the indigenous Oza groups of Pompoland, Tembuland, Ganklaland, and Rahabeland, whose ways of life have for generations been tied to the surrounding environment. They have often decried the fact that their free, prior, informed consent has been systematically excluded from the development and environmental impact decisions regarding resource extraction, including the current seismic survey which Shell intended to conduct in the area. The working group finds that this remains a laudable step by the courts to endorse and promote indigenous rights. It therefore hopes that the final judgment on the substantive application by indigenous communities and human rights organizations to completely set aside Shell's exploration right, which is scheduled to be delivered on 30 May 2022. Democratic Republic of Congo, the working group notes the slow response to the calls to effectively investigate and put to account acts of rape, murder, destruction of property committed by park authorities of the Kahuvi Binka National Park against the Batwa indigenous communities in eastern DRC. The Batwa remain a highly marginalized group in the country, and despite several complaints and reports from community members and civil society organizations, and indeed the recognition by the DRC of the Batwa as such, there has been a blatant neglect by the Congolese authorities, as well as the German and US governments, in bringing the perpetrators to justice. The dispossession of the Batwa's land began in the 1970s with the creation of the park, and after failures by the authority to provide effective compensations, the indigenous resorted to resume communal resettlement between sometime in 2018 as a means of survival. This was met with a steep resistance and violence by the park authorities, supported by the DRC army, and this has protracted until this day. The working group would therefore like to emphasize the need for the Congolese government, in collaboration with its partners, to effectively investigate the gruesome acts of violence, especially perpetuated from 2019 to 2021, and to ensure that the rights of the Batwa people are duly restituted. In Kenya, in line with its practice of engaging with partners and employing different aspects of its working methods in following up on the implementation of decisions, including on communications pertaining to the rights of indigenous communities and minorities during the intersession period, I received information on the report on the state of implementation of decisions of the Commission, which was compiled by partner institutions, the Center for Human Rights Development, Indoro's Welfare Council, Minority Rights Group International, and Witness. In 2010, as we all recall, the African Commission had issued a judgment finding that by forcefully evicting hundreds of Indoro's families from their ancestral lands around the Lake Bogoria area in the Rift Valley to create a game reserve for tourism without consultations or adequate and effective compensation, the Kenyan government had violated the African Charter on Human and People's Rights, especially the rights of the affected people to religious practice, to property, to culture, to the free disposition of natural resources, and to development. The case represents the first legal recognition of an African indigenous people's rights over traditionally owned land, and is also the first case globally which found a violation of the right to development. The report received on the status of implementation revealed that while certain aspects of the Commission's decision have been realized, with only one recommendation fully implemented and two others partially implemented, the Kenyan government has mostly not complied with the recommendations yet, bearing in mind that there were a total of 7 recommendations. The report also demonstrates that the non-implementation of the recommendations of the Ndoro's decision has negatively impacted the community's livelihoods, consigning many of its members to severe poverty, illiteracy, poor health, and a life of destitution. The working group takes the opportunity to once again call on the Kenyan government, as we did in the context of the review, the receipt and review of
the periodic report of Kenya to take all appropriate measures to fully and effectively implement the recommendations of the Commission as set out in its decision on this matter, in line with its subsequent Resolution 257/2013, calling on the Republic of Kenya to implement the Indor's decision. In view of the above, the working group makes the following recommendations to the government of South Africa to recognize the efforts made. The Commission recognizes the efforts made by the government and urges it to continue to enforce the rights of indigenous persons and ensure that ongoing judicial precedents set a foundational standard for the respect of these rights, especially as far as the operation of business and economic business is concerned, with respect to respecting the right to land and territory of indigenous communities. To the government of the DRC, we call on the government to promptly and judiciously investigate all the human rights violations allegedly orchestrated by the PNKB against the Batwa indigenous over the years and ensure adequate compensation, take positive steps to guarantee non-repetition of these and similar acts, and enable the Batwa to enjoy access to and use of the resources in this area. Calls on the government to guarantee the rights of the Batwa people to their land, the environment, natural resources within, and ensuring that all continuing and future conservation projects are conducted following consultations, but also free, informed, and rigorous consultation with the indigenous communities, taking into account in particular the standards laid down in the African Commission's guidelines and principles on state reporting on extractive industries, human rights, and the environment under Article 21 and 24 of the African Charter. And calls on the government of the DRC to ensure diligent and effective environmental and social impact assessments prior to proceeding with or commencing any conservation project within the area, and otherwise bearing in mind its obligations under Article 24 of the African Charter on Human and People's Rights, including as detailed in the above referenced guidelines. And indeed, we actually request that effective monitoring and rules are put in place in order to ensure that various responsible actors of government comply with the need for respecting the rights of the Batwa. To the government of the Kenya, as we did, we urge them to fully and effectively implement the Indor's decision in line with the rules of procedure of the Commission and report back in line with the rules of procedure of the Commission and Resolution 257. Calls on the government to take all necessary steps to uphold its human rights treaty obligations as far as indigenous rights are concerned, including as contained in various recommendations of the Commission to Kenya through its decisions, concluding observations, resolutions, urgent appeals, and press statements. To other states parties to the African Charter, the working group seizes the opportunity of the commemoration of 20 years of its existence and the ensuing reflections on the milestones and persistent challenge on the protection of the rights of indigenous peoples and communities on the continent, to renew its call on all states parties to the Charter to take or continue to take into consideration the ways of life of indigenous peoples and communities, together with all their attendant human rights in all decisions taken in relation to business and economic development, accordingly to ensure the rigorous involvement of their duly recognized and designated representatives in all decision-making and actions concerning them, with a view to obtaining free, prior, and informed consents. In this regard, the working group recalls, amongst others, the following resolutions of the African Commission. Resolution 176 on the deteriorating situation of indigenous populations communities in some parts of Africa, adopted in November 2010. Resolution 190 on the rights of indigenous women in Africa, adopted in May 2011. Resolution 197 on indigenous people's rights in the context of the World Heritage Convention and designation of Lake Bogoria at the World Heritage Site, adopted in November 2021. Resolution 334 on the rights of indigenous populations communities in Africa, adopted in February 2016. Resolution 372 on the protection of sacred natural sites and territories, adopted in May 2017. Resolution 489 on the recognition and protection of the rights of participation, governance, and use of natural resources by indigenous and local populations in Africa,
Resolution 490 on extractive industries and the protection of land rights of indigenous populations and communities in Africa, adopted in 2021. The working group also calls for continued collaboration by state parties with the working group to facilitate the implementation of its mandate, which is established towards achieving the fulfillment of the African Charter on Human and People's Rights. To national and international organizations, the working group extends profound appreciation to all its partners for the technical and material and financial support regularly provided in the execution of its mandate, recognizing in particular the sustained support of the International Working Group for Indigenous Affairs over the years and the newly established and ongoing support by the GEA Foundation, African Biodiversity Network, Minority Rights Group International, the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, and the Interagency Support Group on Indigenous Peoples Issues. It also recalls for new supports and partnerships towards further enhancing the implementation of its mandate, and calls for continued collaboration with the working group and unrelenting commitments to the efforts at promoting and protection of indigenous rights on the African continent. With this, I conclude my presentation of the activity report on the working group on indigenous peoples, on indigenous communities and populations, as well as minorities. Thank you very much, Chair. Thank you to all of you for your kind attention. I look forward for your feedback on the same. Merci beaucoup, monsieur. Oui, merci beaucoup. Nous avons le retour en français ici sur ce canal. Est-ce que vous pouvez nous aider? Si vous pouvez nous aider parce qu'on a des contraintes de temps. Merci beaucoup, commissaire Derso. Il reste 6 minutes dans le temps qui vous était imparti. On va aller très rapidement. Nous avons Matt for Peace Development and Human Rights Association Egypte. Vous avez 1 minute, Matt, parce que les interprètes sont en train de nous dire qu'on devait normalement terminer. Mais moi, je pense que nous avions 3 heures en plus. J'ai utilisé 2 heures pour cette session publique. Ensuite, nous allons basculer en session privée pour faire l'agenda de la session privée pour l'heure qui va rester. Il n'y avait aucune autre possibilité, et ça, je m'adresse aux interprètes, on n'avait aucune autre possibilité d'arrêter d'abord pour les 3 prochaines heures pour se reconnecter. C'était impossible techniquement de devoir le faire. Voilà pourquoi on a pris les 2 heures dans cette session publique, quitte à ce que si vous voulez qu'on stoppe pour qu'on fasse notre session privée, ça c'est Étoile qui va voir s'il va nous donner un autre lien. Matt for Peace, vous êtes là? Étoile? Bon, je ne vois pas Matt for Peace. Étoile ne réagit pas non plus. Étoile? Sorry, they are online. We've given them access. Oui, Étoile, do you have Matt for Peace? Étoile? Yes, Étoile? we've given them access. We've given them access. Please speak aloud, Étoile. I cannot understand you because you're speaking very... Hello. Matt for Peace, 1 minute, please. We are running after time, please. 1 minute. Okay, thank you very much. My name is Fana. I'm Ethiopian from Tigray region. I just want to bring to the plight of my peoples to the Excellency. Though I prefer if I have 2 minutes, but I will try to address. The Ethiopian government has called. Hello? 1 minute. Okay. The Ethiopian government has called for human rights truce and promised to let humanitarian aid to enter into Tigray. However, it said demanded 500 trucks to avert the catastrophic event that's looming, but the government only allowed 160 truckload to enter into Tigray and giving a different reasons for not allowing the humanitarian aid to enter into Tigray. I just want to bring to your awareness that now in Tigray, the only functioning hospital either
is obliged to recycle glove and use expired medication. And from Saturday on, the patients have no food, and it seems like the hospital soon will be closed. Excusez-moi. Yes. Yes, sir. Excusez-moi, vous mettez le commissaire en difficulté. Oui. Le rapport qui vient de présenter, c'est sur les communautés et les populations indigènes. Mais votre question n'a rien à voir avec le commissaire Derso. Vous le mettez en difficulté inutilement. Si vous avez une question, je répète encore, posez une question qui cadre avec le rapport sur les populations, les communautés indigènes et les minorités. Parce qu'apparemment... Oui, nous, c'est les minorités, monsieur. Nous, c'est des minorités dans les populations éthiopiennes. Ok, ça va. Posez alors la question. Oui. Directement la question. C'est les questions, c'est les gouvernements éthiopiens. Il n'est pas laissé nous à trouver les médicaments. On n'a pas de téléphone, on n'a pas d'Internet, pas de communication. Et rien aide et tout ça. Can I speak in English? Our Yes. people will, in 2 weeks, if aid is not entering to Ethiopia, especially in the northern and central part of Tigray, the people will perish. We had received from my own family members that people are dying every day in a village, 10 to 15 people per day. We lost more than 2,000 children because the aid is blocked by Ethiopian government. We kindly request the office to take seriously this matter and make a solution, negotiation with Ethiopian government. In addition to that, the peace initiative, which was started by African Union, is failing because they are negotiating and lobbying for humanitarian aid delivery, requesting an unacceptable demand. We want your office to take into serious consideration because we are losing our people. We don't know what is happening to our family all over Tigray because the blockade, there is no communication for the last 18 months. There is no banking. We cannot send money to our family. We cannot know what is happening to them. There is no medication. We are losing our own family members because of medication. But still now the African Union is now voicing out and putting a measure to solve this problem. Merci. Thank you. Merci, Madame. Nous avons enregistré cette question-là. Le commissaire Derso, dans la mesure où cela cadre avec les minorités, s'il a une forme de réponse, il peut apporter, mais s'il n'a pas de réponse, la commission pourrait y répondre. Parce que on court après le temps et puis c'est difficile de poser ce genre de questions pour quelqu'un qui est aussi de ce pays-là. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit que vous le mettez. Mais s'il ne souhaite pas répondre, nous, la commission, nous pouvons répondre aussi à sa place. Je crois que c'est beaucoup plus, c'est conforme à nos règles à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a encore Amnesty International Observer qui est là. Est-ce qu'ils sont là, Étoile? Étoile? Yes. We are here, yes, Chairperson. Jafet, can you use one? We apologize. Just directly the question, 1 minute, so that we can finish. Thank you, Chairperson. I would like to highlight the situation of the Sans peoples of Namibia. In a recent report that Amnesty International published, shows that Namibia carries one of the highest burdens of tuberculosis in the world. This burden is disproportionately borne by the Sans people. Studies indicate that the burden of TB among the Sans people is almost 40% higher than the national average. This is primarily because the Namibian government has failed to address various structural factors and social determinants that contribute to the Sans' disproportionate vulnerability to tuberculosis. In particular, there are significant barriers related to the availability and accessibility of healthcare for the Sans generally, and to TB treatment in particular. The barriers include long distances to healthcare facility, lack of access to information, and low quality care. In this regard, we ask the African Commission through the working group to ask the Namibian government to develop targeted programs aimed at the health needs of the Sans people, including tuberculosis, and by expanding and strengthening community-based healthcare services and ensuring that mobile clinics and health extension workers visit San communities in their areas. Thank you, Honorable Chairperson, for this opportunity. Merci beaucoup, Merci. Monsieur le Président Derso,
Vous avez la parole pour répondre à ces deux questions. Voilà. Et si vous pensez que la commission pourrait également répondre, vous êtes libre de nous le dire, mais sinon, sentez-vous libre. Peut-être 2 minutes, ça peut suffire pour vous? Pour qu'on passe à l'autre, les interprètes sont en train de nous pousser. Absolutely. Thank you very much, Chair. I think the submissions that we have, received are for us as the Commission to listen to and take the necessary follow-up measures. And indeed, within the context of the rules and practice of the Commission, I wouldn't be able to pronounce myself on matters relating to the country of which I am a national, but I'm sure colleagues, including the country rapporteur for Ethiopia and the Commission as a whole, has taken note of the submission that has been made and will make the necessary follow-up within that framework. On the submission by Amnesty International on the San people of Namibia, this is very well noted, and we thank the work that you have done in this respect. And indeed, this staggering figure of more 40% higher than the national average in terms of TB affecting the San people in Namibia. Here is another, material evidence of what the enormous marginalization of indigenous peoples would lead to in terms of the enjoyment of their rights and indeed their exposure to all kinds of conditions of oppression. And we indeed welcome your recommendation on the need for the adoption of targeted programs on the health needs of the San communities, and we would, as the working group, follow up on this proposal with the government of Namibia as well. With that, I would like to conclude by thanking all of you, Chair, members of the Commission, staff of the Secretariat, interpreters, and all the participants of this session. And I would like to wish my brothers and sisters, Muslim brothers and sisters, Eid Mubarak, as you conclude this holy month of Ramadan and the replenishing of your soul and your body. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur le Président. Il y a déjà à peu près 4 minutes que j'ai perdues. Je vais essayer de les récupérer dans la tranche qui reste. Je signale encore aux interprètes que nous nous excusons si vous pensez que nous avons empiété sur vos droits. Loin de là. Nous avions négocié 3 heures et les 2 heures, c'était pour la session publique que nous devons terminer, 1 heure pour l'autre côté. Nous allons, permettez-nous de terminer pour les 30 prochaines minutes et puis pour l'autre heure, nous allons voir maintenant comment on va arranger pour pouvoir terminer notre session publique, mais dans la version privée parce que la petite réunion là va être privée. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de vous. On n'a pas d'autre moyen technique de résoudre ce problème. Je remercie alors le commissaire Derso pour l'interaction qu'il a eue avec ces ONG. La réponse qu'il a donnée, c'est celle que j'allais aussi donner. S'il y a une minorité en province du Tigré et qui souffre des violations de ses droits de l'homme du fait du gouvernement éthiopien, nous avons pris bonne note. Je crois que Matt Forpis nous a transmis sa note. Je demanderai simplement au secrétariat de devoir transmettre cette note à l'honorable commissaire Moudford Zakaria Mwandenga, qui est le rapporteur pays, comme a dit le commissaire Derso. C'est lui qui est habilité à rester en contact avec Matt et à trouver des formes de réponse. S'il veut faire une lettre d'appel d'urgence à cet égard, il pourrait le faire tout à fait comme rapporteur pays. Et le commissaire Derso a bien répondu par rapport à cet élément. Et c'est ça les normes de la Commission africaine de l'armée des peuples. Merci à tout le monde. Permettez-moi maintenant de présenter le dernier rapport qui reste en ligne. C'est le rapport que je présente en tant que président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Bien évidemment, je le fais conformément à l'article 16 du règlement intérieur qui m'oblige à devoir le faire. Quelles sont les différentes activités que j'ai faites? D'abord, des activités de coordination et de supervision du travail du secrétariat. C'est une activité qui nous prend, je peux vous le jurer,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur une base quotidienne. Nous sommes disponibles pour le secrétariat, ils peuvent le témoigner, et j'ai coordonné toutes les activités de promotion et de protection des membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tous les jours, à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée. Je suis en contact avec Madame la secrétaire. Je n'ai failli à aucun moment et aucun jour, et je continue à faire ce travail de la manière qui convient le plus possible, selon les moyens qui sont les miens. Bien évidemment, j'ai aussi participé au deuxième point aux réunions des organes délibérants de l'Union africaine. J'ai déjà eu à faire un rapport circonstancié à cet égard. Je vous avais fait rapport après la 69e session, lorsque j'ai participé à la session au sommet du mois d'avril. Je vous ai déjà fait un compte rendu, un retour par rapport à cette situation. C'est notre participation à la 43e session ordinaire du COREP, ainsi qu'à la 40e session ordinaire du Conseil exécutif et la 35e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, accompagnée bien évidemment d'un certain nombre de commissaires. Madame la vice-présidente était là, l'honorable Atem Essayem, ainsi que l'honorable commissaire Solomon Ayele-Derso et les membres du secrétariat qui étaient désignés à cet égard. J'ai présenté votre 50 et 51e rapport d'activité combiné devant le COREP, et c'était le 24 janvier, c'était en virtuel. J'ai fait comme d'habitude un résumé du rapport, parce que là-bas aussi les contraintes des temps sont assez compliquées. Un rapport surtout, un résumé sur tout ce que nous avions fait. Des discussions, il en a résulté que 26 États partis ont pu interagir avec le rapport. C'est le seul rapport qui appelle d'ailleurs beaucoup de commentaires comparativement au rapport des autres organes. Les pays ci-après ont dû interagir avec nous: l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, le Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée équatoriale, la Libye, le Madagascar, le Malawi, le Maroc, l'île Maurice, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, la République arabe sahraoui démocratique, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tanzanie, j'ai déjà cité la Tunisie, l'Ouganda, le Zimbabwe. Ce sont ces pays qui ont interagi avec nous, parfois pour réfuter ce que nous avons dit, parce que la vérification de l'authenticité de nos allégations pose souvent problème, mais ils ont demandé parfois de biffer les éléments dans notre rapport, mais ce n'est pas ici le lieu de vous dire les méthodes que nous employons souvent. On ne biffe pas, mais on demande aux États de faire leurs commentaires que nous annexons au rapport. Alors, l'examen de ces rapports d'activité par le Conseil exécutif, vous savez qu'on ne reprend plus la présentation de ce rapport. C'est le COREP qui fait rapport au Conseil exécutif, mais à notre présence, nous sommes là parce que s'ils demandent à ce qu'on intervienne, en ce moment-là, on apporte des éléments d'éclaircissement. Aucun élément n'a été concerné, n'a été contesté. Le seul point soulevé concernait la mise en œuvre des décisions du Conseil exécutif. Et à cet égard, vous savez que pour le prochain sommet, il nous a été demandé de faire un rapport holistique de toutes les décisions du Conseil exécutif qui n'ont pas été exécutées, qui n'ont pas connu de suite favorable, de faire un rapport pour le sommet qui arrive, plutôt que de se focaliser sur seulement un certain nombre de points qui restaient de manière permanente sur notre rapport d'activité. J'ai pu également avoir d'autres activités en marge de la 35e session ordinaire. C'est une occasion pour nous de faire de la diplomatie des droits de l'homme, comme vous le savez. Et là, dans ce cadre-là, j'ai pu rencontrer les autorités éthiopiennes, que je remercie d'ailleurs, les autorités éthiopiennes de très haut niveau. C'était le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, avec qui nous avons eu de très bonnes réunions, d'abord ensemble avec tous les commissaires, et puis en aparté avec lui, j'ai eu des échanges avec lui. Tout comme j'ai participé à une réunion en marge de cette session qui a été organisée par la députée Chairperson de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Sanzabagana, Dr Monique Sanzabagano. Nous avons discuté. Il a discuté avec tous les organes pour faire connaissance, se faire connaître à ces organes, et pour que nous lui exposions nos problèmes. Nous avons exposé ce jour-là le problème de notre siège. Elle sait que c'est un problème qui nous occupe, qui nous occupe, et problème pour lequel ils sont déjà informés. Ils feront des efforts pour que ce problème-là puisse être résolu. Alors, sur la question de la retraite, vous savez que nous avions inscrit notre retraite au mois de mars dans notre plan d'action annuel. Nous n'avons pas eu cette retraite. Pourquoi? Je pense. La raison, c'est que tous les organes ont demandé une retraite avec le COREP, et je ne vois pas dans quelle mesure le COREP pouvait satisfaire tout le monde. Moi, j'avais quand même demandé à Madame la députée Chairperson de faire en sorte qu'il y ait une seule retraite réunissant tous les organes dans un format qu'ils pourraient déterminer. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont pour cette retraite, mais en tout cas, nous devons savoir que même l'AFTCA, la zone de libre-échange
juges continentales africaines est demanderesse d'une retraite avec le COREP. Donc, tous les organes, nous ne sommes pas les seuls. Le fait pour nous de le prévoir au mois de mars ne signifie absolument rien, parce que même la Cour l'avait demandé presque à la même période. Maintenant, je ne sais pas si la Cour l'a eu, mais il me semble qu'il n'y a encore aucun organe qui a eu la retraite avec le COREP, parce que le COREP lui-même a son propre agenda qu'il doit exécuter aussi. Il faudrait qu'on en tienne compte également. Ma proposition auprès de la députée Chairperson, c'était de lui dire organiser peut-être une retraite collective de tous les organes en une fois avec le COREP, ça pourrait arranger. Nous sommes tous en train d'attendre. J'ai eu une réunion bilatérale avec la juge Amani Iboud sur la question de la complémentarité entre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons fait le point notamment de la question. C'est à cette occasion que je lui informerai aussi que nous en avions déjà discuté à la 70e session. Nous aurons une réunion au mois de février et vous savez ce qu'il en est résulté au mois de février. Nous avions reporté au mois d'avril aussi une autre réunion et je vais en parler à la fin de mon rapport. J'ai eu une réunion bilatérale en tête-à-tête, comme je l'ai dit, avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique d'Éthiopie. On a discuté avec lui dans l'objectif de voir l'enquête qui est en cours, comment nous pouvons continuer notre collaboration en vue d'avoir un rapport qui est équilibré, intégré, qui tienne compte, un rapport balance report, comme on dit en anglais, qui tient compte à la fois de ce que nous avons comme élément et du point de vue du gouvernement. J'ai échangé avec les autorités et ils m'ont expliqué concrètement ce qu'il y a lieu de faire dans ce cadre-là, dans ce domaine-là. Les commissaires qui sont au fait de cette information, ils savent de quoi je parle. Les réunions du bureau de la commission tenues virtuellement les 7 et 22 janvier, j'ai participé à ces réunions, les détails sont dans le rapport. J'ai également participé à une retraite sur la planification du travail annuel et axée sur les résultats. Tous les commissaires ont pris part, je ne vais pas revenir par rapport à ça. Une première retraite conjointe des juristes de la Commission africaine de la Cour et du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être des enfants avait eu lieu du 26 au 28 janvier à Maputo, au Mozambique, une retraite assez importante, une première retraite de tous les juristes et des organes des droits de l'homme de l'Union africaine. J'ai également été là. J'ai pris part à la séance d'ouverture. J'ai pris part jusqu'à la fin. J'ai assisté à tous les modules qui étaient programmés. Et c'est une activité assez importante qui nous a permis d'interagir et d'évoquer toutes les questions juridiques qui se posent au niveau de notre système continental. Tout comme je prépare au symposium régional sur la mise en œuvre de la déclaration de Marrakech, c'est une activité qui a été organisée par les institutions nationales des droits de l'homme. Les détails figurent dans mon rapport. J'ai assisté à la formation sur l'éthique le 15 février. J'ai pris part à la 70e session ordinaire que nous avions tenue virtuellement au mois de mars. J'ai pris part également, vous savez que cette année, quand le commissaire Derso était président, c'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été élue à la présidence de la plateforme AGA. Et à cet égard, nous avons eu une première réunion politique des membres de la plateforme AGA, précédée par une réunion technique. J'ai pris part à cette réunion pour nous familiariser avec cet outil AGA et comment nous pouvons aller de l'avant. Dernièrement, quand nous avions invité le collègue, l'ambassadeur Salah, vous avez vu qu'il a dit, il a fait quelques propositions pour faire avancer AGA. Il avait des propositions de réforme et je lui ai dit de rester en contact avec nous, comme nous avons la présidence, pour faire avancer ces différentes réformes qui permettront à AGA d'aller plus loin. J'ai pris part à un forum de réflexion de l'Union africaine sur les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Ça a eu lieu à Accra, au Ghana. Nous étions là avec le commissaire Derso. J'ai prononcé le discours d'ouverture, j'ai assisté à tous les modules et pour la cérémonie de clôture, je n'étais plus là. Le commissaire Derso m'a remplacé. Il a présenté au nom de la Commission africaine des droits de l'homme des peuples le discours de clôture au nom de nous tous et je tiens à l'en remercier pour m'avoir suppléé à cette activité à la fin. J'ai pris part à une rencontre de courtoisie avec le représentant de la francophonie. On a tenu une réunion avec le représentant de la francophonie parce qu'il était question, quand nous étions à Addis Abeba, de les rencontrer pour signer la feuille de route en dehors du MOU, signer la feuille de route pour 2022, mais on n'avait pas pu le voir. On a organisé une rencontre de courtoisie au cours de laquelle, je crois, avec Madame la vice-présidente, nous avons assisté à cette réunion. J'ai pris part au colloque sur le consentement des États africains à la juridiction internationale, un très bon colloque, une très belle rencontre. C'était avec l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Cheikh Anta Diop. C'était à la Sorbonne au Sénégal. Ce colloque a pu dégager
beaucoup d'idées, beaucoup d'événements, comment les États se comportent au niveau des organisations régionales déjà, une organisation comme la CEDEAO, et comment nous pouvons aussi nous comporter par rapport à ce problème du consentement des États aux procédures internationales auxquelles ils n'ont pas donné leur volonté. Beaucoup de développements ont été faits à cet égard, forum prorogatum et beaucoup d'autres techniques qui sont utilisées au niveau de la CEDEAO et ailleurs, comment combiner toutes ces idées et commencer à trouver la lueur également par rapport à nos propres problèmes que nous avons, comment faire participer les États à certaines procédures auxquelles ils n'ont pas donné leur consentement. Les actes de ce colloque seront publiés, bien évidemment. Madame la vice-présidente avait fait également une communication à ce sujet. Les actes seront publiés. Une fois qu'ils sont publiés, il faudrait qu'on les partage avec le commissaire. J'ai pris part à une réunion de courtoisie avec ONU-SUDA, avec la commissaire Janet Ramatouli Sananjay. Les détails sont dans le rapport. J'ai pris part à la session ordinaire que nous avons tenue virtuellement le 4 avril 2022, cette session au cours de laquelle nous avons discuté sur la complémentarité entre nous et la Commission africaine. À la commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda, l'activité, celle qui a été organisée par notre panel, l'activité qui a été organisée par la Commission de l'Union africaine, j'ai représenté l'Union africaine et j'ai délivré un message à cet égard. Le message est le suivant, c'est que la commémoration annuelle du génocide de 1994 contre le Tutsi au Rwanda est l'occasion non seulement de rendre hommage aux vies brutalement perdues, mais c'est aussi l'occasion d'exprimer notre solidarité en tant que Commission africaine, solidarité envers les survivants, mais aussi de se souvenir des leçons retenues de cette tragédie afin de veiller à ce qu'elle ne se reproduise plus. Des prières ont été prononcées, des discours ont été prononcés et j'y ai participé. J'ai fait une visite de travail au Royaume du Maroc du 11 au 15 avril 2022. J'ai conduit une délégation avec d'autres commissaires, Marie-Lise Abomour, Vénia Guérisha et Idriss Sasso. C'était pour le plaidoyer qui avait commencé en 2019 par la commissaire Maïga, et nous avons poursuivi ce travail qui a été fait en 2019, en 2022, en réveillant encore les autorités parce qu'il y a eu des élections dans l'entretemps. Ils ont changé le Parlement et le Premier ministre. Il fallait encore redynamiser cette demande. On a interagi avec le président de la Chambre des représentants, avec le président de la Chambre des conseillers, qui sont les deux chambres parce qu'ils ont une chambre bicamérale. Le ministre de la Justice était au conseil du gouvernement ce jour-là, mais il nous a envoyé une forte délégation de conseillers. J'ai animé une conférence de haut niveau à l'université Mohamed V, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, ensemble avec les autres. On a fait le plaidoyer avec les autres commissaires auprès de cette université Mohamed V, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, avec les collègues pour leur faire comprendre au monde universitaire et académique l'importance d'adhérer au système africain de promotion et de protection des droits de l'homme. Pour le suivi, nous avons décidé avec l'INDH du Maroc si c'était possible de faire un accord pour suivre annuellement ou bisannuellement cette question de plaidoyer jusqu'à ce que ce pays va nous rejoindre. Une fois que ce pays nous rejoint au niveau du système africain, ça va résoudre un certain nombre de problèmes au niveau de l'Afrique également par rapport aux droits de l'homme. J'ai pris part au Forum des ONG édition 2022 en prélude à la 71e session ordinaire de la Commission africaine tenue virtuellement 19 au 20 avril 2022. Tout comme j'ai présidé, et c'est ça le dernier point du rapport, les 3 séries de réunions que nous avions eues sur la complémentarité entre la Commission africaine et la Cour africaine de l'homme et des peuples. Ce sont des réunions que nous avions tenues à la 69e session ordinaire, la réunion que nous avions eue en février, en mi-février, et la session que nous avons tenue en avril. Et je crois que nous connaissons maintenant le point de vue de la Commission, parce qu'après les débats et délibérations, la Commission a pris des positions substantielles et évolutives qui seront communiquées par ma plume, sous ma plume, mais en votre nom, à la Cour dans les prochains jours. Ces mesures salutaires et courageuses feront très certainement avancer la cause de la protection des droits de l'homme sur notre continent. Voilà, mesdames et messieurs, très, très rapidement, ramassés en quelques lignes les points saillants du rapport du président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que je vous ai présenté et je vous remercie de votre attention. Il me reste maintenant, je n'ai pas enregistré des observations par rapport à ce rapport. Pour le peu de minutes qui nous restent, je voudrais demander au secrétariat, est-ce que nous avons
utiliser ces minutes qui restent pour demander les ONG qui auraient dû intervenir pour le rapport de Maya, parce que là, il me reste à peu près 7 minutes. Si elles sont encore disponibles, je vais leur donner la parole et le secrétariat pourra nous dire si dans l'entretemps pour le rapport du président, il y a eu des ONG. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Je voudrais faire intervenir ces 2 séries d'ONG et puis nous allons terminer avec ce travail. Ainsi, je voudrais demander à Etoile, est-ce que Matt for Peace est là pour intervenir sur le rapport de Maya? Parce que j'avais promis qu'on passe d'abord, parce qu'on avait terminé, pour permettre à tout le monde d'intervenir et on va voir à la fin. Monsieur le Président, j'ai eu les questions des intervenants, j'ai noté. Donc, je pense que ce ne sera pas la peine de passer la parole. Ils ont mis sur le chat un certain nombre de leurs préoccupations. OK, alors je vous donne 2 minutes pour que vous répondiez si vous avez eu Matt for Peace, si vous avez eu International Lawyers Org, si le Burkina Faso qui était enregistré vous ont posé des questions. Dans le cas des minutes qui sont les miennes, vous pouvez intervenir pour 2 minutes parce qu'on va terminer bientôt. Et je demande au secrétariat s'ils ont des questions me concernant de me les envoyer directement. Comme ça, j'appelle ces ONG. Vous avez 2 minutes, madame. Oui, merci beaucoup. En fait, ce ne sont pas des questions, c'était des propositions et des analyses de situation. Donc, j'ai déjà répondu à une ONG en lui disant que j'avais pris en considération les propositions et de même en ce qui concerne Matt for Peace. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions directes à apporter, c'était des préoccupations et des propositions, tout simplement. Merci beaucoup. D'accord. Ainsi dit, nous considérons donc votre rapport pour lequel nous vous félicitons que c'est un rapport contradictoire parce que vous l'avez présenté. Les ONG ont également fait des contributions et nous tenons à vous féliciter parce qu'on avait suspendu votre rapport en attendant la fin. Nous tenons à vous féliciter pour la présentation de ce rapport et la qualité des propositions que vous avez faites là-dedans. En ce qui concerne le rapport du président que je viens de présenter, on m'informe par le secrétariat qu'il n'y a personne qui s'est enregistré, ni État, ni ONG, ni INDH. Donc, je fais mes remarques conclusives finales. Je remercie simplement tous les commissaires avec qui nous sommes. Sans votre soutien, nous ne pouvons rien faire. Sans votre participation à ce que nous faisons, on ne peut pas avancer. Nous voulions que pour l'intercession qui va nous séparer d'avec la 72e session ordinaire, que nous continuions à travailler avec le même esprit de solidarité et d'unité, parce que nous ne sommes pas 11 organes, mais nous sommes un organe composé de 11 commissaires. Nous devons travailler dans l'unité, nous devons travailler dans la concorde, nous devons travailler dans le respect mutuel entre nous collègues, dans le respect des institutions étatiques, dans le respect de nos partenaires qui sont les défenseurs des droits de l'homme qui sont dans les INDH et les défenseurs des droits de l'homme qui sont dans les organisations de la société civile. Mesdames et messieurs les commissaires, nous voici arrivés à la fin de la partie de la session publique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça n'a pas été facile, le temps a été très difficile et très court pour la plupart des choses. Tout n'a pas été fait à la perfection. Il y a des choses qui méritent une amélioration. Par exemple, le point de l'agenda numéro 3 sur la situation des droits de l'homme sur le continent, nous ne l'avons pas fini parce que lorsque nous appelions les concernés pour venir le présenter, ils n'étaient pas présents, mais ils continuent encore à demander la parole, ce qui fait que quelques États n'ont pas pu. L'Égypte n'a pas pu faire sa déclaration sur ce point-là, ainsi que quelques ING et quelques ONG. Nous tenons à nous excuser auprès d'eux. Nous allons corriger ces choses dans les jours à venir pour la 71e session qui va arriver. Mesdames et messieurs les commissaires, merci beaucoup. Maintenant, il reste au secrétariat de nous dire l'heure qu'ils nous ont proposée pour analyser l'agenda privé. Nous allons techniquement faire comment? C'est ça que moi j'ai évité. Devions-nous nous déconnecter d'ici et nous reconnecter plus tard? Je vais passer la parole à Abiola pour qu'elle nous donne la directive. Abiola, vous êtes là? Abiola. Yes, Honorable Chairperson. Yes, can you advise us what are we going to do now? Finish the public part. Honorable Chair, can you hear me? Wait. Yes, okay. Yes, we would get a new link. There's already a link for a private session, actually, that was generated by IT. I believe it will be the same that we would use. Etwell, can you please advise?
Yes, we've recirculated the private link in the last 5 minutes. Thank you as well. And that's it, Honorable Chairperson. There's a link for the private session as was used at the beginning of the session, and it's been recirculated by the IT unit. Thank you, sir. OK, ça signifie que globalement, on va se déconnecter. Vous allez envoyer un autre lien pour 1 heure pour la session privée. On a compris ça. Avant de terminer, chers collègues, je vous demande que nous puissions l'Érythrée pour son droit de réponse. Ils viennent d'écrire encore 2 minutes, qu'on puisse leur donner, qu'ils fassent leur droit de réponse. Comme ça, on clôture notre session en beauté, sans incident ni quoi que ce soit. Je demande vraiment l'indulgence de tous les commissaires de devoir m'autoriser à accorder 2 minutes à son Excellence Binyam Béré de l'Érythrée pour qu'il fasse son droit de réponse. Excellence Binyam, vous êtes là? Yes, Mr. Chairperson. Yes, I am here. Allow me to give you 2 minutes so that we can finish with this issue. Thank you, 2 Mr. minutes, Chairperson. I will take only one. Mr. Chairperson, the NGO MAT recycled the same allegations it made at the 69th session of the SHPR earlier this morning. My delegation has responded in detail on prison conditions in Eritrea during that session and has also addressed the issue at length during the consideration of Eritrea's periodic report. The NGO's attempt to make COVID-19 an excuse to accuse Eritrea is futile. Eritrea is among the most successful countries to have contained the pandemic. Currently, there isn't a single known positive case in Eritrea. The NGO would have known and applauded that if it has any interest regarding the human rights situation in Eritrea. Thank you, Mr. Chairperson, and I congratulate you for the successful end of the public session. Thank you. Nous vous remercions, Excellence Binyam, pour ce droit de réponse par rapport aux allégations de Mat for Peace, de la manière dont votre pays a géré la crise du Covid-19. La Commission ne peut que vous féliciter et demande à Mat for Peace d'intégrer votre réponse, votre analyse dans ses opérations pour le reste. Merci beaucoup à tous les commissaires. La session n'est pas terminée. Au public plutôt, aux représentants des États, des INDH et des organisations de la société civile. Nous suspendons notre session aujourd'hui publiquement. Nous allons nous retrouver à la fin de la session pour la séance de clôture parce qu'à partir de maintenant, la Commission va entamer maintenant sa partie privée. Merci beaucoup à nous tous et à nous revoir le dernier jour de la session dont vous avez la date. À tout à l'heure. Quant au commissaire, le lien va être envoyé tout à l'heure. On se reconnecte. À bientôt.